Un verre d'eau, merci. Il y a du monde dans le public, hein. Oui, bah, c'est les manifestants, ils sont montés comme d'habitude. On l'a fait plein de fois, nous travaillons pas. Ben, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, la question de la police du Conseil. Ils n'ont pas l'air très énervés. Une part, on fera une abstention, mais on ne fait pas d'explication de vote. Aïssa, dis-le. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous allons commencer le conseil municipal. Je vais procéder à l'appel. Madame Sceaux est représentée par Monsieur Comté, Monsieur Bachelet, Présent. Madame Gasmi, Monsieur Charère, Madame Moumni, Monsieur Bossier est représenté par Monsieur Benbraham, Madame Tricard, Madame Mestre, Monsieur Agoumala. Monsieur Agoumala, non? Il va arriver. Madame Arnoux, Monsieur Narbonnet, Madame Nicolas, Monsieur Dulac est représenté par Madame Mestre, Madame Barthélemy Ruiz, Monsieur Benbraham, Monsieur Choquet, Madame Choquet, Monsieur Bécouche, Madame Atougui, Monsieur Michalet, Monsieur Thomas est représenté par Madame Gasmi, Madame Linguanotto, Madame Pacari, Monsieur Moélébi est représenté également par Madame Mestre, Monsieur Jean Boudou, Madame Auchet, Monsieur Faubeau est représenté par Madame Choquet, Madame Aladreau, Madame Achic, d'accord, c'est Narbonnet. Monsieur Kilika, Monsieur Bellet, représenté par Madame Barthélemy Ruiz, Madame Silla, Madame Narampitage, absente, Madame Ma, Monsieur Comté, Monsieur Gros, Monsieur Stéphane, Monsieur Canté, Madame Mesbailly, représentée par Monsieur Benbraham, Madame Saint-Jacques, Monsieur Demarque, Monsieur Pic, Monsieur Môme, Monsieur Emonet, pas de pouvoir pour Monsieur Emonet, Madame Legmara, Monsieur Guducelli, Monsieur Perrotel, Madame Delattre, Madame Taton, en retard, Monsieur Moucarzel, il est là, il n'est pas là, Monsieur Moucarzel, Monsieur Don, Madame Avita-Pelette est excusée et Monsieur Butet, il est là. Merci. On a donc le quorum est atteint pour cette séance. Je déclare donc la séance ouverte. Je voudrais juste faire une petite déclaration. Le 27 mars 2002, en fin de conseil municipal de Nanterre, un homme a tenté d'assassiner un par un les 50 élus présents. Le bilan fut très lourd. 8 morts, 19 blessés, dont 12 avec des handicaps définitifs. À cette époque, on n'a pas parlé d'attentat, on a juste dit qu'il s'agissait d'une tuerie. 20 ans après,
il est juste de mettre les bons mots sur cet acte odieux. 20 ans après, il est important que les Colombiens sachent que des élus d'une ville voisine, garants du respect de notre devise républicaine, sont morts ou ont été durablement blessés pour la République. 20 ans après, nous devons nous souvenir que les élus locaux, engagés avec conviction dans l'exercice de leur mandat municipal, quel que soit leur bord politique, font vivre la démocratie du quotidien. Lorsqu'on a assassiné ces élus, c'est une part de notre République qu'on a essayé de mettre à mal. Il y a 3 jours, la ville de Nanterre a rendu un hommage solennel à ces élus de 2002, morts et vivants, valides ou non, porteurs de séquelles irréversibles physiquement pour certains, psychologiquement pour tous. La municipalité de Colombes a participé à cet événement. Je vous propose, mesdames et messieurs, chers collègues, ce soir, en souvenir de cet attentat et en hommage aux victimes nantériennes du 27 mars 2002, d'observer collectivement une minute de silence. Merci. Je propose que Mme Hochet soit secrétaire de séance. Merci, Mme Hochet. Est-ce que vous avez des observations à faire sur le compte-rendu du conseil municipal du 17 février? Monsieur Don. On est bien sur le compte-rendu du dernier conseil. Monsieur le maire, chers collègues, lors du dernier conseil municipal, je suis intervenu sur la lutte contre le frelon asiatique, délibération numéro 6, ce qui n'est pas indiqué dans le compte-rendu analytique. J'en profite pour vous signaler qu'on ne reçoit plus par mail les comptes-rendus analytiques, le dernier reçu étant celui relatif au conseil municipal du 18 novembre dernier. On le recevait jusque-là environ une semaine après le conseil municipal. On le découvre désormais sur la tablette dans les annexes du conseil municipal suivant. Dans le même ordre d'idée, je n'ai pas été convoqué lors de la dernière commission consultative des services publics locaux qui a eu lieu mercredi 23 mars dernier et 11 délibérations sont concernées ce soir par cette commission. Certes, je suis membre suppléant de cette commission, mais jusqu'ici, les suppléants étaient convoqués. Ce qu'on pouvait considérer comme une avancée dans la démocratie locale disparaît, comme une nouvelle étape dans votre volonté de réduire à peau de chagrin le rôle de l'opposition, après la réduction drastique de notre temps de parole lors des conseils municipaux, l'interruption systématique de nos interventions, la diminution de 5 jours du délai pour analyser le budget, la tribune municipale réservée à l'opposition diminuée de moitié, etc. Je vous remercie. Monsieur Benbrahim. Oui, monsieur Don, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous avez pu vous en rendre compte, et les personnes qui étaient là s'en sont rendues compte, pendant 6 ans, pendant 6 ans, j'étais le représentant de l'opposition à cette commission. Il n'y a jamais eu, pendant votre mandat, de suppléants qui étaient présents. Donc, ce qui se passait et ce qui s'est passé pendant 6 ans, effectivement, ce qui était bien quand vous étiez aux commandes devient moins bien quand vous êtes dans l'opposition. C'est un petit peu surprenant quand même. Sur le fait qu'on réduit la parole de l'opposition, etc., enfin, il ne faut pas exagérer. Je crois qu'il
Vous avez un temps de parole assez important, vous avez l'expression de tribune, vous avez les règles applicables à tout le monde. Il y a eu tout au début du mandat une commission du règlement qui s'est réunie et donc les choses ont été traitées de la sorte. Voilà, ça s'est fait comme ça s'est fait plusieurs fois. Et je ne voudrais pas répéter un petit peu ce que dit M. Benbrahim, mais j'ai souvenir quand même de modifications autoritaires sous l'ancienne mandature du règlement du conseil municipal. Voilà, donc on peut jouer sur ce genre de choses, mais c'est un peu désuet, quoi. On passe au vote du compte-rendu. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui ne prend pas part au vote? Je n'ai pas compris le vote de l'opposition, du coup, là. C'était pour? Non. Ils sont pour. Bon. Merci de cette unanimité. Sur la table, vous avez trouvé le compte-rendu, bien sûr, de la commission unique avec les observations qui ont été faites en commission lundi soir. Et ensuite, on va passer à l'examen des délibérations. Et pour commencer, c'est Madame Aladreau qui va nous présenter le budget primitif, le projet de budget primitif. Madame Aladreau, ne vous laissez pas importuner. Ah, ben c'est bien. Alors, je souhaiterais commencer par remercier effectivement la direction. Ah, excusez-moi, avant de commencer, j'ai oublié, je voudrais remercier, comme d'habitude, les traducteurs en langue de signes qui seront là ce soir et voilà, qui font un exercice un peu fatigant parce qu'il faut suivre les débats, mais nous serons encore une fois, grâce à eux, en contact avec toute une série de Colombiens qui ne peuvent pas accéder normalement à l'expression des élus. On vous entend très mal, hein, monsieur le maire. C'est vrai? Monsieur le maire, on n'entend rien. C'est vrai? Il y a un problème, je pense qu'il y a un problème, parce que même le retour est pas très bon ici. Bon, il y a un problème d'enceinte. Si, voilà. On ne peut rien faire, là? J'ai rien compris. Madame Aladreau, on va essayer d'améliorer le son. Monsieur le maire, avant l'exposé du budget primitif que Madame Aladreau va faire de façon formidable, je voudrais souligner et saluer la présence du club de la patinoire de Colombes qui sont venus tous ensemble pour soutenir contre le projet de fermeture de cette patinoire, car nous l'apprenons par voie de presse et nous n'avons aucune information. J'ai vu qu'il y avait du monde dans la salle, Monsieur Perrotel. Et donc, nous allons quand même... Monsieur Perrotel, Monsieur Perrotel, vous pouvez, je parlerai plus fort que vous, Monsieur Perrotel. Donc, ça ne sert à rien, Monsieur Perrotel. Le club de la patinoire. Colombes n'est pas une ville sportive. Monsieur Perrotel, si vous voulez et faire... nous, en tant qu'élus de l'opposition, défendrons les valeurs du sport. Monsieur Perrotel, c'est vous qui avez baissé le budget des sports non, monsieur le maire, nous avons arrêté de raconter n'importe quoi. Non, je raconte pas n'importe quoi. Vous avez fermé la piscine, on va continuer, Monsieur Perrotel. Il y avait Monsieur des solutions Perrotel, si vous voulez faire d'Azizadi, vous allez c'est fermer pas le la moment. patinoire. Vous mettez la Monsieur jeunesse de Colombes. Perrotel, Monsieur le maire. Monsieur Perrotel, taisez-vous, merci. On continue, Madame Aladreau, sur le budget.
Merci, Monsieur le maire. Donc, je souhaiterais commencer mon intervention par remercier la Direction des Finances pour l'ensemble du travail réalisé lors de ce processus budgétaire qui a commencé donc l'été dernier, en fait. Lève-toi les oreilles. Alors, ce budget primitif 2022 se veut être une aspiration à la résilience et à l'ambition. Résilience face à un contexte sanitaire délicat que nous avons dû assumer et qui faisait peser des incertitudes sur nos capacités financières, mais que nous avons dépassées avec intégrité, engagement et responsabilité et en faisant preuve d'une réelle rigueur de gestion. Les collectivités locales, particulièrement mobilisées lors de la crise sanitaire, ont subi à leur niveau une diminution de leur épargne brute. Les communes doivent pourtant poursuivre leur mission auprès d'administrés toujours plus exigeants dans un contexte budgétaire très incertain où d'importantes réformes se cumulent à la crise sanitaire et à des règles qui changent en permanence. Preuve en est l'annonce à quelques jours d'intervalle par un des candidats à l'élection présidentielle de sa volonté de diminuer de 10 milliards d'euros les dépenses des collectivités et de son souhait de dégeler le point d'indice des fonctionnaires. Si je me réjouis bien évidemment de cette dernière proposition pour les agents de notre collectivité, comme pour tous les autres, la simultanéité possible de la mise en œuvre de ces deux propositions ne manque pas d'inquiéter largement l'élu aux finances que je suis. Ambition, parce que si 2021 a été une année d'arbitrage sur nos politiques publiques et de notre programmation pluriannuelle d'investissement, 2022 est celle de la concrétisation de nos priorités dans les différents quartiers de notre ville. Sans négliger le coût du rattrapage pour compenser l'inaction climatique historique, les élus colombiens mettront encore cette année toute leur force et leur implication au service d'ambitions sociales, démocratiques, écologiques, au travers de politiques publiques fortes, notamment dans les domaines du scolaire, de l'enfance, de la culture, des sports ou des solidarités. Pour mettre en œuvre nos ambitions, nous bénéficierons d'un volume de recettes conséquent, s'établissant sur des montants en hausse de 4%, qui financera une progression raisonnée des dépenses réelles de fonctionnement de 2,15% sur 2022 à un peu plus de 126,3 millions d'euros, dans le respect de la trajectoire que nous avions fixée. La valorisation des ressources humaines au service de la collectivité est également une démarche que nous portons. Cette progression volontariste et maîtrisée de nos dépenses de personnel est contenue dans la progression globale des dépenses de fonctionnement. Nous accompagnerons aussi notre politique scolaire en favorisant la rénovation et l'extension de groupes scolaires. Enfin, cela permettra bien sûr d'appuyer l'engagement des projets prioritaires de notre plan pluriannuel d'investissement. Avec ce budget 2022, les Colombiennes et Colombiens verront également la concrétisation des premiers projets lauréats de notre grande démarche de budget participatif, et le lancement d'une deuxième édition à laquelle toutes et tous seront appelés à participer. Le budget 2022, pour sa partie recettes, va s'établir sur des montants en hausse de 4% par rapport aux crédits inscrits l'année dernière. Les recettes de la ville pour l'exercice 2022 sont proches de celles de l'exercice budgétaire précédent. La crise Covid a continué d'impacter en ce début d'année la trajectoire du retour à la normale des recettes tarifaires propres de la ville. Les effets de la pandémie affectant toujours l'accès aux prestations proposées, avec une fréquentation des usagers amoindrie. La restauration scolaire a été particulièrement touchée. Les recettes tarifaires, après une perte de près de 60% subie par la ville en 2020, tendent à retrouver les niveaux constatés avant la crise sanitaire. Malgré une année 2021 traduisant le nouveau pic de pandémie et les défections des usagers sur les prestations municipales, avec notamment le télétravail des parents et la baisse de fréquentation des cantines scolaires, la ville espérait une reprise de la fréquentation normale dès le premier trimestre 2022. C'est la raison pour laquelle nous inscrivons un montant de 10,760 millions d'euros pour ces recettes tarifaires, incluant notamment l'ajustement des places en crèche ouvertes sur cet exercice, les inscriptions au conservatoire, la reprise des séjours en centre de loisirs sportifs, des séjours pour les seniors. Rappelons que la ville mettra en œuvre à la rentrée sa réforme des quotients familiaux afin de réintroduire davantage de progressivité dans les tarifs et de permettre aux habitants les plus modestes de bénéficier d'un accès facilité aux prestations de la ville. L'impact de ce dispositif sur les tarifs ne peut être évalué à ce jour, ni même cette année, compte tenu d'une situation toujours anormale pour l'activité des services municipaux. En revanche, la dynamique sur les droits de mutation se poursuit et permet à la collectivité de conserver des volumes de recettes conséquents. La ville perçoit une taxe additionnelle aux droits de mutation, fixée à hauteur de 1,20% du montant de chaque transaction immobilière réalisée sur son territoire. Ces dernières années,
le produit de cette taxe progressait de plus de 12% par an. La crise sanitaire avait stoppé cet élan en 2020, mais dès l'année suivante, la recherche de biens immobiliers sur la ville, et notamment sur les maisons individuelles, a repris de manière très significative, avec en corollaire une hausse des prix. Néanmoins, il s'agit d'une ressource dépendant de facteurs cycliques, tels que la confiance des ménages et la politique de crédit, et qui pourrait se retourner assez rapidement suivant la conjoncture. Nous inscrirons donc un montant de 5,5 millions d'euros. Du côté des dotations de l'État, il s'agit d'une année neutre, avec des sommes inscrites sur la base des chiffres de l'année dernière, même si au cours de cette période, l'inflation est repartie à la hausse de manière significative. Cela se traduit donc concrètement par une érosion latente de ces ressources pour l'année. Rappelons à nouveau que suite aux différentes réformes fiscales opérées depuis quelques années, les recettes des villes dépendent aujourd'hui pour plus d'un tiers de leurs ressources de reversement par l'État et que les multiples mécanismes de péréquation sur les dotations rendent de plus en plus incertaines les prévisions budgétaires, l'exemple le plus emblématique étant le Fonds de solidarité de la région Île-de-France. Puisque la taxe d'habitation est appelée à disparaître, le ministère des Finances élabore de nouveaux ratios financiers pour définir le potentiel fiscal de chaque ville et donc son indicateur de richesse, afin de déterminer les volumes de dotation qu'il entend allouer aux collectivités. Pour ces transferts, l'État devrait compenser à l'euro près, mais comme nous le rappellent les réformes passées, la suppression d'un impôt remplacé par une compensation a toujours pénalisé les collectivités au fil des années. Compte tenu des montants attendus des dotations de l'État, l'inscription budgétaire sera de 3,528 millions d'euros pour la DSU et de 9,057 millions pour la DGF, au vu des premiers versements mensuels opérés par l'État. Sans mécanisme correcteur, non prévu pour l'instant, la ville perdra des ressources par rapport à l'année précédente, puisque l'inflation constatée aujourd'hui vient grever de 2,8% les recettes attendues. Le montant inscrit pour le FSRIF sera de 1,3 million d'euros, soit 50% de la somme perçue au titre de 2021, ce qui correspond au mécanisme de sortie du dispositif que la ville de Colombes On peut leur demander de se taire aux gens au fond là-bas. Donc 1,3 million d'euros, soit 50% de la somme perçue au titre de 2021, ce qui correspond au mécanisme de sortie du dispositif que la ville de Colombes avait déjà pris en compte dans son budget précédent. L'information pour 2022 ne sera connue qu'au mois de septembre. C'est la raison pour laquelle, par prudence, la ville n'inscrira pas le montant total arrêté à 2,7 millions d'euros en 2021. Les impôts fonciers bénéficieront d'une revalorisation mécanique de leur base autour de 2%, alors que les éléments issus de l'État laissent penser qu'elle pourrait être de 3,4% suivant les mécanismes correcteurs mis en place en lien avec les chiffres de l'inflation. Nous n'avons pas à ce jour suffisamment de visibilité de la part de la Direction générale des impôts pour fixer ce niveau d'évolution des bases, la perception de ces recettes pour les mois de janvier et février restant sur des versements identiques à ceux de l'année précédente sur les mêmes mois. Dans ces conditions, la prudence s'impose et une décision modificative viendra corriger sans doute à la hausse les premières inscriptions budgétaires. Le volume des bases engendré par les très nombreux permis de construire délivrés ces dernières années se traduit pour l'instant par une progression modérée des recettes en la matière. Le taux de la taxe foncière n'évoluera pas et reste dans la moyenne des villes du département des Hauts-de-Seine. Dans le cadre du budget primitif 2022, la ville inscrira la somme de 65 millions d'euros pour les ressources provenant de la taxe sur les fonciers bâtis. La ville perçoit également une taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Ce produit attendu pour l'année 2022 s'élève à 1 million d'euros. Au cours de l'exercice 2021, la ville avait perçu un million de 1,103 millions d'euros. La taxe de séjour est également très dépendante de la conjoncture. Le budget 2021 avait inscrit un montant de 100 000 euros et la ville a perçu définitivement 69 639 euros au cours de l'année 2021. Il est donc proposé d'inscrire une somme identique pour le budget 2022. Les dépenses de fonctionnement, en progression de 2,15%, sont inscrites pour un montant prévisionnel de 126,326 millions d'euros au titre de 2022. L'évolution des dépenses de fonctionnement à un rythme inférieur au taux d'inflation actuel, et cela malgré un renchérissement significatif de coûts de l'énergie, démontre le travail réalisé pour contenir les dépenses de gestion. Cette démarche s'appréhende également au regard des 2 années à venir.
En effet, il est fort probable qu'après l'élection présidentielle, nous assistions à un retour de l'encadrement des dépenses des grandes collectivités par l'État. Il s'agira pour ce dernier de faire participer les villes à l'effort de redressement des comptes publics de la Nation à partir de 2023. Par ailleurs, les Jeux Olympiques de 2024 nécessiteront des moyens supplémentaires pour financer de très nombreuses prestations en lien avec cet événement sportif planétaire. C'est donc dans un souci de maîtrise des dépenses par rapport à cette trajectoire que la municipalité a fixé les orientations pour les services municipaux. Les charges à caractère général pour l'exercice 2022 s'élèvent à 23,780 millions d'euros, en augmentation de 1,5% par rapport à l'année précédente. L'augmentation des dépenses de fonctionnement contenues à l'échelle de la ville se traduit cependant par une hausse conséquente du budget de certaines directions correspondant aux priorités de notre mandat. Plus 150% pour l'écologie, plus 20% pour la jeunesse, plus 17% pour les sports, plus 9% pour la petite enfance notamment. L'élément le plus significatif pour 2022 est la hausse des coûts de l'énergie, budgétée pour 400 K €. Cependant, au vu de la situation actuelle et des conséquences que le conflit ukrainien a sur le renchérissement des prix de l'énergie, nous envisagerons sans doute des ajustements à la hausse dans le cadre d'une prochaine décision modificative. Il convient d'ajouter une hausse des coûts d'approvisionnement du civu coquelicot, avec la volonté politique affichée de renforcer les produits bio dans les repas délivrés à la restauration scolaire. Les prix des produits frais subissent également actuellement des hausses de prix assez significatives. Le surcoût sera d'environ 70 K € pour une dépense globale de 5,18 millions d'euros. Deux marchés concernant le nettoyage dans les écoles et le renouvellement du marché propreté au sein des services techniques nécessitent une inscription supplémentaire de 110 K €. L'attribution des marchés fixera le prix définitif de ces prestations. Enfin, la prise en compte des taxes sur le parking Charles de Gaulle et le marché de service avec la SCODEV pour la gestion des parkings Saint-Denis et Charles de Gaulle nécessite l'inscription d'un montant de 300 K €. En contrepartie, la ville percevra les recettes des 10 parkings pour un montant prévisionnel de 150 K €. Une réflexion est en cours sur le mode de gestion de ces parkings structurellement déficitaires depuis leur ouverture. Au 1er janvier 2022, la ville de Colombes compte 1738 postes, contre 1693 postes fin 2020, dont 651 postes de contractuels, contre 652 fin 2020. Par catégorie, la répartition est la suivante. 10,29% en catégorie A, 10,91% en catégorie B et 78,80% en catégorie C. Nous constatons donc une augmentation de 44 ETP, alors que la masse salariale entre 2020 et 2021 est globalement stable. Cette tendance s'explique par deux éléments. La diminution du nombre d'agents titulaires compensée par l'augmentation du nombre d'agents contractuels et vacataires, dont le coût mensuel brut chargé est moindre. Le versement de la prime Covid en 2020, environ 500 000 € bruts, non versé en 2021, et le décalage de celui de la prime exceptionnelle, environ 450 000 bruts, de décembre 2021 à début 2022. Au regard de la pyramide des âges au sein de la collectivité et de la gestion prévisionnelle des effectifs, on peut constater depuis 2019 une accélération du nombre de départs. Madame Aladreau, je m'excuse, on dit qu'il faut que vous rapprochiez un petit peu plus du micro pour que les personnes au fond entendent mieux. C'est la technique. Ok. On peut constater depuis 2019 une accélération du nombre de départs effectifs à la retraite, tendance qui devrait s'accentuer dès 2022, avec potentiellement plus de 50 départs par an à anticiper. Entre 2022 et 2026, 340 agents environ seront susceptibles de quitter la collectivité. C'est un enjeu que la direction des ressources humaines doit prendre en compte. L'usure professionnelle sur certains métiers impose également d'améliorer les conditions de travail et de faciliter les mesures de mobilité. L'année 2022 verra l'instauration du RIFSEP, qui a pour objet de rationaliser et simplifier le régime indemnitaire. À ce titre, la ville prévoit une revalorisation de ce régime indemnitaire en allouant une enveloppe de maximum de 500 000 € bruts par année pleine. Ce geste fort de la municipalité traduit l'importance accordée aux missions des agents municipaux et reconnaît leur investissement pour le service public dédié aux Colombiens. Cette réforme permettra de mieux définir les objectifs attendus pour le personnel et d'engager une vraie réflexion sur l'attractivité de la ville face à des emplois sous tension et en concurrence avec les autres collectivités. Enfin, la ville a décidé le recours à un prestataire extérieur pour le déploiement de l'action sociale, garantissant de meilleures prestations pour un coût similaire. Cette dernière était jusqu'alors gérée en régie avec un budget annuel de 458 000 €, prestations personnelles compris.
Les éléments financiers sur le chapitre 012 du personnel n'ont pas varié depuis la présentation du rapport d'orientation budgétaire, à savoir l'inscription d'un montant de 76 millions d'euros en hausse de 0,7% par rapport au budget primitif de l'année précédente. Après une chute de près de 24% du soutien de la ville auprès du monde associatif, notamment à l'égard des plus petites associations ces dernières années, la municipalité a souhaité redonner une impulsion à ces acteurs locaux dont l'utilité sociale et citoyenne n'est plus à démontrer. 135 000 euros supplémentaires avaient donc été inscrits dès 2021 pour marquer une rupture et envoyer un message politique fort. Il est proposé au titre de l'année 2022 un montant de 3,253 millions d'euros, sachant que des discussions se poursuivent encore avec quelques associations pour la signature de conventions d'objectifs. Outre la reconduction de ce volume financier envers les associations de la ville, le budget 2022 prévoit une subvention au CCAS identique à celle de l'année précédente, soit 1,6 million d'euros, ce qui lui permet de mettre en place l'ensemble des actions dont il a la charge. Néanmoins, des modifications budgétaires interviendront en cours d'année lorsque sera signée la convention triennale entre l'État, l'Éducation nationale et la ville ayant trait à la labellisation de la ville de Colombes au dispositif Cité éducative. Le budget alloué par l'État sera alors de 300 € par an. La contribution au fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui avait augmenté de plus de 130 € l'année précédente, est budgétée pour un montant identique, soit 1,55 million d'euros pour l'exercice 2022. Le chapitre comptable 68, qui regroupe les dotations et provisions, élément essentiel en termes de lisibilité, de sincérité de compte de la ville et de qualité comptable. Donc pour 2022, les provisions restent d'un montant total de 1,061 million d'euros, dont le détail figure donc en annexe du budget. Il s'agit principalement de contentieux en cours, avec notamment la société Bodega Via Feria sur les loyers impayés, des contentieux en matière de ressources ou d'urbanisme, de ressources humaines ou d'urbanisme, des contentieux en matière d'impayés de prestations. Il est à noter que suite aux reprises d'écriture effectuées l'année dernière concernant le dossier Autolib et en l'absence de visibilité sur l'issue du contentieux avec la société Bolloré, la ville n'inscrira pas sur cet exercice de nouvelles provisions. Alors, les flux financiers entre la ville et l'EPT. Lors de la CLECT du 24 novembre 2021, les montants du Fonds de compensation des charges territoriales, le FCCT, pour chacune des communes du territoire de l'EPT Boucle-Nord de Seine, ont été précisés, évaluant le coût financier annuel lié à l'exercice des compétences déjà transférées par les communes. Aucun transfert supplémentaire n'a eu lieu en 2021. Le montant prévisionnel retenu pour Colombes en 2021 constituait une recette de 765 000 €. En 2022, les appels de fonds au titre des ZAC et des concessions de la ville, dont l'EPT est désormais le concessionnaire, s'avèrent moindres que les années précédentes. Comme chaque année, le FCCT fera l'objet d'une inscription lors d'une décision modificative de la ville en fin d'exercice, ce dispositif étant par nature trop incertain à prévoir en début d'année. La loi de finances 2022 maintient le bénéfice de la cotisation foncière économique aux EPT, alors que cette ressource aurait déjà dû être remontée au niveau de la métropole du Grand Paris. Cependant, elle prévoit une contrepartie en faveur de la MGP, à savoir que chaque EPT reversera les 2/3 de la progression de la contribution foncière des entreprises constatée sur son territoire entre 2021 et 2022. Les calculs établis à l'échelle de l'EPT font apparaître un transfert de plus de 700 €, au profit de la MGP, dont ne bénéficieront pas les communes membres. Comme chaque année depuis 2016, la ville percevra en 2022 une attribution de compensation de la part de la métropole du Grand Paris. Celle-ci est également la différence entre la fiscalité et les dépenses transférées par la ville à la métropole. Cette attribution a été calculée au 1er janvier 2016 sur la base des montants alors perçus par la ville de Colombes pour compenser certains transferts de recettes à la métropole. Cette attribution de compensation vient également compenser le transfert de la CFE à l'EPT Boucle-Nord de Seine. Dans l'attente de données arrêtées par la MGP pour 2022, il est proposé de reprendre la même hypothèse qu'en 2021, compte tenu de la stabilité de ce fonds. Les dépenses d'investissement pour 2022 sont inscrites pour un montant de 52 millions d'euros, identique à celui de l'année précédente. Ce volume financier prévisionnel permet de lancer un certain nombre d'opérations prioritaires sur le mandat. Cependant, l'année 2022 sera sans doute une année particulière dans le domaine des bâtiments et des travaux publics, liés au contexte international.
La flambée des coûts sur les matières premières et les difficultés d'approvisionnement toujours persistantes pourraient perturber les prévisions initiales dans le cadre des lancements de marchés publics au cours de l'exercice budgétaire. Il faut s'attendre assurément à un renchérissement des prix lors des résultats des appels d'offres. La parution du décret tertiaire, qui impose la réduction de 40% des consommations d'énergie d'ici 2030 dans les bâtiments de plus de 1000 m² avec une activité tertiaire, ne constitue plus seulement une contrainte réglementaire, mais aussi et surtout une nécessité. En effet, dans un contexte d'augmentation à 2 chiffres des prix de l'énergie, il devient impérieux pour les collectivités territoriales propriétaires de nombreux équipements publics de faire face à ces nouveaux défis de la sobriété énergétique. Initiée l'année dernière, une nouvelle tranche de 2 millions d'euros de travaux est engagée pour les bâtiments municipaux afin de réduire les consommations, donc la facture. Dans ce cadre, un schéma directeur de l'énergie est en cours d'élaboration afin de disposer d'un plan pluriannuel d'investissement au sein des 52 sites recensés par la ville. Des priorités seront définies et le volume d'investissement pourrait encore augmenter au vu de l'évolution des prix de l'énergie. Les bâtiments scolaires constituent la part principale des dépenses de fluide. L'année 2022 verra le lancement de l'opération de réhabilitation et d'extension du groupe scolaire Marcel Pagnol, qui consiste principalement à réaliser des travaux de réhabilitation sur l'école élémentaire, à agrandir l'école maternelle en vue d'accueillir les classes transférées de l'école appelée à faire l'objet d'une démolition. Le coût prévisionnel de cette opération s'élève à 10,2 millions d'euros. Les études, le choix des équipes de maîtrise d'œuvre, les permis de construire et le lancement des marchés de travaux sont prévus sur l'exercice 2022. Les travaux démarreront au début de l'année 2023 pour s'achever en 2025. Il sera donc inscrit 506 000 € sur l'exercice 2022. Le lancement de l'opération de réhabilitation et d'extension du groupe scolaire Langevin-Vallon et de construction d'un nouveau gymnase est également prévu en 2022. Ce projet prévoit donc l'extension et la réhabilitation du groupe scolaire en vue d'accueillir les classes actuellement présentes au sein de l'école Camille Claudel. Les emprises foncières importantes de l'école permettent d'envisager la réalisation d'un nouveau gymnase remplaçant l'équipement existant. Le déplacement de cet équipement a été privilégié car les travaux de reprise ou de confortement auraient nécessité des coûts de structure importants et la perte de places de parking en souterrain. La décision de déplacer ce gymnase s'avère donc plus pertinente techniquement et financièrement. Enfin, des travaux visant à réaliser un office de restauration commun avec de nouvelles salles d'accueil complètent le dispositif d'ensemble. Le coût prévisionnel des travaux est évalué à 17 millions d'euros. Les travaux démarreront début 2023. Une première tranche financière de 736 000 € est inscrite pour les études, la rémunération des équipes de maîtrise d'œuvre et les bureaux d'études techniques. 2022 marque également le début des travaux sur les équipements sportifs afin d'inscrire Colombes dans la dynamique des Jeux Olympiques 2024. À proximité du stade Yves du Manoir, entièrement rénové pour les Jeux Olympiques, la ville s'engage également sur un projet sportif, avec la rénovation complète du stade Fernand-Hémont. Le budget global de cette opération s'élève à 7,5 millions d'euros. La première phase de travaux, donc création d'un nouveau terrain de football en gazon synthétique drainant, ainsi que son éclairage et la rénovation du terrain de baseball, réalisée en cours de l'année 2022, est inscrite au budget pour 2 millions d'euros. La première phase de la réhabilitation du stade Charles Péguy, donc rénovation complète du terrain synthétique, reprise des clôtures, démolition des tribunes existantes du terrain d'honneur et rénovation du logement du gardien, qui devrait s'achever à la rentrée de septembre, est inscrite au budget pour 1,2 million d'euros. Projet phare de la mandature, la transformation de la piscine actuelle en centre aquatique pour les JO 2024 constitue une priorité au regard des délais extrêmement contraints. Le projet consiste en le désamiantage pour l'ensemble de la structure, la création d'un bassin nordique ainsi qu'une plaine de jeux constituée d'éléments ludiques pour les familles, la réhabilitation complète de la piscine, y compris la reprise d'étanchéité des bassins, l'ajout d'une pataugeoire intérieure et de toboggans, la mise en accessibilité sur l'ensemble du site, nécessitant également des travaux extérieurs. Le coût de cette opération est évalué à 29 millions d'euros en intégrant un contrat de performance énergétique pour l'équipement. Les travaux doivent être achevés en mai 2024. Un crédit de 6,790 millions d'euros est inscrit pour le budget 2022. Ce sont donc les opérations les plus importantes de ce budget de travaux, qui sera complété également par un budget de démolition pour 3 millions d'euros, des travaux de mise en accessibilité pour 3,5 millions d'euros et des travaux de mise en conformité de la cuisine centrale pour 800 000 €. Enfin, dans le cadre des projets relatifs à la transition écologique évoqués lors du débat d'orientation budgétaire, il convient de rappeler les divers travaux qui seront engagés dès cette année sur cette thématique.
Parmi les projets de végétalisation de la ville, rappelons le réaménagement de la place du Souvenir pour 1,750 millions d'euros et divers terrains municipaux déjà cités dans le rapport d'orientation budgétaire, ainsi que le square Victor Bache. Quant au projet de piste cyclable, il concerne en 2022 le réaménagement intercommunal de la rue Victor Hugo et des études et premiers travaux pour les rues des Voies du Bois, d'Estienne d'Orve, Gabriel Péry et l'avenue du président Salvador Allende. Le numérique éducatif et citoyen, ainsi que la sécurisation et le renforcement de l'infrastructure du réseau de la ville, constituent les piliers fondamentaux de la politique informatique de la ville sur la durée du mandat. Le budget 2022 d'1,9 million d'euros traduit ces orientations qui se déclinent principalement de la manière suivante. Poursuite du plan d'extension de la fibre pour les bâtiments municipaux, déploiement des vidéoprojecteurs interactifs pour les écoles, renforcement des logiciels métiers et téléservices, renouvellement du parc de licences. Donc ça, c'est l'un des gros montants, 627 000 euros. Travaux d'infrastructure, réseau et sécurité, l'autre gros montant, 645 000 euros. Câblage, téléphonie. L'année 2021 a vu l'achèvement du vaste programme de rénovation urbaine lancé en 2008. Au cours de ces 13 années, le quartier des Grèves, le secteur de l'île Marante et le quartier des Fossés-Jean ont connu une transformation urbaine importante pour améliorer la vie de leurs habitants. Avec l'appui de partenaires institutionnels et des bailleurs sociaux, ce sont près de 234 millions d'euros de travaux qui ont été engagés sur ces opérations. L'effort financier de la ville se situe à hauteur de 40 millions, ceux de CHP et de l'ANRU à respectivement 25 et 56 millions d'euros. Le nouveau projet NP-NRU, en cours d'élaboration, nécessitera aussi des moyens conséquents dont l'effort financier couvrira les années 2025-2030. Les taux de subventionnement seront bien inférieurs au dispositif précédent. Le nouveau règlement général de l'ANRU s'avère plus contraignant et le projet de Colombe sera le dernier accepté par l'Agence nationale de la rénovation urbaine au titre des 200 quartiers de France. Depuis plusieurs années, la ville a engagé des discussions avec le département des Hauts-de-Seine concernant l'acquisition de terrain de la ville situé sur le tracé du projet du tramway T1. Certains sont situés dans l'emprise de la déclaration d'utilité publique nécessaire pour le passage du tramway, d'autres sont nécessaires aux aménagements paysagers futurs. Des échanges sont envisagés en fonction des projets des deux collectivités pour les années à venir. Le montant des cessions prévues est évalué à 7,8 millions d'euros et parallèlement, un montant d'acquisition par la ville d'environ 1,2 million d'euros a également été inscrit. Ces terrains permettront à la collectivité de maîtriser des opérations de construction futures afin de ne pas laisser les professionnels de l'immobilier agir seuls sans une réflexion d'urbanisme d'ensemble. Les éléments principaux sur l'endettement de la ville ont été fournis lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire et les chiffres n'ont pas varié à ce jour. De plus, la réglementation impose la présentation d'un rapport détaillé de la gestion de la dette en complément de la présentation du budget. Donc ce document sera donc présenté ce soir. Dans ces conditions, il convient ici simplement de rappeler la stabilité de la dette et des frais financiers en baisse et une dette à près de 80% sur des taux fixes très bas. La ville dispose de deux budgets annexes. Budget annexe de la zone artisanale Gabriel Péry, donc la zone artisanale Gabriel Péry avait été développée par la ville pour soutenir l'activité économique et l'artisanat dans le tissu entrepreneurial de Colombes. Ce budget annexe n'a jamais été déficitaire, aucune charge de masse salariale y étant inscrite. Les agents chargés de gérer cette zone n'y intervenant pas à temps plein, leurs salaires sont donc inscrits en totalité sur le budget principal de la ville. Donc, comme chaque année, le budget annexe de la zone artisanale prévoit essentiellement en dépenses le paiement des impôts et taxes foncières pour les terrains qu'elle occupe, le paiement des charges de cette zone, le paiement des frais de nettoyage, l'entretien des dispositifs de sécurité obligatoires. En recette, il prévoit la refacturation aux occupants des charges et des loyers. En 2022, il n'est pas envisagé de travaux significatifs sur cette zone, puisque sur l'exercice 2021 avait été inscrit un montant de 78 000 euros pour procéder au remplacement des fenêtres sur divers bâtiments de la zone artisanale, et ces travaux ont été réalisés au cours de l'année 2021. Le budget du centre sportif Lagravère regroupe essentiellement les dépenses liées à la patinoire, à la piscine et au terrain de tennis appartenant à la ville, exploité par une structure associative. La fermeture de la piscine pour les travaux de réhabilitation et d'extension en vue des JO diminue très sensiblement ce budget annexe, puisque les salaires des agents de la piscine et de la patinoire sont rapatriés à partir du mois d'avril sur le budget ville. Les charges de fonctionnement sont comptabilisées pour une période de 6 mois. Les investissements liés aux travaux importants de la piscine seront également, d'ici la fin de l'année, pris en compte dans le budget principal. Et aujourd'hui, ce projet fait l'objet d'une APCP particulière. Pour ce qui concerne les recettes, il conviendra de récupérer les excédents des exercices
antérieure de ce budget, ainsi que la fraction de recettes perçues sur les entrées avant la fermeture de l'équipement. Le rapport du budget primitif 2021 présentait pour la première fois un plan prévisionnel d'investissement établi sur la durée du mandat. Cette feuille de route, qui comprendra bien évidemment des ajustements au fur et à mesure des années, a le mérite de fixer notre stratégie budgétaire à moyen terme. Le volume d'investissement programmé nécessitait de dégager en moyenne chaque année une épargne brute de 20 millions. Nous inscrivons pour le budget primitif 2022 le montant de 33,6 millions d'euros. Pour le budget 2021, cet autofinancement prévisionnel était de 18,1 millions. L'équilibre final de la section d'investissement est réalisé par un emprunt prévisionnel de 22,6 millions, qui est en comparaison avec le BP 2021 où il était de 29,8 millions. Nous sommes donc au cours de cette première partie de mandat au-delà de ce qui est nécessaire pour financer nos investissements, mais cela nous permettra sur la deuxième séquence d'équilibrer les ratios entre nos ressources propres et nos emprunts en fonction de la montée en puissance anticipée de nos investissements. Cet exercice budgétaire nécessitera assurément des ajustements financiers par rapport au budget primitif présenté ce soir. Les effets persistants de la pandémie au cours de ce premier trimestre, les perspectives très sombres de l'actualité internationale qui entraînent la flambée des prix de l'énergie et des matières premières, la hausse régulière des prix des produits alimentaires risqueront de peser encore plus fortement sur les dépenses initiales inscrites. La municipalité poursuit son plan d'action en insistant encore davantage sur les investissements liés à la transition écologique, afin de pouvoir rapidement faire baisser sensiblement les charges de fonctionnement des équipements de la ville, mais aussi afin d'inscrire Colombes dans les villes attractives d'Île-de-France par sa qualité de vie, son environnement plus respirable, plus solidaire et plus citoyen. Merci Madame Aladreau, c'est toujours un exercice difficile, voire fastidieux de rapporter le budget primitif. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Madame Delattre, Monsieur Pic, Monsieur Butet. Monsieur Benoît? Non? Madame Delattre. Je vous remercie, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, nous examinons ce soir le budget de la ville de Colombes. Malheureusement, pas une ligne n'est consacrée à la patinoire dans le rapport budgétaire. Vous vous contentez de transférer le budget annexe du parc Lagravère dans le budget primitif, sans plus de précision. Il ne vous a pas échappé qu'une manifestation s'est tenue ce soir devant l'hôtel de ville, qui a réuni près d'une centaine de personnes concernant le devenir de la patinoire municipale. Une pétition en ligne a recueilli plus de 1600 signatures en quelques jours pour le maintien de cet équipement olympique à Colombes. Alors cette mobilisation fait suite à des rumeurs depuis plusieurs semaines sur l'avenir de la patinoire et à l'annonce lors d'une commission en conseil de territoire par le président de l'établissement public territorial lui-même, il y a quelques jours, qu'un projet de fermeture de la patinoire de Colombes était envisagé. Quand on interroge vos élus, aucun ne dément la fermeture de la patinoire. Quand un journaliste vous interroge, vous ne démentez pas non plus. Aussi, après un silence assourdissant de votre part depuis plusieurs jours sur cette question, les Colombiens, les clubs de sport, les agents municipaux attendent de vous ce soir des réponses claires. Malheureusement, je crains que vous tentiez de noyer le poisson en expliquant que vous réfléchissez, que vous étudiez. Mais ce que je constate, c'est que, à peine votre retour aux responsabilités, plane à nouveau une épée de Damoclès au-dessus de la colosse olympique. La vérité, monsieur le maire, c'est que vous avez sûrement l'intention de fermer la patinoire, mais que vous ne l'assumez pas. Vous aviez déjà cette intention en 2010, avec monsieur Sarr, maire socialiste de Colombes, dont vous étiez l'adjoint, ainsi que monsieur Bachelet et madame Sceaux, sa directrice de cabinet. Vous aviez décidé de fermer la patinoire municipale de Colombes, tout comme le musée. Et c'est déjà la mobilisation massive des Colombiens et amoureux des sports de glace qui vous a fait reculer et abandonner votre projet de démantèlement de la patinoire. Aujourd'hui, comme en 2010, vous allez peut-être nous dire que la patinoire coûte cher, que cet équipement municipal est déficitaire
et qu'il serait préférable simplement de la fermer. Je vous en prie, ne venez pas nous dire que c'est pour des raisons économiques. Car à la différence de la situation financière que nous avons trouvée en 2014, cet argument économique ne tient pas la route. On vous a laissé une ville avec les caisses pleines. Début 2020, Colombes a été classée la ville la mieux gérée de France dans la catégorie des villes de plus de 80 000 habitants. La triste vérité, c'est qu'en à peine 2 ans, vous avez déjà dépensé avec des embauches, des projets idéologiques. Et maintenant, vous cherchez des économies pour équilibrer votre budget. 800 000 € pour la ressourcerie avenue d'Épinay, 900 000 € pour un autre projet de ressourcerie je ne sais où, 1,5 million pour un tiers-lieu inclusif, 1 million chaque année pour un budget participatif pour des projets dont certains n'ont récolté l'approbation que de 32 habitants. Vous allez peut-être encore nous dire que la patinoire nécessite des investissements importants. Mais alors pourquoi n'avoir rien inscrit au budget à ce sujet? Pourquoi depuis 2 ans n'avez-vous pas sollicité des subventions auprès de l'Agence nationale du sport, auprès de la région ou du département? Vous allez peut-être nous dire aussi que la patinoire est dangereuse, qu'elle nécessite des gros travaux. Mais si la patinoire est dangereuse, pourquoi avez-vous laissé des compétitions officielles s'y dérouler? Pourquoi avez-vous laissé la Coupe de l'Envol en novembre dernier, le Trophée Brunet il y a quelques jours? Vous envisagez de fermer la patinoire, c'est une décision politique. Mais face à la forte mobilisation, aujourd'hui, vous essayez de trouver une porte de sortie, des motifs pour vous justifier. Pour sortir la tête haute, vous allez certainement nous annoncer ce soir qu'il n'y a pas de fermeture. Eh bien, si c'est le cas, tant mieux. Et nous en prendrons acte au conseil municipal. Je suis en tout cas heureuse que notre mobilisation ait permis de vous faire reculer sur ce sujet. Avant de conclure, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées contre le projet de fermeture de la patinoire olympique de Philippe Candeloro. Je remercie tout particulièrement chacune des personnes qui a pris le temps de signer la pétition que nous avions mise en ligne. Grâce à vous tous, grâce à la mobilisation, je pense que vous allez ce soir faire marche arrière sur ce projet. Alors pour que Colombes continue à être une ville du sport, une ville de l'olympisme, pour que la patinoire continue à faire, comme le stade Yves du Manoir, la renommée de la ville sur le plan tant national qu'international, j'invite chacun à être attentif et à rester mobilisé. Je vous remercie. Merci Madame Delattre. Monsieur Pic. Bonsoir Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, en vos degrés et qualités. Mon intervention sur ce budget primitif se limitera aux critères primordiaux d'une gestion responsable. Pour rappel, en 2020, la dette laissée par l'ancienne municipalité était de 104 millions, avec une capacité d'épargne brute de 30 millions d'euros, permettant ainsi un remboursement de cette dette en 3,5 années. Le budget primitif que vous nous présentez ce soir appelle de notre part les observations suivantes. Tout d'abord, nous constatons une chute brutale de la capacité d'épargne brute de 1/3 des 30 millions d'euros, soit 10 millions d'euros de moins après seulement 2 ans de mandature, alors qu'il en reste encore 4. Cette diminution importante de l'épargne brute est principalement imputable à des augmentations des coûts de fonctionnement, certes pour certains contraints, mais pour d'autres à des dépenses irresponsables pour répondre à des besoins idéologiques. Cette chute brutale de l'épargne brute en 2 ans est d'autant plus inquiétante que, d'une part, vous reconnaissez que certaines recettes futures seront incertaines, d'autre part, toute votre stratégie d'investissement est basée sur une augmentation très importante de la dette pour la porter de 104 millions d'euros en 2020 à 151 millions en 2025, avec un engagement de capacité de la rembourser sur 8 ans. Ensuite, nous constatons un investissement réalisé réduit à 34 millions
au lieu de 53 annoncés, sous prétexte de Covid et de retard du CG 92 dans ses projets. Cela montre votre manque d'anticipation et de prudence dans la gestion des projets, toujours sujets à des aléas. Souvenez-vous de vos critiques à ce sujet. Enfin, vous indiquez par ailleurs une capacité d'autofinancement prévisionnelle en 2022 de 40 millions d'euros, alors que ce montant intègre également le report d'investissement de 19,5 millions d'euros qui n'ont pas été réalisés en 2021 et qui, de ce fait, est déjà affecté et financé. Comme si vous cherchiez à tromper le lecteur en lui faisant croire qu'il y a une augmentation de l'épargne brute. En fait, votre épargne brute est seulement de 21 millions et non pas de 40 millions comme vous souhaitez nous le faire croire. Monsieur le maire, au vu de ce budget prévisionnel 2022, qui est loin d'être celui de mon père de famille, nous vous faisons part de notre forte inquiétude sur le manque de prudence dans vos dépenses de tout ordre, en ces temps incertains qui risquent de conduire la ville à une faillite en 2026, comme cela a déjà été le cas en 2001, où il a fallu augmenter les impôts de 30% imposés par le préfet. En conclusion, je vous invite, monsieur le maire, à relire le rapport d'audit fait en 2013 par le cabinet Kopfler, suite à la demande de monsieur Sarr, dont vous faisiez partie de son équipe, lequel donne toutes les ficelles et recommandations nécessaires, qui nous a servi de Bible durant toute notre mandature, ce qui nous a permis de vous laisser, monsieur le maire, un précieux héritage budgétaire qui sauve aujourd'hui votre mandature. Bien évidemment, nous voterons contre ce budget. Merci, Monsieur Pic. Monsieur Butet. Oui, c'est très difficile de faire un budget aujourd'hui dans une collectivité locale, compte tenu du contexte. On l'a vu, avec des hausses de prix extrêmement importantes, avec aussi un cadre réglementaire, un cadre national de plus en plus contraint, qui en réalité offre des marges de manœuvre extrêmement réduites. Donc, en fait, l'autonomie et plutôt la volonté municipale a du mal à s'exprimer véritablement, puisque les marges sont donc extrêmement contraintes. Et pourtant, si on voit que dans les grandes lignes, effectivement, les choses se tiennent, et se tiennent en réalité depuis 2 ans à peu près sur les mêmes ordres de grandeur, il y a quand même des tendances. Il y a quand même des tendances qui s'expriment, notamment avec une hausse contenue, bien sûr, à cause aussi du cadre imposé, mais une hausse des charges de fonctionnement. Pour pouvoir en apprécier la réalité, il vaut mieux prendre le chiffre par habitant, qui nous permet d'en mesurer véritablement l'augmentation. Donc, on était, par exemple, en 2020, à 1369 en termes de charges de fonctionnement. Aujourd'hui, on est à 1637. Donc, on passe de 1369 à 1637, ce qui, dans les ordres de grandeur qui ont été présentés, de façon d'ailleurs très claire, apparaissent beaucoup moins. On a une hausse tendancielle des charges de fonctionnement. En termes de produits de fonctionnement, c'est-à-dire donc les recettes, là également, on a une recette qui est en hausse forte, alors qu'on n'a plus de maîtrise du taux que sur un seul impôt, et on verra tout à l'heure que l'impôt, en termes de taux, est proposé stable, mais son assiette, lui, est en train d'augmenter. Vous avez annoncé 2%, il m'a semblé lire plutôt des chiffres aux alentours de 3,5% qui étaient annoncés par Bercy. Donc on est véritablement sur une hausse importante de la taxe foncière pour les propriétaires colombiens, qui n'est pas du fait de la municipalité, on l'entend bien, mais qui est quand même quelque chose à noter, c'est-à-dire que les Colombiens vont quand même voir une hausse importante sur leur avis d'imposition. En ce qui concerne l'investissement, je me souviens de débats, peut-être anciens aujourd'hui, mais qui nous promettaient des montants d'investissement bien plus importants que ceux qu'il y avait auparavant. En réalité, on est
dans la même épure, parce que en fait, on a un nombre d'agents qui est à peu près le même, on est capable de pouvoir porter un poids d'investissement par année qui est à peu près toujours le même. Donc, grosso modo, on est toujours autour des 50 millions, plus ou moins en fonction des années. Le Covid a été vraiment une année tout à fait particulière, puisqu'il y a évidemment des investissements qui n'ont pas pu être portés. D'ailleurs, vous avez mentionné le fait que sur ces 52 millions de dépenses d'équipement prévues, il y aurait forcément des aléas en termes de hausse de prix, en termes de délai, etc. Je pense qu'on sera bien au-delà de tout cela, et je pense que 52 millions, finalement, c'est peut-être extrêmement ambitieux. Je souhaite que ça soit réalisé, mais je crains que ça ne le soit pas. Mon collègue a pointé le fait qu'effectivement, il y avait une capacité d'autofinancement qui était en chute, et il y avait d'ailleurs des nombreux reports. On a 18 millions de reports en fonctionnement, c'est extrêmement important. Par rapport à notre budget, c'est 10%, c'est assez peut-être à mettre sur le compte du Covid, une réorganisation, des organisations, que sais-je. En tout état de cause, notre capacité d'autofinancement, c'est assez inquiétant, est effectivement en baisse par rapport aux années précédentes. Donc, des charges de fonctionnement, des dépenses en hausse et un autofinancement, c'est d'ailleurs ce qui nous permet de pouvoir autofinancer nos investissements, qui là se réduit. Et ça, c'est effectivement une tendance qui est inquiétante, même si elle reste limitée, on est d'accord, par rapport aux communes de même strate, mais c'est une tendance qui a tendance, encore une fois, à être inquiétante. Enfin, pour ce qui concerne l'encours de la dette, vous l'avez dit assez justement, elle reste à peu près stable à 110 millions. On est un petit peu au-dessus de ce qu'il y avait auparavant. Notre capacité de remboursement de la dette est un peu altérée, mais elle reste assez stable. Et donc, il n'y a pas véritablement de crainte à avoir. En revanche, je vous ai entendu parler du montant des charges d'intérêt qui la fondaient. Et effectivement, ils fondent grâce à des reprises d'emprunts avec donc l'opportunité de pouvoir les renégocier à la baisse. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais je me souviens du droit de tirage sur lequel on avait voté il y a presque un an, qui concernait 2 emprunts. Et il y avait un emprunt qui était à taux fixe, sur lequel on vous avait félicité, et l'autre emprunt que vous avez choisi à taux variable. Et vous m'aviez en tout cas taxé de beaucoup trop prudent. Je me demande si aujourd'hui vous me considérez encore comme trop prudent, considérant la situation qui est en train de poindre devant nous. Donc, pour moi, un budget qui, sans être véritablement catastrophique, loin de là, il est en tout cas sur une tendance qui, si elle continue, elle perdure sur les 3 dernières années de votre mandat, pourrait effectivement nous empêcher d'avoir des marges de manœuvre pour pouvoir faire en sorte de continuer de poursuivre le développement de Colombes qui a tant besoin d'investissement. On a, vous l'avez rappelé, la contrainte réglementaire concernant les investissements sur la régulation thermique, sur les enveloppes de bâtiments qui sont extraordinairement importantes. On va bientôt aussi avoir, et je ne l'ai pas vraiment vu sur le budget, la hausse sans doute, enfin je ne le souhaite pas forcément, mais en tout cas la hausse du point d'indice qui va peser forcément sur les charges également. C'est une décision d'État qui nous obligera à provisionner sur nos propres budgets. Donc ça, on ne le voit pas également, mais il y aura sans doute des éléments à reprendre, vous l'avez dit, c'est un budget primitif. Mais en termes de prudence, compte tenu de la situation, je pense qu'on aurait pu se donner davantage de marge pour pouvoir répondre à toutes ces contraintes. Donc pour ma part, je voterai contre parce on est encore une fois dans une tendance qui n'est pas celle qu'il faudrait dans ces temps justement incertains. Et il faut davantage se concentrer pour obtenir un autofinancement beaucoup plus important, être beaucoup plus mesuré sur les investissements qu'on fait. Vous parliez, c'est vraiment un détail, c'est histoire de réveiller l'assistance, mais par exemple, juste une petite chose récupérée comme ça, on voit que sur la ligne des dépenses de carburant, elle est en baisse. Alors c'est assez rigolo quand on voit aujourd'hui le litre d'essence à 2,10, voire un peu plus. Non, mais c'est pas vous qui les avez achetées, les voitures électriques. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait auparavant les voitures électriques, quoi. Et les voitures électriques, c'était encore là. Depuis 2 ans, elles sont là, les voitures électriques.
le budget est en baisse cette année. Bon, non, mais c'est une blague. Mais en réalité, on est quand même sur des bâtiments aussi qui fonctionnent au gaz, etc. Il y a bien d'autres choses en termes de carburant que les voitures électriques. Les charges électriques également, justement, puisqu'on en parle, elles passent seulement de 2,8 à 3 millions. Ça paraît assez faible considérant les montants qu'on observe aujourd'hui. Mais encore une fois, l'exercice a démarré sans doute au mois de septembre-octobre, avec des arbitrages au mois de novembre, et on n'était pas dans cette situation-là. Bref, on est face à une situation où on a de moins en moins de marge de manœuvre, où on nous dicte la manière dont on va devoir gérer nos faibles capacités budgétaires. On n'a plus qu'un seul impôt sur lequel appuyer. Je crains que dans 3 ans, ça sera la taxe foncière qui en fasse les frais. Vous vous en défendez, j'imagine, mais je suis sûr que dans 3 ans, on aura une augmentation de la taxe foncière pour le Colombien, compte tenu de la façon dont le budget est abordé aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur Buttet. Ce que je vous propose, c'est une réaction, on va le faire en 2 temps. Un temps sur le budget primitif, en tant que tel, après avec les interventions de M. Pic et M. Buttet, et puis une deuxième discussion sur la patinoire après, en réaction à l'intervention de Mme Delattre. Madame Aladreau. Oui, alors quelques éléments de réponse. Alors vous aurez plus d'informations quant à l'épargne brute, etc. Et les chiffres 2021 lors du vote du compte administratif au mois de mai. Honnêtement, la problématique de l'affectation du résultat me paraît pas un sujet parce que je pense que c'est comme ça qu'on pratique habituellement. Donc voilà. Les dépenses d'investissement sur 2021, ce n'est pas 34 mais 42,3 millions d'euros. J'ai vérifié les chiffres. J'aime beaucoup de toute façon les interventions d'un certain nombre d'élus de l'opposition parce que systématiquement sur le budget on a droit à faillite récurrente, rapport Klopfer et qu'on va mettre la ville en banqueroute à la fin de notre mandat, donc de toute façon aucune surprise. Sur les problématiques, alors Monsieur Buttet, sur les problématiques d'assiette de taxes foncières, je l'ai dit, effectivement, nous n'avons pris que 2% d'augmentation des bases, même si on pourrait s'attendre à 3,4%, parce qu'en fait, nous n'avons pas eu la confirmation des 3,4%, donc nous avons préféré être prudents sur le sujet. Et puis la problématique du point d'indice des fonctionnaires, on ne pouvait pas vraiment l'intégrer au budget dans la mesure où il s'agit d'une annonce d'un candidat à la présidentielle et qui plus est tombé très très tard. Donc de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien d'acté et on n'allait pas intégrer ça dans un budget qui a été terminé en début d'année 2022. Voilà, sur la partie budget. Oui, moi je voudrais rajouter juste un petit commentaire, c'est que... pardon, tu veux intervenir ? C'est que j'ai l'impression qu'effectivement, comme l'a dit Mme Ladreau, vous êtes encore, enfin surtout M. Pic dans son intervention, dans une espèce de fantasme de temps révolu, un peu répétitif, un peu pavlovien même. Mais bon, nous, on est là pour quand même construire des budgets qui tiennent la route, qui soient équilibrés, qui pénalisent pas les Colombiens. Et c'est surtout ça à quoi nous veillons. Bien sûr que nous gérons bien évidemment les investissements. Nous vérifions l'endettement et les capacités de remboursement de la commune. Et nous avons... alors peut-être en bon père de famille, je ne sais pas si c'est un bon père de famille, mais en tout cas une gestion la plus rigoureuse possible et au plus près de l'actualité, des informations qui nous arrivent. Moi, je suis un petit peu effrayé quand j'entends certains propos de certains candidats aux élections présidentielles qui annoncent des ponctions sur les collectivités territoriales de l'ordre de 10 à 15 milliards, excusez du peu, 10 à 15 milliards. Voilà, ça veut dire que si vraiment c'était avéré,
il y aurait des répercussions non seulement à Colombes, mais dans toutes les collectivités de France et de Navarre, tellement le montant est énorme. Alors effectivement, on a subi le Covid et les dépenses de l'État. Les collectivités peuvent contribuer à cet effort national, mais de manière mesurée, parce que sinon, vous l'avez dit vous-même, les marges d'autonomie des collectivités sont de plus en plus réduites. On a une recentralisation de l'État sur un certain nombre de domaines financiers, alors qu'il y a quelques années, on avait quand même plus de possibilités. On a vu des collectivités aujourd'hui qui ont décidé un peu partout en France, notamment dans les agglomérations de régions, d'augmenter la taxe foncière. Ça n'a pas été notre choix. Il y a certainement des effets mécaniques qui viendront, qui s'imposeront à nous quand on les connaîtra. Non, mais on ne les connaît pas. Donc, comme a dit Mme Aladreau, on s'est donné une marge de sécurité. En fonction de ce qui se passera dans les prochains mois, effectivement, il y aura une décision modificative qui viendra adapter le budget aux informations et aux décisions de l'État qui s'imposent aux collectivités. Quand on prend comment s'appelle le point d'indice, c'est pas nous qui le décidons, c'est l'État. Voilà. Donc, quand l'État décide d'augmenter les salaires des fonctionnaires, et de manière marginale, hein, c'est quelques euros pour chaque agent des collectivités, il n'empêche que c'est aux collectivités, et c'est pas l'État qui va payer. L'État va payer la fonction publique de l'État, mais les collectivités territoriales vont devoir le payer. Donc, on est assez vigilant quand même à avoir la capacité à payer, et donc on est prudent aussi sur nos investissements. On est d'autant plus prudent avec nos investissements que toutes les annonces sur l'augmentation du gaz, de l'électricité qui sont faites aujourd'hui, dont on n'a aucune visibilité pour l'avenir, et sans parler des matériaux, du coût des matériaux dans les constructions, on doit investir, mais on ne sait pas du tout quelle sera la progression du prix de l'acier, par exemple, dans les prochains mois, à l'échelle mondiale, donc, et les répercussions sur nos investissements, sur les devis et les factures des entreprises qui interviendront sur le territoire. Donc on est extrêmement prudent, et en même temps on a donné des indications dans ce budget qui nous permettent d'aller plus loin, puisqu'il y a un investissement qui a déjà été engagé depuis 2 ans et que nous allons poursuivre et développer pendant la suite du mandat. Voilà. Une petite remarque à M. Pic, c'est qu'il faut veiller à ne pas confondre des prévisions, des engagements et des dépenses effectives et réalisées, parce que sinon on se perd un peu dans les chiffres. Monsieur Benbrahim. Oui, je voudrais dire à Mme Delattre que j'étais aussi maire adjoint sous la période Philippe Sarr, et que les 2 dernières années du mandat de Philippe Sarr, j'étais l'adjoint en charge des travaux. Et que moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, j'assume pleinement ma part de responsabilité dans l'état de la patinoire. Et j'aimerais que vous fassiez la même chose. La question de la patinoire, elle ne peut pas être évoquée sans être déconnectée d'une réalité qui est le sous-investissement dans les équipements sportifs qui n'ont fait l'objet d'aucun entretien pendant les mandats précédents. Je peux affirmer ici que l'état de délabrement de ces équipements est catastrophique. Les différents stades, les gymnases, la piscine et la patinoire ne sont pas dignes d'une ville olympique. Mon collègue Nordine Kelika interviendra sur ce sujet. Je peux aussi affirmer la même chose en ce qui concerne certaines écoles et certains bâtiments administratifs. Mais revenons à la patinoire qui a maintenant presque 50 ans et qui, on peut se le dire franchement, est dans un état de vétusté important. Une réhabilitation à minima de la patinoire coûterait entre 6 et 9 millions d'euros. Cela suppose la rénovation des groupes froids, la mise en conformité de l'accessibilité de l'intégralité de l'équipement, la rénovation du hall d'accueil, la mise en conformité de la piste de glace, la rénovation des espaces accessibles au public, une réhabilitation plus lourde qui consisterait notamment à revoir en plus
l'ensemble de la structure du bâtiment avec l'étanchéité, le désamiantage, le remplacement des menuiseries extérieures et réduire les dépenses énergétiques très importantes du bâtiment coûterait, elle, entre 15 et 18 millions d'euros. Mon collègue Maxime Charère interviendra sur les questions énergétiques. Mais la vraie question est la suivante. Qu'avez-vous fait pour entretenir cet équipement à part rédiger cette pétition? Rien. Je dirais même moins que rien, car les 500 000 € investis en 6 ans ne permettent pas de répondre aux besoins urgents pour maintenir la patinoire en simple état de fonctionnement. Qu'avez-vous prévu, après avoir lancé une étude en 2019 auprès du CIPEREC, pour le remplacement des groupes froids suite à l'interdiction de la vente des gaz R422D et RS45? Là encore, rien. Ce qui nous oblige, depuis 2 ans, à louer 2 groupes de froid pour assurer le fonctionnement et la production de froid à hauteur de 80 000 €. Pourquoi avoir arrêté le système d'échange de chaleur entre la piscine et la patinoire qui nous faisait gagner 100 000 € par an? Tout ça parce que vous n'avez pas voulu reconduire le contrat d'entretien du système informatique qui aurait coûté 6 000 € par an. En fait, vous n'avez rien fait lorsque vous étiez aux commandes et pour assurer la pérennité de la patinoire, et vous venez nous donner des leçons à coups de pétition, c'est pitoyable. Notre responsabilité est de ne rien s'interdire et de réfléchir pour prendre les bonnes décisions dans l'intérêt de tous les Colombiens et de tous les sports. À l'heure actuelle, vu l'état de l'équipement, le statu quo est impossible. Quelle que soit l'option retenue, une réhabilitation de l'équipement, sa transformation ou la mutualisation, elles passeront toutes, sans doute, par une fermeture provisoire ou définitive de l'équipement du fait des travaux. Car contrairement à ce que vous affirmez, Madame Delattre, dans votre heure de gloire sur BFM, je vous cite, et je dis, le maire n'aime pas les sports de glace, alors que c'est sous votre mandature en 2016 que la subvention de 4 024 € du club de glace a été supprimée. Et M. Perrotel, qui s'agitait tout à l'heure, était à l'époque maire adjoint au sport. Ah, oui. Idem pour le club de hockey, où, entre 2014 et 2016, la subvention est arrivée péniblement à 1 000 € en 2019. Malgré un contexte budgétaire restreint, nous avons réamorcé le soutien financier au club de patinage en 2021 et 2022. Rien que par cet acte, je me demande vraiment qui n'aime pas les sports de glace et qui cherche à les instrumentaliser. Très bien. Franchement, très bien répondu. Monsieur Charère. Merci, Monsieur le maire. Bon, je vais faire une intervention beaucoup plus succincte que celle de mon collègue Ben Braham, ce qui est étonnant et peu habituel, mais allons-y. Non, je pense qu'on ne peut pas avoir un débat comme on l'a ce soir sur la patinoire sans rappeler l'aspect énergétique de cette patinoire et notamment l'énorme poste de dépenses énergétiques que constitue cette patinoire. Et là, il ne s'agit que de faits qui servent à illustrer notre débat et à l'éclairer. 10% de la consommation d'électricité de notre municipalité va à la patinoire. La patinoire consomme en effet 1,27 million de kilowattheures par an. Alors, mes chiffres sont ceux de 2019, je n'ai pas pris ceux de 2020 et 2021 volontairement du fait du Covid. Pour 13 millions de kilowattheures consommés par la municipalité au total. Pour que vous ayez une comparaison, les écoles, les 40 écoles de notre ville, consomment 3 millions de kilowattheures par an. C'est-à-dire que 40% de l'énergie consommée par 40 écoles est consommée par une patinoire. Au-delà de la simple question de l'électricité, on a également 1,16 million de kilowattheures qui sont consommés par le gaz également sur la patinoire. Au total donc, 7 à 9% des dépenses énergétiques de la ville sont des dépenses liées à la patinoire.
dans un contexte d'urgence climatique extrêmement importante où nous devons réduire notre dépense d'énergie. Je vous rappelle juste une autre obligation à laquelle nous faisons face, nous collectivités, celle du décret tertiaire, qui nous oblige d'ici à 2030 de réduire de 40% notre consommation d'énergie sur les bâtiments de plus de 1000 m². Et nous-mêmes, pour prendre de l'avance sur ce décret, sommes en train d'élaborer un schéma de rénovation énergétique des bâtiments de plus de 40 millions d'euros afin d'atteindre cet objectif en 2026. Mais il faut bien voir les sommes qui sont mises en jeu pour réduire de 40% la dépense d'énergie et mettre ça en relation avec le fait que la seule patinoire, c'est 7 à 9% des dépenses d'énergie de notre municipalité. Évidemment, je passe du coup sur les tonnes CO2 qui sont générées par cet équipement public pour vous rappeler aussi une autre réalité à laquelle nous faisons face de plein fouet, comme l'a rappelé ma collègue Cécilia Aladreau. Aujourd'hui, on le sait, et on le vit chacun dans notre quotidien, il y a une forte augmentation du prix de l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité. Et là encore, nous ne faisons pas exception, collectivité de Colombes. Un simple exemple, j'ai regardé les factures d'électricité de la patinoire sur février 2022 et janvier 2022, et on a estimé une hausse de 100%, c'est-à-dire que nous avons déjà dépensé près de 40 000 € dans la dépense énergétique associée à cette patinoire, au lieu de 20 000. Voilà. Il faut quand même, quand on a cette discussion autour de la patinoire, rappeler cet élément essentiel. Nous faisons à la fois face à une hausse terrible des prix de l'énergie et en même temps à une urgence climatique qui nous oblige à consommer moins d'énergie extrêmement rapidement, à horizon de 10 ans. Et je pense qu'on ne peut pas avoir un débat sur l'avenir d'un équipement public tel que la patinoire sans rappeler ces éléments. Merci, M. Charest. M. Kélika. Oui, bonsoir. Alors, on a eu quelques interventions sur l'aspect un peu technique. Je vais vous donner la vision sportive de cette situation. Donc, Madame Delattre, alors même que la ville était retenue pour les JO lors de votre mandature, c'est un sous-investissement chronique et une baisse continue massive du soutien au sport et aux associations sportives dans notre ville tout au long de mandat, et je suis très bien placé pour le savoir. Aucun investissement ni projet d'envergure dans les infrastructures sportives menées depuis 5 ans à Colombes. C'est une citation de M. Perrotel lors de son allocution de démission en 2019. Je voulais faire une devinette au début, mais j'ai changé d'avis. Pour mémoire, c'est une baisse jusqu'à moins 46% du budget qui a justifié cette démission. La majorité à laquelle j'appartiens aujourd'hui a choisi d'investir plus de 66 millions d'euros dans nos infrastructures sur la mandature, dont 18 millions d'euros pour le nouveau gymnase de l'arc sportif hors patinoire, soit plus de 25% de notre PPI, pour la remise à niveau et le développement de nos équipements sportifs. Par ailleurs, depuis notre arrivée, nous avons augmenté le budget de fonctionnement des sports de plus de 26%. Pour et au-delà de la perspective de l'accueil des JO de Paris 2024, le sport demeure, à nos yeux, un outil formidable pour la cohésion sociale, le partage de valeurs communes, de citoyenneté, de solidarité et l'inclusion de tous les publics. Nous menons une réelle politique volontariste et ambitieuse de soutien au développement de la pratique sportive libre ou encadrée au sein des associations sportives. Une politique en faveur du sport pour toutes et tous. Cela passe par l'investissement dans la réhabilitation et la modernisation d'équipements structurants, mais aussi la création des équipements de proximité. Par exemple, la création d'un terrain synthétique pour le baseball et le football au stade Fernand-Hémont, la création d'une piste d'athlétisme, d'un terrain de football gazonné et synthétique, ainsi que la réhabilitation de l'ensemble des vestiaires, tribunes, loges comprises au stade Charles-Péguy, la reconstruction du gymnase Langevin-Vallon, la livraison de 2 city-stades au Fossé-Jean entre l'année dernière et cette année, la réhabilitation et l'extension de la piscine municipale pour faire un centre nautique en vue des JOP Paris 2024. La création d'installations en libre accès pour répondre à une forte demande de pratique
autogérés et auto-organisés. L'aménagement de terrains de paddle dans les 2 clubs de tennis, la construction d'un gymnase de niveau national sur le quartier de Lac Sportif, avec un investissement de 18 millions d'euros. La demande de nos administrés est forte, comme en témoignent les dossiers présentés dans le cadre du budget participatif, mais aussi les attentes des clubs et associations sportives. Sur les projets d'avenir, nous avons réenclenché une belle dynamique associative, éducative, partenariale, culturelle et citoyenne autour du sport. Plusieurs projets ont été mis en œuvre, les foulées olympiques, les lives des Jeux, Allez les filles, en partenariat avec le Paris Saint-Germain, le partenariat avec la Fédération française de foot, la Fédération française de hockey sur gazon, EDF, l'accueil sur Colombes de grands champions et bien sûr l'accueil des drapeaux olympiques. Et d'autres sont à l'étude pour nous adapter et répondre au mieux aux besoins de la ville et aux attentes des Colombiens. Une dynamique nationale à l'échelle des communes tend à re-questionner notamment le fonctionnement et le modèle économique des patinoires, voire à renoncer à celle-ci. Pour autant, nous ne nous inscrivons pas dans cette logique, car nous sommes attachés au sport de glisse. Ce qui nous amène à rechercher, quoi qu'il arrive, des solutions pour les usagers et les professionnels des sports de glace. Nous avons recherché et sommes en discussion avec des investisseurs quant au devenir de l'équipement. Nous nous sommes rapprochés des communes voisines et de l'EPT pour étudier les possibilités de mutualisation, notamment avec la ville d'Asnières, avec qui nous sommes en discussion. En effet, nous privilégions la mutualisation afin d'offrir un équipement modernisé, de qualité, tout en ménageant les coûts d'investissement et le fonctionnement pour la commune et les Colombiens. Si le devenir de l'équipement est en question, une chose est certaine, nous ne laisserons pas tomber nos clubs de glace, c'est une promesse. Nous continuerons à les soutenir et les accompagner, quelles que soient les décisions prises. Monsieur Don, calmez-vous. Des rendez-vous sont pris pour échanger sur le sujet avec les responsables des clubs concernés. Une pétition ne vous engage à rien. Des moyens pour l'entretien et la modernisation de la patinoire auraient prouvé votre véritable intérêt pour cette patinoire, de même que le soutien budgétaire à ses usagers. Merci. Merci, Monsieur Kelika. Voilà, je crois qu'on a essayé, plutôt qu'une pétition de principe. Mais sans pétition, vous n'en parleriez pas ce soir. On a essayé de vous apporter un ensemble de réponses, un faisceau d'évaluation quand même de la situation de la patinoire, à la fois sur l'aspect technique, sur l'aspect énergétique et sur l'aspect sportif. Il faut bien voir, ça a été dit, donc je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes collègues, mais la patinoire, elle a 50 ans d'âge. En 50 ans, elle aurait dû faire l'objet d'investissements beaucoup plus importants que ceux qui ont été faits au fil des mandats successifs. Je ne fais pas de distinction, de discrimination sur les différents mandats qui se sont succédés. Il y a eu un manque d'investissement par rapport à ce bâtiment qui vieillit, c'est normal, qui vieillit, mais il aurait dû être retravaillé et maintenu au bon niveau, ça ne l'était pas. Ça a été dit tout à l'heure, quand on met 500 000 euros sur 6 ans pendant tout un mandat, au lieu pour faire simplement la maintenance stricte minimum, au lieu de mettre 2,5 millions sur la table pour le remplacement du groupe froid, notamment la mise aux normes PMR, la mise aux normes des vestiaires, ne serait-ce que ça, eh bien ça n'a pas été fait. 500 000, il y a eu une politique de rustine sur la patinoire, et ça, c'est pas suffisant, c'est pas intéressant pour personne, y compris pour les sports de glace. Il y a quand même, on s'est engagé, on a parlé tout à l'heure du budget primitif, et des investissements, on s'engage quand même sur un plan massif sur les écoles. On met 66 millions sur les écoles, soit en entretien, en réhabilitation, soit en création. On met 60 millions d'euros sur les équipements sportifs, ça a été dit aussi là. Et franchement, si ces choses-là, ces investissements-là avaient été faits, ne serait-ce que pour partie
parti sur la dernière mandature, on ne serait pas allé à discuter de la patinoire parce qu'on aurait déjà engagé l'investissement nécessaire sur la patinoire. Voilà. Donc, Monsieur Kelika l'a rappelé, on est en train aujourd'hui de regarder différentes hypothèses. Bon, il n'y a rien d'arrêté aujourd'hui sur ce qui sera le devenir de la patinoire, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on soutiendra les sports de glace parce que ça participe à l'animation et à l'activité de la ville. On a un rendez-vous, je crois que c'est vendredi, avec les responsables des clubs, et donc nous on tenait plutôt que de communiquer sur les réseaux sociaux, on tenait simplement à avoir une première discussion, un premier échange sur on tenait à avoir un premier échange au sein du conseil municipal, parce que je trouve que c'est important que ça soit dans cette instance que ça soit discuté, plutôt que sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, maintenant, on va pouvoir rencontrer tous les interlocuteurs, tous les partenaires. On a pris des contacts, ça a été dit tout à l'heure, avec des investisseurs ou avec des collectivités ou avec des territoires. Et on va continuer ce travail, mais en tout état de cause, notre souci, c'est la vie des clubs et le fonctionnement des clubs et le fait que des familles puissent avoir une activité aussi de loisirs autour de la glace. Si nous nous étions pas mobilisés, monsieur le maire, nous aurions eu quand cet échange au conseil municipal? Vous aviez prévu de le faire quand, cet échange au conseil municipal? Si nous n'avions pas lancé la pétition, vous comptiez en parler quand au club de glace? Vous êtes toujours dans l'opacité, hein. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il parle? Je n'ai pas entendu. Vous pouvez parler d'opacité. Vous savez, je me rappelle quand même quand Madame Goëta venait, quand Nicole Goëta arrivait quelque part en disant il n'y a pas de discussion, il n'y a rien à voir, circuler, parce que non mais excusez-moi, quand même je vais quand même aller jusqu'au bout de ma phrase, et qu'il n'y avait rien à voir, et le projet arrivait sur la table sans qu'il y ait une possibilité de discussion. Nous aujourd'hui, on prend toutes les conditions de la discussion autour de la patinoire. Effectivement, Madame Delattre, vous avez eu un échange avec le maire adjoint, le premier adjoint d'Asnières, parce qu'on était aussi en discussion avec Asnières. En fait, la question, c'est pas la question de la fermeture de la patinoire de Colombes, c'est la question d'une alternative à la situation actuelle. Qui peut être l'alternative sur des investissements à venir sur le site actuel, qui peut être une autre solution. Et voilà, et on est en train d'y travailler. On va passer maintenant, voilà, on ne va pas aller plus loin dans cette discussion-là. Moi, je remercie le public qui est resté jusqu'à maintenant, parce que qui est inquiet et qui est sensibilisé à la situation de l'utilisation de la patinoire et du devenir de la patinoire. Une partie du public est partie. J'ai bien vu tout à l'heure l'ancienne directrice de cabinet de Nicole Goëta et quelques-uns de ses amis qui étaient dans la salle, qui sont partis parce que ça les intéressait finalement que très peu. Mais voilà. Donc moi je préfère avoir les bons interlocuteurs. Ce n'est pas que ça les intéresse pas, on n'entendait rien, monsieur le maire. Et pour nous les bons interlocuteurs, ce sont les clubs. Ce sont les clubs. Les clubs que vous n'avez pas reçus depuis septembre 2021, monsieur le maire. Et vous avez fixé un rendez-vous en urgence. Voilà, calmez-vous, c'est pas la peine de vous énerver. Vous avez fait votre pétition, vous avez votre petit mot sur BFM, c'est bravo. Voilà. Mais je crois que vous on va passer au vote. Maintenant, Madame Delattre, s'il vous plaît, on va continuer l'ordre du jour du Conseil. On va passer au vote du budget primitif. Qui est contre le budget primitif? L'opposition dans sa totalité. Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Le budget primitif est adopté. Merci. Madame Aladreau, vous avez toute une série de délibérations dorénavant. Alors, donc sur le budget primitif, il y avait le budget ville, le budget Gabriel Péry et le budget Parc La Gravère. Donc là, je ne sais pas si on a voté pour les trois ou si on vote... On a voté pour les trois, là, ou on a voté... De toute façon, il y a un vote individuel. Hein.
Mais on peut présenter les délibérations Bah, ensemble. en fait, j'ai présenté... Ah, c'est déjà fait, pardon. Voilà. 1, 2, 3, d'accord, c'était dans la présentation, excusez-moi, oui. Donc, Cécilia, on t'entend pas. Prends le micro de Madeleine, qui est plus long. Ouais. Donc, on vote sur les autres, sur la 2 et la 3, ou on part du principe que c'est le même vote? on vote la 2, puis on vote la 3, voilà. Mais qui ont été présentés dans la présentation générale. Qui ont été présentés dans le même rapport. Voilà. Donc, pour la 2, c'est le budget de la zone artisanale Gabriel Péry. La zone artisanale Gabriel Péry, qui est contre. L'opposition est contre. Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Je vous remercie. La 3, c'est le budget annexe de l'Agravert, du parc Agravert. Qui est contre? L'opposition. Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Merci. On passe à la délibération numéro 4. La numéro 4, il s'agit du vote des taux de fiscalité directe pour 2022. Donc, la loi de finances pour 2020 avait acté la suppression intégrale de la taxe d'habitation sur la résidence principale. L'ensemble des éléments relatifs à cette réforme de la fiscalité locale sont présentés dans le rapport de présentation du budget primitif de 2021. Depuis 2020, 80% des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d'habitation sur leur résidence principale. Pour les 20% de ménages restants, l'allègement a été de 30% en 2021, puis de 65% en 2022. En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d'habitation au titre de sa résidence principale. La taxe d'habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour les locaux vacants. Donc, je vous rappelle que cette disparition du produit fiscal de la taxe d'habitation est compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues sur leur territoire. Commune par commune, les montants de taxe d'habitation ne coïncident pas forcément avec les montants donc, de la taxe foncière sur les propriétés bâties transférées, la ville de Colombes étant par exemple sous-compensée, c'est-à-dire que le produit transféré de la TFPB du département des Hauts-de-Seine est largement inférieur au produit que la ville perd en taxe d'habitation. Afin de corriger ces inégalités, un coefficient correcteur avait été institué en 2021 et il permet d'assurer l'équilibre des compensations de la taxe foncière entre les communes. Les détails pour chaque collectivité en seront précisés au printemps par les services de l'État. Pour la ville de Colombes, les choses sont néanmoins claires en matière de taux. La ville n'a plus à se prononcer sur un taux de taxe d'habitation, mais doit en retour, en matière de taxe sur le foncier bâti, donc, procéder à l'agrégation du taux communal, qui était de 20,39%, et départemental, 7,08%, assurant ainsi tant la neutralité pour le contribuable local que pour les finances de la ville, soit un taux de TFB établi à 27,47%, suite à l'entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité locale. Conformément à l'engagement pris d'une stabilité des taux d'impôt sur le mandat, il est proposé de conserver les taux de fiscalité directe de 2021, soit, pour 2022, taxe foncière sur les propriétés bâties, 27,47%, taxe foncière sur les propriétés non bâties, 22,10%. L'évolution prévisionnelle des bases d'imposition est estimée, dans le cadre de la préparation du budget primitif pour 2022, à plus de % pour la TFB, eu égard aux éléments détaillés dans le rapport de présentation du budget primitif pour 2022, soit un produit fiscal total d'environ 65 millions d'euros. Il sera bien évidemment ajusté en décision modificative, en prenant en compte les notifications des bases fiscales définitives qui nous auront été transmises par les services fiscaux pour l'année 2022. Merci. Des commentaires, des questions? Monsieur Butet? Là, je vais voter pour, monsieur le maire, même si, rêvons un peu, il aurait été sans doute meilleur de baisser ce taux. Ça arrive, il y a des communes qui baissent leur taux d'imposition, je vous assure. Quand elles sont bien gérées, elles peuvent baisser leur taux d'imposition. Parce que là, la taxe foncière va rapporter, c'est dans le BP, c'est dans le budget primitif, plus 5 millions d'euros sur les comptes de la commune, c'est-à-dire 5 millions d'euros qui sont pris sur les contribuables colombiens.
Les contribuables colombiens, Mme Alandreau l'a très bien dit, sont de plus en plus resserrés puisqu'il s'agit uniquement des propriétaires colombiens. Et donc, on est sur une assiette qui est de plus en plus faible en réalité. Donc, on est sur une concentration fiscale. 5 millions d'euros, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, donc il faudra imaginer par la suite quand même, quand on dit qu'il y a une stabilité des taux, on est loin de la stabilité de l'impôt. Il faudra imaginer y remédier à un moment ou à un autre. Monsieur Butel, je voudrais juste rappeler quand même que les communes n'ont plus grand-chose à dire sur les taux d'imposition. Voilà. Donc il faut quand même qu'elles aient un peu de recettes. Voilà. Donc on ne va peut-être pas aujourd'hui diminuer nos recettes, alors que tout à l'heure on a vu que sur les dépenses il y avait un certain nombre d'incertitudes. Voilà, il faut. Après, on va avoir des nouveaux habitants, on va avoir de nouveaux types de logements, etc., etc. Donc, sur les bases, mais aujourd'hui, ça serait pas raisonnable de supprimer les impôts. Parce que si je vous écoute, il faudrait aller jusque-là. Il faudrait que vous ne puissiez plus payer d'impôts à Colombes. Sans faire de débat, là, c'est pas possible. Ne dites pas qu'il s'agit de baisser. Là, vous allez gagner 5 millions d'euros d'impôts de plus. C'est pour ça que ce n'est pas stable. Non, c'est pas vous gagnez 5 millions d'euros d'impôts de plus. Pas à cause des taux, à cause de l'assiette, à cause des bases. On est bien d'accord. Mais c'est bien la raison pour laquelle, sur les taux, on peut faire un effort quand on gère bien. Il y a des communes qui l'ont fait. On fait beaucoup d'efforts. Tout à l'heure, je disais que beaucoup de communes, ou un certain nombre de communes, pas beaucoup, augmentaient la taxe foncière. Augmenter la taxe foncière. Nous avons fait le choix de la stabilité encore. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'opposition? Qu'est-ce que vous faites, M. Butet? Vous êtes pour? Pour le maintien des taux actuels. D'accord. Qui est pour? Alors, M. Butet, vous êtes pourquoi J'ai pas compris pourquoi vous étiez. Mais... Je vous l'ai dit en début d'intervention, Monsieur le maire, je suis pour. Merci. Délibération numéro 5, l'affectation de résultats sur le budget principal. Madame Alandreau. Donc la 5, la 6 et la 7, il s'agit de l'affectation des résultats 2021 sur l'exercice 2022. C'est technique, alors je ne sais pas du tout si vous avez envie que je vous explique comment ça fonctionne, mais voilà. Donc il y a un résultat, donc sur le budget ville, un résultat cumulé de l'année N à affecter au BP de N+1 qui est de 34 127 000, qui ensuite se ventile sur différentes lignes. Donc voilà, il y a la même chose pour le budget de la zone artisanale Gabriel Péry, où en fait, par définition, donc c'est donc le budget, enfin le résultat de la zone artisanale, du budget de la zone artisanale est de 0, puisqu'il a été construit comme ça, et celui sur le parc Lagravère, on a un résultat cumulé à affecter de 581 000 euros. Voilà. Merci. Donc on vote sur la 5. Qui est contre? Toute l'opposition. Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Merci beaucoup. Sur la 6, qui est contre? Qui est contre sur la 6? Non, tout le monde, oui. Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Merci. Et sur la 7, c'est étonnant d'ailleurs que vous soyez contre la zone artisanale, mais bon. Sur la 7, donc qui est pour, qui est contre, pardon, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote, qui est pour. Merci. Madame Alandreau, la 8, APCP. Alors la 8, la 9, la 10 et la 11, ça va être la même chose, ce sont des APCP. Donc je vais réexpliquer ce que c'est que les APCP. Donc la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement, donc APCP en jargon, est une dérogation au principe d'annualité budgétaire et
a pour objectif de planifier la mise en œuvre de programmes d'investissement sur le plan financier, budgétaire, opérationnel et logistique. Elle permet de favoriser la gestion pluriannuelle et d'améliorer la visibilité financière et budgétaire des engagements financiers de la ville à moyen terme. Donc, il est demandé au conseil municipal, donc ça va être pour la 8, d'approuver l'actualisation de l'autorisation de programme APCP numéro 28, de réfection des équipements sportifs du parc Lagravère et la répartition de l'échéancier des crédits de paiement comme suit. Donc pour 2022, 6 785 000, pour 2023, 10 992 000 euros et pour 2024, 1 915 000. Merci. Des observations? Personne? M. Vittel étant sorti, il n'y a pas d'intervention. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Unanimité. Merci. Pour la 9. Alors la 9, donc c'est la même chose, mais pour l'APCP qui concerne le programme Fossé-Jean Bouvier. Donc la répartition de l'échéancier pour 2022, 4 646 000 euros et pour 2023, 2 255 100 euros. Monsieur le maire, je vous suggère que nous passions tous ces APC, si vous voulez qu'on fasse un seul vote. On n'a pas entendu, monsieur Pic, on n'a pas entendu. Oui, nous avons tous lu ces APC. Bon, si vous voulez, on n'a rien contre, voilà. On va faire court. Alors. Décidément, il y a un On problème va directement. de sonorisation. Qui est pour? Oui, monsieur le maire, excusez-moi, je vous disais simplement que pour gagner du temps, pour ces APC, nous pouvions tous les passer en même temps. Voilà. Ça prend 1 minute 30, hein. Il y en a encore 2, ça prend 1 minute 30 en vrai. Enfin, bon. On va voter, mais simplement, je ne vais pas demander qui est contre. Qui est pour? Merci. La 10. Alors la 10, c'est l'APCP 32-34 Avenue de l'Europe, donc pour un montant de 127 739 euros en 2022. Merci. Qui est pour? Unanimité, merci. La 11. La 11, c'est l'APCP qui s'appelle Travaux d'accessibilité, travaux espace public. Donc un montant de 700 000 euros en 2022, 700 000 euros en 2023 et en 2024 et 1 079 935 000 euros en 2025. Merci. Qui est pour? Unanimité, merci. La 12, Madame Aladro. Alors, la 12. Normalement, c'est la clôture de l'APCP. C'est la réhabilitation de l'école maintenant. Ouais, c'est la clôture de l'APCP, extension réhabilitation de l'école élémentaire Maintenon. Donc les travaux de construction du groupe scolaire Maintenon sont achevés, l'ensemble des factures est payé. Donc en fait, on propose de clôturer cette APCP, qui n'a plus lieu d'être. Merci. Qui est pour? Unanimité, merci. La 13, la gestion de la dette. Alors la 13. Bon, là, ça va être un peu plus long. J'ai un rapport à vous lire sur la gestion de la dette. En 2021, la dette a, comme anticipé dans la trajectoire financière de la ville, très légèrement progressé de 5%, passant de 104 millions d'euros en 2020 à 109,5 millions d'euros en 2021. La ville continue de mener une politique prudente et efficace de gestion de sa dette, notamment en vue de maintenir ses frais financiers au niveau le plus bas possible, dans un environnement proposant depuis plusieurs années des taux bas sur le marché bancaire. La stratégie suivie par la ville au cours des dernières années a été de privilégier l'option du taux fixe pour ses nouveaux emprunts, tout en maintenant une stratégie visant à conserver une structure de dette équilibrée et diversifiée. Cette stratégie reste aujourd'hui valable et dépendra de l'évolution en cours des marchés financiers dans le sillage des crises successives que nous traversons depuis plusieurs années. La ville présente en 2021 une dette par habitant significativement inférieure au niveau observé dans les villes de taille comparable, de 1 265 euros pour Colombres contre 1 367 euros pour les communes de sa catégorie. Il y a quelques mois, à l'époque où personne n'imaginait une guerre en Ukraine, à un moment où l'on constatait une progression du PIB de 6% et une baisse du taux de chômage, on notait déjà une accélération de l'inflation et on estimait alors que les taux d'intérêt de marché, toujours très bas, pourraient alors légèrement augmenter au cours de l'année 2022. La ville de Colombes cherche à se financer aux meilleures conditions, tout en diversifiant le panel de ses prêteurs, afin de limiter les risques de se retrouver à court de financement en cas de nouvelle crise de liquidité.
Cette diversification permet également de faire jouer la concurrence entre les différents organismes bancaires. La Banque Postale, premier prêteur du marché aux collectivités locales, occupe la première place dans l'encours de la ville et représente actuellement 35,7% de la dette de Colombes, soit 39 millions d'euros à fin 2021. Les deux autres prêteurs les plus importants de la ville sont Arkea Bank pour 16,8% et le Crédit Foncier de France pour 13,6%. Au printemps 2021, la ville a réalisé une campagne de financement suite à la présentation de sa programmation pluriannuelle d'investissement, donc sa PPI, et de sa trajectoire financière pour le mandat, visant à couvrir ses besoins de financement pour 2021 et 2022, ainsi qu'à profiter des excellentes conditions financières proposées par les marchés. Au terme d'une consultation bancaire réalisée auprès de l'ensemble des acteurs financiers du crédit au secteur public local, banques privées comme banques publiques, la ville a souscrit 4 emprunts aux conditions très favorables, lui permettant de sécuriser ses besoins de financement pour 2021 et 2022 pour un montant total d'emprunts de 35 millions d'euros ventilés comme suit. Donc pour 2021, 15 millions d'euros répartis sur 2 prêts de 7,5 millions d'euros à la Caisse d'épargne et du même montant auprès de la BRED. Pour 2022, 20 millions d'euros répartis sur 2 prêts de 10 millions d'euros auprès de la BRED et 10 millions d'euros auprès de la Société Générale. Depuis 2017, plus des 2/3 de la dette est contractée à taux fixe. On est même sur une ventilation entre 60 à 79% à taux fixe au 31 décembre 2021. La diminution de la part de dette à taux variable au profit d'une dette à taux fixe majoritaire a permis à la ville d'ancrer dans son encours les conditions de taux d'intérêt exceptionnellement bas observées depuis plusieurs années. 15% de la dette de la ville sur les 21% à taux variable, soit 17 millions d'euros sur 23,5 millions de dettes à taux variable, est indexée sur l'Euribor. Au cours des dernières années, la ville a privilégié cet index variable pour son caractère particulièrement sécurisé et stable. Il n'a en effet connu que peu d'augmentation brutale. Le profil d'extinction de la dette de la ville, remboursement annuel en capital de l'encours de dette actuel hors nouveaux emprunts pouvant être sollicités, est régulier. Seul l'exercice 2022 présentait un pic plus important en termes de remboursement de capital de la dette en cours. Après la crise financière de 2008, une charte de bonne conduite a été établie à la demande du gouvernement entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales. Cette charte, appelée la charte Gisler, permet de classifier les produits bancaires par type de risque, en triant les prêts selon une matrice à double entrée. Les chiffres 1 à 5 traduisent la complexité de l'indice utilisé, 1 étant le plus sûr et 5 le plus complexe. Les lettres A à E traduisant le degré de complexité et de risque de la formule utilisée pour le calcul des intérêts, A étant la formule la plus sûre et E la plus complexe. La ville a ces dernières années procédé à un travail de sécurisation de son encours de dette, s'attachant notamment à essayer de sortir au meilleur coût de contrats disposant de formules complexes de calcul. Si la ville ne disposait d'aucun prêt structuré, elle détenait 2 contrats de swap de taux aux formules dites structurées, dont elle est désormais sortie. Depuis, 100% de la dette de la ville se classe dans la catégorie 1A de la charte de Gisler, soit la meilleure note possible en termes de sécurisation. Profitant de l'environnement favorable sur le marché du crédit au secteur public local, la ville connaît une diminution continue de ses frais financiers. Cette baisse est due aux deux éléments suivants. Un environnement de taux bas dont la ville a de nouveau profité en 2021 en souscrivant 4 emprunts, donc pour un montant total de 35 millions d'euros afin de couvrir ses besoins de financement 2021-2022 à des conditions très favorables, et des renégociations qui ont permis de faire baisser le taux moyen de ces contrats qui est structurellement stabilisé en dessous des 2%. Dans le cadre de la stratégie d'optimisation des frais financiers, la ville a mené en 2021 une analyse approfondie de l'ensemble de son encours de dette afin d'identifier d'éventuelles opportunités de renégociation d'emprunts dans le but de diminuer les intérêts à payer. Cette analyse a fait ressortir 3 contrats qui présentaient des possibilités d'amélioration des conditions financières. Je vous épargne le détail des contrats. Au cours de l'année, la ville a entamé des négociations avec ses partenaires bancaires afin d'optimiser le réaménagement, dont les résultats ont été les suivants. Les 2 premiers emprunts, qui étaient avec la Caisse d'épargne, ont été remboursés par la ville de manière anticipée, puis ont été refinancés dans le même temps auprès de la banque Arkea sur des montants et des maturités identiques, mais avec des formules de taux optimisées bien plus basses. Le 3e contrat a été refinancé auprès d'Arkea au taux Euribor 3 mois floré plus 0,18%, l'économie générée de 228 000 € une fois comptabilisée l'indemnité payée à cet emprunt, payée à la Caisse d'épargne dans le cadre de ce refinancement. Et
Donc le deuxième contrat a été refinancé auprès d'Arkea à un taux Euribor 3 mois floré plus 0,20% pour une économie générée de 273 000 €, une fois comptabilisée l'indemnité payée dans le cadre du refinancement. Donc sur ces deux emprunts, le gain total, ou plutôt l'économie en frais financiers, est d'un peu plus de 500 000 €. Et le troisième prêt que nous avions scopé était un prêt avec le Crédit Agricole et il a été basculé d'une formule de taux variable à un emprunt à taux fixe à 0,61% sans changement de durée quant au capital restant à amortir. Et cette modification permet une économie de frais financiers d'environ 61 000 € sur la durée résiduelle du prêt. Au total, les économies estimées suite à ces opérations sont de 562 000 € sur la durée résiduelle de ces trois emprunts, qui permettent donc une économie importante sur la section de fonctionnement. La ville poursuit donc son travail d'optimisation de ses frais financiers et présentera un taux d'intérêt moyen sur l'ensemble de ses prêts à nouveau en baisse en 2022. Il était de 1,81% en 2020 et de 1,57% en 2021. Merci Madame Ladreau. Des remarques, des observations, des questions? Oui, allez-y Monsieur Gulicelli. Juste une petite remarque concernant la ligne de crédit Société Générale. Pourquoi ne pas avoir pris un taux fixe en sachant que les taux court terme vont remonter dans les mois qui viennent? Parce que je pense qu'à ce moment-là, ces conditions-là étaient les meilleures. Donc voilà. Merci Madame Ladreau de cette réponse synthétique. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? J'ai pas vu l'opposition là. Je ne sais pas ce qu'ils font. Vous êtes pour? Ok. Contre? Ah, alors je recommence. Qui est contre? Oui, parce que... Merci. Le reste du Conseil est pour. La 14. La 15 et la 16 sont les transferts de subventions d'investissement section de fonctionnement. Donc pour le budget principal de la ville, pour le budget de la zone artisanale et pour le budget de la Gravère. Donc ce sera le même principe à chaque fois. Donc la 14, il s'agit de transférer les subventions d'investissement reçues en 2021 pour le budget principal de la ville, donc, et de prévoir les crédits ouverts nécessaires aux écritures d'opérations d'ordre budgétaire d'étalement pour l'année au budget primitif. Donc pour la ville, on parle d'un montant de 225 151,55 € et il y a un montant de 7 750 € qui est aussi inclus dans le budget principal ville et qui était relatif au CMS. Alors, ensuite, les autres. La 15, c'est le même principe. Donc, il s'agit de la zone artisanale. Donc, le montant est de 73 930 € et Et la 16, donc même principe pour le parc La Gravère. Et on parle d'un montant de 4 661 €. 4 661 754 € et 20 centimes. Merci. Est-ce qu'il y a des observations sur l'une des trois délibérations? Non, on passe au vote. Sur la 14, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Unanimité, merci. Sur la 15, qui est pour? Sur la 16, qui est pour? Merci, unanimité sur les trois délibérations. Madame Aladreau, la 17, la valorisation des travaux en régie. Alors, donc la valorisation des travaux en régie pour l'exercice 2021. Donc la ville dispose d'une régie bâtiment et d'une régie chauffage qui sont chargées d'effectuer des travaux dans les écoles, les médiathèques, les bâtiments administratifs et sur les autres biens immobiliers appartenant à la ville. La ville doit valoriser chaque année comptablement ses travaux en régie et cette opération permet donc à la ville de récupérer des recettes supplémentaires au titre du FCTVA, donc le Fonds de compensation de la TVA, en déclarant les travaux réalisés en régie par la ville grâce à un basculement de ses dépenses par opération d'ordre en section d'investissement.
Les montants à valoriser sont significativement inférieurs aux années précédentes, qui avoisinaient généralement 1 million d'euros. Cette diminution s'explique par la crise sanitaire et le ralentissement des chantiers qu'elle a engendrés sur 2020 et 2021. Pour 2021, les montants de la valorisation des travaux en régie sont de 656 276,51 € et se répartissent donc en 219 120 € et 26 centimes de fourniture et une masse salariale répartie entre les différents ateliers pour un montant total de 437 156 € et 25 centimes. Je vous épargne le détail par type d'activité. Merci, Cécilia. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des questions, observations, pardon? Non, on passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci. Eh bien, merci, Madame Aladreau. Ah, c'est... Moins de 2 heures, hein. Bravo. Mais il y avait quand même la patinoire. Monsieur Kelika, pour la 18. Oui, rebonsoir. Alors, la délibération que je vous présente porte sur les élus siégeant à l'association TES, Territoire d'événements sportifs. À l'occasion du conseil municipal du 1er juillet 2021, la ville de Colombes a pris la décision d'adhérer au club des sites accueillant des grands événements sportifs, association de type loi 1901, dont le nom a été dernièrement modifié pour devenir TES, Territoire d'événements sportifs. Afin de pouvoir prendre part au vote des délibérations programmées lors des réunions des prochains conseils d'administration, il convient préalablement de procéder à la désignation des représentants de la ville de Colombes en mesure de siéger au sein de cette instance. Il est donc proposé de nommer 2 représentants, un titulaire et un suppléant, respectivement Madame Fatouma Tasso et moi-même. Donc je vous demande de voter cette délibération. Évidemment, je ne prendrai pas part au vote. Merci. Merci. Qui est Monsieur Butet? Juste une petite question, parce qu'effectivement, c'était en juillet 2021 qu'on avait passé cette délibération. J'avais posé la question à ce moment-là, qu'est-ce que ça va nous apporter d'être dans cette association? Et donc, je voulais juste, je pose la question, nous sommes quasiment au mois d'avril 2022, qu'est-ce que ça a apporté à la ville de Colombes d'être dans cette association jusqu'à présent? Écoutez, de manière générale, on profite de l'expertise de certains acteurs qui forment ce groupe. Nous avons participé à pas mal de rassemblements et nous aurons à l'avenir, grâce à cette expertise et à ces acteurs, de l'aide sur tous les événements sportifs que nous voudrons organiser sur Colombes. Même bien que ceux que nous avons déjà organisés en 2021, nous n'avons pas forcément eu besoin de eux, mais pour les événements à venir, je pense que leur présence et notre présence dans cette association est très importante. Monsieur Kelika, qui est contre? Qui s'abstient? 2 voix. Qui ne prend pas part au vote? Le reste de l'opposition. Qui est pour? Merci. Monsieur Bachelet sur la 19. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Dans le cadre du plan de relance de l'État, tous les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, dont notre EPT Boucle Nord de Seine, ont été sollicités afin de signer des contrats de relance du logement pour la période 2021-2022. Ce dispositif d'aide à la relance de la construction durable est basé sur une contractualisation recentrée sur les territoires tendus via une aide à la production de logements neufs versée aux communes. Le Premier ministre a annoncé ce dispositif lors du congrès HLM des 20-30 septembre 2021. Suite à cette annonce, une réunion de travail a été convoquée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 16 décembre 2021, où notre ville était représentée par Julien Bossier, adjoint au maire en charge de l'habitat.
À cette occasion, la préfecture a présenté les évolutions de cette aide en précisant les modalités d'éligibilité et en la contractualisant dans un contrat de relance du logement signé entre l'État, l'intercommunalité, EPT Boucle Nord de Seine, et les communes volontaires. Ce contrat a été adopté à une très large majorité des représentants de l'EPT, à l'exception notable de Madame Delattre, qui a voté contre sans donner d'explication. Cette quasi-unanimité au sein de notre EPT marque l'engagement des villes du territoire dans l'atteinte d'objectifs raisonnables de production de logements neufs. Le contrat de relance du logement définit un objectif chiffré de construction du logement pour chacune des communes volontaires, hors communes carencées qui ne sont pas éligibles au dispositif. Cet objectif chiffré concerne les autorisations de construire délivrées et à délivrer entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. L'aide financière s'élève à 1 500 € par logement concernant des opérations de plus de 2 logements et d'une densité de 0,8 et sera versée aux communes ayant atteint leurs objectifs. Dans un contexte de hausse des dépenses des collectivités, ce sera un appui non négligeable pour répondre aux besoins d'investissement, notamment dans les équipements et les services publics dont nous avons parlé à propos du budget 2022. Lors de cette réunion du 16 décembre, la préfecture nous a également communiqué les chiffres des constructions autorisées dans les villes de l'EPT entre 2015 et 2019. Je rappelle que sur cette période, l'objectif pour Colombes était de 560 logements produits par an. Et l'équipe municipale de l'époque, à laquelle appartenait Madame Delattre, si mes souvenirs sont bons, a autorisé plus de 1000 logements par an sur cette période, c'est-à-dire chaque année, soit le double de l'objectif fixé avec l'État et l'EPT. Étrangement, nous n'entendions pas les réserves émises aujourd'hui par l'opposition sur ce rythme pourtant extrêmement soutenu pour l'époque. Et en 2021, comme je l'avais dit d'ailleurs au mois de décembre, nous sommes redescendus, conformément aux engagements que nous avions pris dans la campagne, de ralentir le rythme effréné des constructions. Nous sommes redescendus à 564 logements autorisés, c'est-à-dire les 560 de l'objectif contractualisé avec l'État et au sein de l'EPT avec les autres communes. Nous y sommes y arrivés tout simplement en questionnant un certain nombre de projets que nous avons trouvés dans les cartons, on y reviendra tout à l'heure, et également en demandant désormais aux opérateurs qui veulent travailler sur la ville de Colombes de respecter notre charte construction et aménagement durable votée il y a exactement 1 an. Mais en toute transparence, un mot que nous affectionnons car il tranche avec la période antérieure. Nous devons rappeler que les projets en cours ou lancés dont les Colombiens voient aujourd'hui la construction, les 2 années qui ont précédé, sont pour l'essentiel des projets qui datent de la période antérieure. En effet, il faut en moyenne entre 3 et 5 ans pour mener à bien un projet immobilier. Nous voulons désormais pour notre ville un développement plus raisonnable, plus apaisé et évidemment en phase avec la transition écologique voulue par nos concitoyens. Cela veut dire des constructions raisonnables, donc à un rythme moins soutenu, et aussi avec plus de concertation, mais ça, c'est ce que nous avons mis dans notre charte. Et c'est ce que nous faisons. Dans un même souci de transparence, et pour répondre à la question posée par M. Môme lors de la commission unique, je vais vous expliquer comment et pourquoi nous arrivons à un objectif de 789 logements pour l'année 2022. Enfin, en réalité, vous avez compris, c'est 2021-2022, puisque c'est septembre à septembre. D'abord, et c'est très important de le dire, il y a 212 logements sur ces 789 qui correspondent aux lots 11 et 13 de la ZAC Arc Sportif. Il faut que tout le monde sache qu'à notre arrivée, en juillet 2020, quasiment tous les permis de construire avaient été déposés sur cette ZAC Arc Sportif. Mais comme nous avons travaillé sur un nouveau périmètre pour le futur groupe scolaire de cet arc sportif, donc il y aura une école maternelle et primaire de 19 classes,
Nous avons dû retravailler avec le promoteur Nexity pour redéfinir un périmètre et également élargir le boulevard de Finlande qui ne pouvait pas accueillir sinon des mobilités douces, et avouez que pour un nouveau quartier, c'était quand même regrettable. À partir de là, il a fallu redéposer 2 nouveaux permis, et c'est ce que Nexity va faire dans les semaines qui viennent. Et donc, en votant contre ce contrat de relance, l'opposition vote contre l'achèvement de la ZAC qu'elle a pourtant créée en 2016. Ce n'est pas le moindre des paradoxes. Les futurs habitants, je le rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, ont déjà signé des engagements pour venir habiter dans les futurs lots 11 et 13. Ils apprécieront donc une démarche qui, en tout état de cause, indique un refus de finir ces opérations et un rejet de ces nouveaux futurs habitants que pourtant nous faisons tout pour accueillir dans les meilleures conditions. Vous l'avez vu puisque un grand nombre d'élus étaient présents il y a quelques semaines, le samedi, quand nous avons fait un premier village d'accueil de ces futurs nouveaux habitants de l'arc sportif. Pour le reste, puisqu'effectivement, pour arriver à ces 789 logements, il y a eu d'autres opérations et je vais aussi les détailler en précisant bien les dates pour que chacun ait en tête qui a décidé quoi en cette matière. Tout d'abord, nous avons un programme Kaufmann & Broad au 9-17 avenue Stalingrad et au 7-13 rue d'Anguien. Un programme assez significatif de près de 130 logements, dont le permis a été délivré le 27 décembre 2019 et déposé par un architecte que certains d'entre vous connaissent bien, M. Antoine Delair. À notre demande, après les élections, ce permis a été retiré et il va donc être redéposé. Pourquoi? Eh bien parce que nous n'avons pas choisi ce promoteur, mais nous lui avons quand même demandé de retravailler son projet pour respecter les attendus de la charte et inclure un peu de mixité sociale. Il n'y en avait aucune, c'était 130 logements en accession libre. Ça ressemblait à tous les programmes qu'on a vus pendant votre mandature. Et également la création d'un square, puisque dans ce quartier, on manque beaucoup d'espaces verts, et vous n'aviez évidemment pas prévu la création de square dans ce programme, puisque la végétalisation, ce n'était pas non plus votre point fort. Je rajoute qu'on a également trouvé, en arrivant au mois de juillet 2020, une opération qui concernait le terrain APHP au 222-224 rue des Renouillés, une opération là de 139 logements qui était en cours de finalisation puisqu'il y avait un jury qui était prévu au mois de juillet et qui a été décalé parce que l'APHP souhaitait que le nouveau maire de Colombes puisse quand même au moins prendre connaissance du projet. Ça paraissait bien normal. Mais ce projet, évidemment, a fait l'objet d'un dépôt de permis également dans une période récente, et donc il fera l'objet de la comptabilisation dans les chiffres, dans l'objectif global de logement neuf. À cela, il faut ajouter d'autres opérations où vous aviez délivré des permis de construire, comme au 70-76 rue Jean-Jacques Rousseau, 46 logements, permis déposé le 28 octobre 2017 par M. Antoine Delair, monsieur qui avait beaucoup de travail à Colombes pendant plusieurs années, et que nous avons refusé parce qu'il ne respectait pas la charte. Ah oui, évidemment. Et donc, on a... Monsieur Buteil, c'est comme ça. On a voté une charte. Il faut que les opérateurs la respectent. Et donc, effectivement, le permis a été retiré, comme pour Kaufmann & Broad, pour retravailler. Nous avons également découvert qu'il y avait un projet d'une 50aine de logements rue Gounod, avec un architecte qui s'appelait Monsieur Rincon. Ah, Monsieur Buteil connaît bien aussi Monsieur Rincon. De toute façon, c'était l'un ou l'autre. Hein. Il n'y avait pas 36 solutions. Et je me rappelle d'ailleurs que M. Buteil, qui avait un excellent blog, s'était étonné, dans le premier mandat de Nicole Guetta, que M. Rincon ait un nombre incroyable de permis de construire à Colombes. Mais moi, je ne stigmatise personne. M. Rincon a fait des choses de qualité à Colombes, comme M. Delair. Simplement, il nous semblait normal qu'il n'y ait pas 2 ou 3 architectes qui trustent tous les projets immobiliers, comme c'était le cas auparavant. Je continue. Ma liste n'est pas terminée. Au 366-376 rue Gabriel-Péry, les nouveaux constructeurs préparaient également un projet de 90 logements avec M. Antoine Delair.
Ensuite, on avait un autre projet, 430-436 rue Gabriel Péry. Un promoteur, Sepimo, était en discussion avancée avec les services de la ville, qui me le confirmaient, pour produire une 60aine de logements. Et je continue. À la gare du Stade, au 5-11 boulevard de Finlande, il y aura effectivement un programme de 77 logements. Mais là aussi, les discussions étaient engagées avant que nous arrivions. Mais nous avons souhaité que le promoteur fasse un projet en phase avec la charte, présente le projet à la population, ce qui a été fait. Et donc, aujourd'hui, on aura 77 logements avec du logement social, une serre en toiture, qui respecte également les préconisations de la charte. Nous avons aussi consulté les habitants sur un autre projet de 29 logements au 17-19 boulevard Garquinet. Et j'en profite pour répondre à Madame Delattre qui s'était émue de ce projet. Mais enfin, on voit bien que 29 logements, on est loin des standards de l'ancienne municipalité, sur ce projet-là en tout cas. Le magasin à 2 pas sera reconstruit parce que nous avons demandé effectivement à ce qu'il y ait le maintien d'une surface alimentaire dans cette pied d'immeuble. Mais effectivement, nous n'avions pas, je dirais, de raison de nous opposer à cette demande de reconstruction d'un bâtiment dans un environnement qui, si vous le connaissez, en tout cas moi je le connais bien, était pas très qualitatif, notamment les espaces, les trottoirs. On est en face du square Quinet et cet immeuble viendra parfaitement s'intégrer dans les bâtiments adjacents. On est en face aussi d'un parc, donc il n'y a pas de vis-à-vis. Donc ça paraît tout à fait qualitatif. Et d'ailleurs, les habitants, et je regrette parce que Madame Delattre a critiqué ce projet, mais n'était pas à la réunion que nous avons organisée, et les habitants qui étaient venus n'étaient pas très nombreux d'ailleurs, mais ils ont trouvé que c'était plutôt une amélioration de l'état du quartier qui en a besoin, et donc on continuera à travailler sur ce projet-là. Alors, je m'arrête là parce que effectivement, parce que j'ai déjà pris pas mal de temps de parole, mais si Madame Delattre insiste, dans un prochain conseil municipal, je peux aussi faire la liste de tous les projets que nous avons trouvés dans les cartons et que nous avons souhaité arrêter parce que ça nous semblait effectivement être sur une trajectoire qui n'était pas la nôtre. Et donc, je n'ai pas le temps de le faire ici parce que c'est très long, hein, il y a beaucoup de projets. Mais si Madame Delattre insiste, dans un souci de transparence, je suis prêt à faire cet exercice devant vous. Je pense que, d'ailleurs, j'en profite aussi au passage, parce que on entend beaucoup de contre-vérités sur ce sujet-là comme sur d'autres. Le PLUI va être modifié. Il y aura un PLUI dans quelques années, et donc, alors que ça n'a pas été fait dans la période précédente, c'est nous qui allons renforcer la protection de la zone pavillonnaire. C'est nous qui allons prendre des mesures que vous n'avez pas prises, puisque vous avez modifié le PLU 3 fois, uniquement pour faire des opérations de densification. Mais vous mentez quand vous respirez, vous êtes je vous rassure à ce sujet, comme un arracheur. Arrêtez de dire des choses inexactes. Le PLU de Colombes va devenir un PLUI et on renforcera la protection de la zone pavillonnaire comme nous nous sommes engagés. Je pense que les informations que je viens de vous délivrer sont importantes parce que les habitants savent un peu mieux à quoi s'en tenir sur certaines postures d'élus qui, en responsabilité, ont livré notre ville à la promotion immobilière pendant 6 ans, mais aujourd'hui refusent de voter un contrat de relance avec des objectifs plus raisonnables et des projets plus écologiques, plus environnementaux, mieux concertés que ce qu'il y avait à votre époque. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que vous êtes contre l'achèvement de la ZAC Arc Sportif. Donc vraiment, je pense que c'est important de voter cette délibération ce soir et j'aurais voulu évidemment à l'unanimité. Merci. Merci, Monsieur Bachelet. Des questions, des observations? Personne dans l'opposition? Oui, Madame Delattre. Monsieur, c'est qui? Monsieur Môme? Parlez dans le micro. Je vous remercie, Monsieur Bachelet, d'avoir répondu aussi bien aux questions que nous vous avons posées en commission et pour lesquelles vous n'avez pas vraiment donné de réponse. Vous ne les donnez que maintenant. Mais bon, c'est comme ça. Les commissions, vous nous aviez dit que c'était fait pour justement apporter des éléments de réponse à l'opposition. Je vois que finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Bon. Moi, je vais faire une intervention sur le plan relance logement. Je vais vous dire une chose. Comment ne pas se réjouir de la mise à l'ordre du jour d'une délibération issue du plan France Relance? Rappelons, le plan France Relance,
Ça a une double ambition, relancer l'économie, bâtir la France de 2030. Je ne vais pas évoquer les nombreux avantages de ce plan, sauf quelques-uns. Fin septembre 2021, c'était déjà plus de 500 000 demandes MaPrimeRénov', plus de 420 000 bonus écologiques ou primes à la conversion, plus de 5 000 bornes de recharge électrique installées, et j'en passe. Alors, 1 500 € de subvention pour chaque logement, aide versée à la collectivité qui a contractualisé avec l'État pour financer la transition écologique et participer à l'objectif de sobriété foncière de la zone urbanisée ou ouverte à l'urbanisation, je dirais bravo. Vous voyez, vous faites des procès d'intention. Pourtant, les 789 logements en question sur la ville paraissent un objectif très important. Vous venez de nous démontrer que c'est de notre faute. Bon. Mais je dirais qu'au regard de villes comme Argenteuil, qui disposent de réserves foncières beaucoup plus importantes et qui n'en contractualisent que 350, alors que la superficie d'Argenteuil est presque plus de 2 fois supérieure à celle de Colombes, on peut s'interroger. Alors la question qui se pose est de savoir où allez-vous accorder ces autorisations d'urbanisation. Vous nous avez répondu. Nous nous interrogions, car en effet, celles-ci doivent être accordées entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. Il se trouve que c'est vous qui les signez, donc très bien. Je suppose que toutes ces autorisations ne sont pas encore toutes déposées, ni même accordées. Ou alors, je ne sais pas, non. Vous en avez mis qui n'étaient pas éligibles. On n'est pas encore au terme de cette période. Il serait bon, monsieur Bachelet, qu'un État nous soit communiqué, hein, pas seulement qu'à nous dans cette Assemblée, mais aux Colombiens, Colombiennes, montrant les zones impactées, parce que j'imagine que d'ici septembre, on aura d'autres endroits peut-être. Nous aurions pu connaître, lors de la présentation de cette délibération, l'avancée des autorisations accordées. Vous nous les avez données, là. Donc, je prends acte. Car dans le plan France Relance, il y a également un volet sur la stratégie de préservation et la lutte contre l'artificialisation des sols. Bon, vous nous avez dit que c'était la faute de vos prédécesseurs. Bon, moi je veux bien. Mais quand même, il y a un manque de transparence qui n'est pas forcément celui dans lequel nous nous trouvons maintenant, mais qui nous inquiète. Hein, dans la mesure où, au fil du temps, nous découvrons des opérations immobilières dont les permis de construire donnés après le 1er septembre 2021 s'essaiment dans toute la ville, et pas seulement dans les endroits que vous avez cités, mais entre autres, et qui font pour certaines l'objet de recours gracieux puis contentieux au travers de collectifs de riverains. Moi, je trouve que c'est un peu un gag au regard de votre slogan de campagne « Stop béton ». C'est pour cela, c'est pour tous ces gens qui sont obligés de porter des recours, de faire en quelque sorte une action que notre parti C'est Colombes ne votera pas contre cette délibération. Merci, monsieur. Merci, monsieur Meau. Madame Delattre. Oui, merci, monsieur le maire. Oui, après votre premier mandat, nous avons, il faut le rappeler, hérité d'un beau cadeau, hein, qui était le départ de Thales, avec ses 4000 emplois et des friches industrielles de 17 hectares. Alors oui, nous avons construit un nouveau quartier. Oui, nous avons délivré des permis de construire. Et nous en sommes fiers et nous l'assumons parfaitement. Je n'ai aucun souci avec ça. Par contre, ce que je remarque, c'est que vous avez trompé les Colombiens. Vous avez fait toute votre campagne électorale sur le stop béton. Pendant toute la campagne, vous avez affirmé qu'une fois élu,
vous cesseriez de bétonner, vous seriez même capable de revenir sur les permis délivrés sous la mandature de Nicole Gouetta. Que des mensonges, que des mensonges. Maintenant, aujourd'hui, vous n'assumez pas vos décisions. Vous tentez maladroitement de justifier les permis délivrés en 2021, 2022, en disant « Oh, bah, les projets étaient dans les cartons, alors on les reprend, on les retravaille, et puis quoi? Et puis quoi? Vous servez à quoi, Monsieur Bachelet? Si les projets ne vous conviennent pas, si vous ne voulez pas de bétonisation, pourquoi vous délivrez les permis? Pourquoi vous les délivrez? Vous pouvez empêcher ça. Les Colombiens ne vous comprennent plus, Monsieur Bachelet. Ils ne vous croient plus. Merci, Madame Delattre. Moi, je vais vous dire ma surprise quand même l'autre soir au Conseil de territoire, quand vous avez refusé de voter la délibération qui était proposée au Conseil de territoire, parce que comme l'a dit M. Bachelet, une grande partie des permis qui figuraient dans le dossier étaient ceux que vous aviez signés et accordés il y a peu. Non, puisque donc, là, le contrat de relance concerne les permis délivrés depuis le 1er septembre 2021. Je ne vous ai pas interrompu, Madame Delattre, donc vous ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Sinon, voilà. Et moi, je vous dis que j'ai été très surpris. Dans toutes les autres villes, tous les élus, tous bords confondus, ont voté ces délibérations. Il n'y a que vous qui avez refusé de voter. C'est stupéfiant. Moi, je vous avoue que c'est stupéfiant. Ce soir, vous allez peut-être voter contre, voilà, mais encore une fois, M. Bachelet l'a dit, et je le reprends, il y a eu quand même des permis, la ZAC, on est en train quand même de revisiter un certain nombre de permis sur la ZAC parce qu'il y a des erreurs flagrantes dans la conception de ces permis. Il y a des permis qu'on a fait retravailler auprès des promoteurs pour qu'ils soient plus mixtes et qu'ils intègrent mieux la biodiversité et la végétalisation. Voilà, la charte, elle n'est pas là juste pour faire décor, mais elle a vraiment un contenu essentiel aussi dans la transformation de la ville. Et oui, il y aura des permis, il y aura encore des permis. On n'a jamais dit qu'on allait arrêter de construire à Colombes. On a toujours dit que, on allait ralentir le rythme de la construction, et on a ralenti le rythme de la construction, et que on allait regarder aussi les projets un par un et la qualité de ces projets. Voilà. Et donc ça, c'est notre ligne de conduite, et on s'y tient. Et j'espère que vous allez rattraper, et j'espère que vous allez, Madame Delattre, j'ai pas fini, Madame Delattre, et j'espère que, vous êtes énervé, je sais pas pourquoi. Dès qu'on parle immobilier, ça vous énerve, mais bon. Non, parce que vous racontez beaucoup de mensonges. Alors, j'espère que vous allez rattraper l'impair commis l'autre soir en Conseil de territoire en votant cette délibération. Parce que sinon, moi, je ne comprendrai même pas l'intervention de M. Môme tout à l'heure. Parce que vous dites le contraire l'un et l'autre. On va passer au vote qui est contre. Qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote, qui est pour? Merci. Monsieur Bachelet, toujours. J'espère que vous n'allez pas voter contre la suivante. Mais allez savoir, je suis désolé, c'est pas exprès, mais il se trouve que là aussi, c'est un programme immobilier 100% ancienne équipe municipale. Avec un PLU voté en 2013. Non, mais parlez pas du PLU, madame. Quand ça vous arrange, vous parlez du PLU. Moi, ça vous arrange pas, vous parlez du permis de construire. Sauf que le PLU que vous avez critiqué et qui était votre seul argument de défense pendant 6 ans, quand vous avez bétonné la ville, 1000 logements par an, pendant 5 ans, je rappelle les chiffres. Avec une friche industrielle de 17 hectares. Oui, bien sûr. Mais il y avait beaucoup. Arrêtez de sauter comme un cabri et écoutez M. Bachelet. Voilà. Monsieur Bachelet, vous êtes malhonnête parce que 2000 logements qui ont été construits en 3 ans, c'est pas étonnant. Demandé, Monsieur Pic, merci, s'il vous plaît. Vous êtes malhonnête, Monsieur Bachelet. Laissez-moi parler, Monsieur Pic. Vous êtes mal poli, laissez-moi parler. Je dis
Et je redis que contrairement à ce que Madame Delattre, qui est mal à l'aise, et c'est pour ça qu'elle perd ses nerfs, c'est pour ça qu'elle perd ses nerfs, et vous aussi, vous perdez tous vos nerfs. Parce que vous n'assumez pas d'avoir construit ces plus de 5000 logements. Il y en avait 2000 dans la ZAC, mais il y en avait 3000 en dehors. Et ce que les Colombiens vous reprochent, c'est pas les 2000 dans la ZAC, c'est les 3000 un peu partout, y compris dans la zone pavillonnaire. Voilà la vérité, voilà ce que vous n'assumez pas, et voilà les mensonges que vous avez vendus pendant 5 ans aux Colombiens. Mais moi, je n'ai jamais menti aux Colombiens. Donc maintenant, essayez de rester calme et courtois et laissez-moi présenter cette délibération. Merci. Cette délibération, elle porte sur l'acquisition par la ville de Colombes d'une parcelle à usage de future voirie sur la rue Colbert. D'ailleurs, pour être précis, à l'angle de la rue Colbert et de la rue Péry, là où il y a eu un programme immobilier que vous avez autorisé avec un promoteur que vous avez choisi, Aigo. Ce programme immobilier nécessite aujourd'hui de restituer à la collectivité, pour une superficie de 6 mètres carrés, section BF numéro 422, une voirie, un terrain qui servira de voirie, conformément au plan de division établi par le cabinet Marmine le 3 juillet 2018. Il est donc proposé au conseil municipal l'acquisition de la parcelle à usage de future voirie sur la rue Colbert, cadastrée section BF numéro 422 d'une superficie de 6 mètres carrés, appartenant à la SCCV Colombes-Péry, au prix de 2000 €, conformément à l'estimation domaniale. Merci, Monsieur Bachelet. Vous voulez intervenir ou pas là-dessus? Non? Allez. Qui est... Bon, je sais pas, moi. Qui est pour? Merci. Monsieur Bachelet, encore une délibération? Merci. Sous les acclamations de l'opposition. Acquisition par la ville de Colombes, du bien 6-17 avenue d'Épinay à Colombes, cadastré section numéro 38 d'une superficie de 214 mètres carrés appartenant à monsieur et madame Barrier, Géraud et Nathalie. Je rappelle que nous sommes dans le périmètre d'acquisition pour l'installation du futur lycée. Il est proposé au conseil municipal l'acquisition du bien 6-17 avenue d'Épinay à Colombes, cadastré numéro 38 d'une superficie de 214 mètres carrés, libre de toute occupation ou location appartenant à monsieur et madame Barrier, Géraud et Nathalie au prix de 607 200 €, situé dans la marge de négociation accordée par les services fiscaux. Merci. Merci. Qui est pour? Il y a une intervention, Madame Delattre, allez-y. Non, mais je profite de cette délibération pour vous demander où en est le projet du lycée. Car j'ai l'impression qu'on n'en entend pas beaucoup parler depuis votre arrivée aux responsabilités. Donc j'avais un peu le sentiment que le dossier était en stand-by. La DUP pour l'acquisition, pour être sûr d'avoir tous les terrains, devait être lancée en septembre 2020 et je vois qu'elle n'a toujours pas été lancée. Donc êtes-vous certain de pouvoir acquérir à l'amiable tous les terrains qui sont encore privés? Je voudrais avoir des précisions là-dessus. Et par ailleurs, je vois que, d'ailleurs, nous avions voté cette délibération. Vous avez prévu une ressourcerie sur des terrains qui jouxtent l'emprise du futur lycée. Et je vous avoue que je m'interrogeais sur cette ressourcerie, sur l'emplacement de cette ressourcerie, pour laquelle vous prévoyez des travaux de 800 000 €, enfin... des études de 121 000 €, pardon, et des travaux pour aménager les locaux acquis dans le cadre des acquisitions pour le lycée pour un montant de 621 000 €. Je m'inquiétais un peu sur l'emplacement de cette ressourcerie avenue d'Épinay. Pensez-vous que ce soit adapté d'accueillir une ressourcerie dans une petite avenue qui, à terme, en plus, ne permettra pas le retournement des véhicules, puisqu'on a une emprise du lycée qui arrive au niveau de cette avenue d'Épinay. C'est une question, je n'ai pas vu non plus dans le programme pour cette ressourcerie de stationnement ou de place livraison. Donc je suis un petit peu inquiète comment ceux qui vont venir déposer leurs meubles pour la ressourcerie vont faire pour accéder au 18 avenue d'Épinay, s'arrêter, voilà. Comment vont faire les clients pour venir dans cette ressourcerie? Je crois qu'on a compris la question, voilà. Madame Delattre. Merci, excusez-moi, je suis un petit peu longue ce soir, c'est la fatigue. Oui, alors simplement, je rappelle que c'est une délibération qui porte sur l'acquisition d'un bien dans le périmètre d'installation du lycée. Donc ce n'est pas un sujet ressourcerie, même si je serais ravi qu'on parle de la ressourcerie ce soir, mais ce n'est pas le sujet.
Le sujet, c'est l'acquisition de ce bien et effectivement l'installation d'un lycée. Nous, au niveau de la ville, on tient nos engagements. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut acquérir un bien à l'amiable, dans le périmètre qui a été défini il y a un peu plus de 3 ans maintenant, nous le faisons. En revanche, s'il y a des sujets qui deviennent contentieux et qui passent par le droit de l'expropriation, là, ce sera à la région de se substituer à la commune parce que il y a une compétence, effectivement, lycée qui appartient à la région. Et si on doit faire de l'expropriation, ça doit être à l'initiative de la région. Ça, c'est une subtilité juridique que nous avons découverte quelques mois après notre installation dans un échange avec Sequano, le lycée, des avocats spécialisés. Donc aujourd'hui, la situation est la suivante. Nous souhaitons, nous, que ce lycée, futur lycée général, puisse s'installer dans l'emplacement qui a été réservé à cet effet. Simplement, il y a 2 choses que nous ne maîtrisons pas. D'abord, nous ne maîtrisons pas les risques contentieux liés à l'expropriation. Donc nous privilégions la voie amiable, mais il y a quand même un risque puisque tous les biens ne sont pas encore acquis. Et le deuxième point, c'est que nous ne maîtrisons pas les calendriers de la région. Et je dois vous dire que je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une campagne électorale en ce moment, mais on n'a quand même pas énormément de réactivité du côté des services de la région et pas que sur le lycée. Donc c'est vrai que nous, on espère vraiment qu'une fois que la campagne présidentielle sera terminée, on pourra reprendre rapidement des réunions de travail avec la région et avoir un calendrier qui sera nécessairement pas celui qui avait été annoncé, parce qu'il y a eu des problèmes liés, je pense, au Covid, comme tous les autres projets, et puis également le fait que tant que les acquisitions ne sont pas faites, mais ça, Madame Delatte, je pense que je ne vous apprends rien, le lycée ne peut pas se construire. Merci. Merci. On va passer au vote. Qui est contre? Qui est contre cette acquisition? Ah, pardon, il y avait une intervention de M. Butet. C'est un lycée public, hein? Pardon? Pardon? Ah, rien. Je n'ai pas entendu. Il fait des blagues. Un lycée public. Ah, très bien. Très bien, très bien. Je suis pour aussi un nouveau lycée privé, si c'est ça la question. Non, pour revenir à cette histoire, c'est très important parce que, en fait, l'avenue d'Épinay donc, est constituée de plein de petits pavillons avec des gens évidemment très inquiets. J'imagine que vous les avez rencontrés. Et alors, quand on est dans ce cadre-là, évidemment, ça fait 3 ans qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs biens, qu'est-ce qui va leur arriver, etc. Vous imaginez l'inquiétude, vous avez sans doute pu la constater également. Quand vous faites une acquisition comme celle-ci à l'amiable, et je constate que par rapport à la valeur des domaines qui étaient proposés, la vie était de 550 et vous montez à 607, donc c'est évidemment quelque part faire montre d'une sorte de générosité en la matière. Je peux comprendre la démarche. Je peux comprendre la démarche vis-à-vis de ces 2 propriétaires qui, sans doute, étaient là depuis extrêmement longtemps, qui avaient une affection pour leurs biens, etc., comme la plupart de ceux qui sont de l'avenue d'Épinay. Sauf que, évidemment, chacun des propriétaires a commencé à prendre un avocat, a commencé à essayer de voir quelle était la défense possible par rapport à la future expropriation qui arrivait. Et après, vous savez, c'est toujours cette fameux collectif qui se met en place des propriétaires, et puis il y en a un qui lâche, qui vend. Puis après, il y en a un autre qui va vendre, peut-être pas aux mêmes conditions, etc. Donc voilà l'ambiance. Est-ce qu'il est possible, je sais que c'est très délicat et très difficile, hein, mais est-ce qu'il est possible de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une réponse collective qui soit apportée à l'ensemble de ces propriétaires et pas du un par un, avec celui qui arrive en premier qui est bien servi, celui qui arrive au milieu qui est mal servi, et celui qui arrive en dernier, finalement, qui remporte le tout. Voilà. Je sais que c'est très difficile, on est bien d'accord. Mais si on pouvait essayer de limiter cet effet-là, cet effet pervers, ce serait vraiment bien pour ces propriétaires très inquiets. Oui, je vous remercie pour votre question, Monsieur Buteil, parce que ça a été un souci pour nous immédiatement après notre élection de prendre contact ou d'être contacté par ces propriétaires qui, il faut le dire aussi, je ne veux pas rouvrir un autre débat, mais étaient sans information et sans contact, pour la plupart, avec la municipalité de l'époque. Et c'est nous qui avons communiqué sur le périmètre, rencontré individuellement, ou parfois ensemble, parce qu'il y a des gens qui souhaitaient venir avec leurs voisins, mais ce n'est pas à nous de leur imposer
un cadre de discussion, vous le comprendrez. Il y a des gens qui préfèrent... Bah oui, écoutez, Monsieur Buteil, on est quand même dans de la propriété privée individuelle. S'ils veulent rencontrer les élus ou les services de la ville individuellement, on ne peut pas leur imposer un cadre collectif. En revanche, s'ils souhaitaient venir à 2 ou 3, c'est arrivé, on les a reçus, et à chaque fois, on a essayé de faire preuve de la plus grande pédagogie possible pour leur expliquer les enjeux. Ils comprennent bien que l'arrivée d'un lycée, ce n'est pas un équipement anodin, et qu'une fois que les choses sont vraiment, je dirais, mises sur les rails, inéluctablement, ça veut dire pour eux un départ, ce qui n'est pas effectivement une situation facile, notamment, et ça, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'avez pas eu des contacts avec chacun d'entre eux, mais il y a des gens qui sont là depuis longtemps, mais d'autres qui ne sont pas là depuis très longtemps, et qui ont investi, et qui se voyaient, ne sachant pas il y a 4 ou 5 ans qu'il y aurait un lycée, qu'il y aurait un périmètre de lycée, ils se disaient on vient là pour s'installer pendant peut-être plusieurs décennies avec nos familles. Donc effectivement, on a toute cette diversité de situations particulières à gérer, et croyez bien que dès le début de ce mandat, nous avons fait du mieux possible pour être à l'écoute, recevoir, dialoguer et trouver des solutions et privilégier, et on leur a dit, des discussions amiables dans la marge de manœuvre financière qui est la nôtre. Et je crois qu'aujourd'hui, sans présager de ce qui va se passer à l'avenir, on a réussi à trouver des solutions. Et j'espère qu'on pourra trouver des solutions amiables jusqu'au bout, faute de quoi, effectivement, comme je l'ai expliqué, c'est la région qui devra prendre le relais. Merci. Merci. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Madame Moumni, la délibération numéro 22. Alors, par la présente délibération, il est proposé d'harmoniser de manière définitive les tarifs des 3 marchés couverts de colombes, marché du centre, marché du Petit Colombe et marché Marceau. Cette harmonisation concerne les tarifs des commerçants abonnés et des commerçants volants et entrera en vigueur le 1er avril 2022. La grille tarifaire actuelle en vigueur sur le marché du centre sera appliquée aux 2 autres marchés. Pour les commerçants, cela se traduit par la stabilité des tarifs appliqués pour les commerçants du marché du centre, une légère baisse entre 20 et 60 € par mois pour les commerçants du Petit Colombe et de Marceau ayant des linéaires supérieurs ou égaux à 12 mètres et une légère hausse pour les commerçants ayant des linéaires inférieurs à 6 mètres, entre 12 et 15 € par mois. Selon la procédure établie, les représentants des commerçants des 3 marchés ont été informés de cette mesure, ainsi que la Fédération nationale des marchés de France. Cette harmonisation des tarifs n'aura pas d'impact sur le budget municipal. Le total des recettes reste stable. Il vous est proposé de voter cette délibération. Merci. Des questions? Observations? On passe au vote. Ah, oui, qui est pour? Ah, on est pour. On est tous pour. Merci. Madame Mouni, deuxième, la 23. C'est Monsieur Conté qui va la présenter. C'est moi qui la présente. Ah, pardon. Monsieur le maire, chers collègues, nous sommes invités à adopter le projet de convention. Nous sommes invités à adopter le projet de convention d'objectifs liant la ville à l'association groupement des commerçants non sédentaires. Cette convention décrit les engagements réciproques des 2 parties sur la base d'une annexe qui détaille le programme prévisionnel des animations commerciales sur l'année 2022. Il est également invité à adopter le montant de la première avance relative au reversement de l'adite redevance animation commerciale pour 2022 et à verser de ce même fait le solde de la redevance effectivement perçue au titre de l'exercice budgétaire 2021. Merci. On passe au vote directement. Qui est pour? Unanimité. Merci. Madame Linguanotto, la 24. Il s'agit d'approuver la charte relative à la mise à la confidentialité et l'utilisation des données issues du registre national des immatriculations des syndicats de copropriétaires et mise à disposition par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, ANA, via l'EPT Boucle Nord-Seine, d'une part, et deuxièmement, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer ladite charte.
L'accès à ces données va permettre aux services de la ville d'intervenir de façon plus efficace auprès des copropriétés et aussi mieux les accompagner dans les projets d'amélioration de l'habitat. Ce registre est également un outil supplémentaire pour les services de la ville contre l'habitat dégradé et indigne. La ville devra par ailleurs désigner et déclarer un référent RNIC qui sera garant des bonnes pratiques mises en avant au sein de la charte. Merci. On passe au vote directement. Oui. Allez-y, monsieur. Allez-y. Le référent, ça va être un élu ou c'est un agent de la ville? Non, c'est les services. C'est un service? C'est un interlocuteur dans les services. Hein. Ouais. D'accord, merci. Mais il faut pouvoir repérer qui s'occupe de quoi. Voilà. On passe au vote. Qui est pour? Merci, c'est adopté. Monsieur Bachelet, la 25. Oui, monsieur le maire, chers collègues, il s'agit d'une modulation de garantie communale d'un emprunt d'un montant total de 3 460 497 € entre CDC Habitat Social, la banque CDC Territoire, pour l'acquisition du lot 16 de l'îlot Magellan, ZAC de l'Arc Sportif, Parc Social Public, acquisition en VFA de 25 logements situés rue du Président Kennedy à Colombes. Une garantie communale de 2 prêts ainsi que la convention de réservation de logements ont été votées au conseil municipal du 5 novembre 2020. CDC Habitat a sollicité la ville de Colombes le 16 février 2022 pour réitérer sa garantie d'emprunt uniquement sur le prêt numéro 106 317 qui a changé de numéro 125 007. À la demande de la banque CDC Territoire sous un formalisme précis. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la garantie de cet emprunt et d'autoriser monsieur le maire à signer le contrat de prêt en tant que garant ainsi que la convention de contrepartie. Merci. Merci, on passe au vote. Qui est pour? Merci, unanimité. Madame Arnaud, la délibération numéro 27. 26 d'abord. Ouais. La 26 d'abord. Ouais. La 26, pardon. Oui, 26. Ouais. Donc la délibération 26 concerne une convention cadre relative au fonctionnement du centre de vaccination contre la Covid avec l'ARS. L'organisation de la campagne de vaccination a nécessité, avec la vaccination ambulatoire, des frais qui sont répartis sur l'ensemble du territoire depuis le début de l'année 2021 et qui sont majoritairement portés par les communes. Donc il peut y avoir eu des surcoûts du centre de vaccination qui sont pris en charge par le fonds d'indemnisation régional de l'Agence régionale de santé. Donc c'est sur déclaration dématérialisée via la plateforme Démarche simplifiée. Les frais ont été enregistrés. La signature de la convention de cadrage prévoit les modalités de détermination de la contribution financière. Le remplissage sur la plateforme à l'issue de 3 mois d'activité d'un compte-rendu financier déclenche le versement des remboursements de la subvention de l'ARS. Et il est demandé au conseil municipal d'approuver cette convention. Merci. Est-ce qu'on passe directement au vote? Oui, il y a une observation, on passe au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. La 27. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Concernant les centres de vaccination, j'avais déjà posé la question dans le cadre du CCAS. J'aurais souhaité connaître, comme vous nous aviez donné le nombre de vaccinés sur Colombes, j'aurais souhaité connaître les déclarations de pharmacovigilance qui ont été faites. J'ai fait cette demande il y a quelque temps au CCAS et la déclaration de pharmacovigilance, ça fait partie du contrat de l'ARS. Quand on ouvre un centre de vaccination, on est censé déclarer toutes les personnes qu'on vaccine, mais on est aussi censé faire des déclarations de pharmacovigilance, c'est-à-dire ça concerne tous les effets secondaires de la vaccination.
Et je voudrais savoir s'il y a des déclarations de pharmacovigilance qui ont été faites et combien ont été faites depuis l'ouverture des centres de vaccination. C'est une donnée que j'essaye d'avoir depuis le début et que je n'arrive pas à obtenir. Et il faudrait vraiment qu'on ait une transparence complète en ce qui concerne cette pharmacovigilance qui est extrêmement importante et qui fait partie... va compléter, mais on est vigilant à ces questions-là et de toute façon, on dépend aussi des conditions posées par l'ARS. Ah si, c'est le contrat. Le contrat, il y a une ligne sur le contrat. J'ai pas dit non, j'ai dit qu'on le fait. Ils sont censés quand même nous donner... On a compris la question, madame. Voilà. Vas-y. Vous avez compris la question, sauf que ça fait quand même un moment que je le demande et que je n'ai toujours pas de réponse. Les déclarations de pharmacovigilance ont été faites notamment à l'ARS et en fait et par les professionnels de santé qui les ont reçus. Hein, ça a pu concerner éventuellement des gens des seniors qui ont été vaccinés à domicile, qui ont été suivis en fait de façon très rigoureuse. Et en fait, on n'a pas eu de problème là-dessus. Et si on n'a pas encore de chiffres là-dessus, c'est peut-être que l'ARS ne nous les a pas donnés. Merci Madame Arnaud. Je propose de passer donc au vote. Qui est pour? Je ne sais pas du coup. Oui? Ok. Unanimité, merci. La 27. La 27 concerne les taux horaires d'intervention de professionnels de santé dans le cadre d'actions de prévention santé. Donc, c'est réglementaire, c'est de la régulation. C'est une grille tarifaire a été fixée en fonction de la catégorie de personnel et de professionnels de santé qui interviennent avec l'appui de la DRH. Alors, donc, les taux horaires sont fixés pour l'intervention d'une infirmière, d'un ostéo, d'un diététicien, ou équivalent à 25 € brut, congé payé inclus. Pour l'intervention dentiste, maïticien, 35, et pour médecin, stomatologue ou équivalent, 50 brut, congé payé inclus. Et c'est pour fixer un cadrage dans le cas où on a besoin de faire intervenir des professionnels de santé dans le cadre de la prévention, notamment auprès des aînés, des personnes en situation de handicap. Et voilà. Donc, il vous est demandé d'approuver cette grille tarifaire. Merci. Qui est pour? Unanimité. Merci beaucoup à vous. La 29, c'est 28. Je vais toujours trop vite, moi. Monsieur Narbonnet, pardon. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, cette délibération est importante et j'y associe très étroitement notre collègue Soraya Mesmaï, qui ne peut être parmi nous ce soir et qui aurait dû vous donner la présentation de ce rapport. Et je sais que de là où elle est, elle nous regarde avec beaucoup d'attention. Ce rapport s'inscrit dans le cadre de l'action municipale engagée depuis maintenant 21 mois en faveur de la mise en place de nouveaux outils de démocratie locale pour mettre au cœur du processus de construction de nos politiques publiques municipales la démocratie locale. Vous l'aurez compris, chers collègues, ce rapport pose les jalons de la redynamisation annoncée et souhaitée de notre Conseil communal des jeunes, fameux CCJ pour les intimes, afin que le CCJ puisse jouer de nouveau le rôle extrêmement dynamique d'éveil à la citoyenneté dans le cadre du parcours citoyen que nous sommes en train de mettre en œuvre, mais également afin qu'il soit aussi un véritable outil d'éducation populaire. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons appel à une association d'éducation populaire, l'ANACEJ, pour nous accompagner dans cette redynamisation. Vous l'aurez compris, tout ça s'inscrit dans une politique éducative
afin d'avoir un outil résolument performant, inclusif pour les jeunesses colombiennes, un outil de démocratie participative, de citoyenneté et d'éducation populaire. C'est dans le rapport, mais je vais vous dire quand même un petit mot sur l'ANASEJ. L'ANASEJ, c'est le premier réseau national d'acteurs, d'élus et d'enfance, d'élus et d'acteurs enfance et jeunesse, qui promeut la participation des enfants et des jeunes à la décision publique et qui accompagne les collectivités territoriales que nous sommes donc dans cette démarche. C'est plus de 400 collectivités membres, c'est un partage d'expériences et une mise en réseau des acteurs, des élus, mais aussi des jeunes élus des instances de conseil de jeunes. Et très franchement, ce partage, cette mise en réseau est extrêmement bénéfique, puisque nous sommes, en tout cas sur les bords de cette Assemblée, au moins 4 à pouvoir témoigner de façon très très précise, cher Hugo et cher Mamadou, des bienfaits de l'accompagnement de l'ANASEJ, du CCJ par l'ANASEJ. Et donc, il est donc demandé à notre Assemblée de bien vouloir renouveler l'adhésion de la ville de Colombes à l'ANASEJ. Merci, Monsieur Narbonnet. Des questions ou observations? Monsieur Don, je n'avais pas parié sur vous. Depuis votre élection et avec cette délibération, Colombes adhère désormais chaque année à une douzaine d'associations, comités et clubs divers de plus, en plus des nombreuses associations auxquelles la ville adhère déjà. De quelques dizaines à plusieurs milliers d'euros, le montant total des cotisations induites par ces adhésions va donc atteindre cette année 35 000 euros de plus. Après l'adhésion à l'association du Réseau français des villes éducatives, l'adhésion à l'association Villes et banlieues, l'adhésion à l'association Territoire zéro chômeur de longue durée, l'adhésion à Cités Unies, l'adhésion à l'association française du développement urbain, l'adhésion à l'association pour la coopération des professionnels de l'information musicale, l'adhésion à la coopérative foncière francilienne, l'adhésion à l'association e-enfance, l'adhésion au club des sites accueillant des grands événements sportifs, qui vient donc de changer de nom, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, l'adhésion au club des villes et territoires cyclables, voici l'adhésion à l'ANACEJ. À l'heure du vote du budget et où toutes les collectivités cherchent à faire des économies tous azimuts, la question se pose du bien fondé de tous ces réseaux d'influence, parfois opaques, tantôt outils de lobbying assumés ou déguisés, de rayonnement ou de veille politico-sociale, ou bien de partage d'expertise. Certaines adhésions paraissent logiques, voire quasi incontournables et tombent sous le sens. D'autres laissent toutefois planer le doute quant à leur réelle utilité. L'ANACEJ accompagne les collectivités locales dans la mise en place d'instances de participation des jeunes. À Colombes, la création du Conseil communal des jeunes remonte à 2009. Le dispositif désormais rodé interroge sur la nécessité d'une telle adhésion. Vous ne donnez pas beaucoup d'éléments pour nous convaincre de l'utilité de cette adhésion. Aucune présentation n'a été jointe en annexe. Vous nous parlez d'un outil performant, mais on n'a pas eu les éléments pour en décider. Voilà. D'ailleurs, vous ne donnez même pas le mode de calcul de l'adhésion. Nous ne doutons pas que nous avons les ressources en interne avec nos agents municipaux pour dynamiser le CCJ comme vous le souhaitez. Vous avez même recruté un nouveau directeur de la jeunesse. Je ne doute pas qu'il est plein d'idées. Pour toutes ces raisons, nous nous abstenons sur ce vote. Merci, Monsieur Don. Monsieur Narbonnet. Oui, Monsieur le maire, l'intervention de Monsieur Don reflète bien, comment dirais-je, le prisme par lequel la précédente majorité municipale regardait la jeunesse, ou plutôt les jeunesses de Colombes. Monsieur Don, le Conseil communal des jeunes n'a pas été créé en 2009, mais en 2001, avant l'alternance démocratique qui est intervenue justement cette année-là dans la ville. Monsieur Don, vous êtes très mal placé pour parler des moyens que nous mettons en œuvre pour redynamiser ce Conseil communal des jeunes. Vous savez dans quel état, moi, j'ai retrouvé le Conseil communal des jeunes avec Soraya Mesbahi. Nous avons retrouvé un Conseil communal des jeunes que vous avez renouvelé, nonobstant la règle de droit, en pleine élection municipale, alors que la loi exige la mise en sommeil des instances consultatives. Vous avez, Monsieur Perrotel, à l'époque où vous étiez maire adjoint en charge de la jeunesse, accepté
le démantèlement de la direction jeunesse et la ventilation d'un certain nombre de dispositifs lorsque vous n'y aviez pas mis fin. Et le Conseil communal des jeunes, Monsieur Perrotel, a fait partie des dispositifs que vous avez ventilés et que vous avez sortis de la jeunesse. Vous avez fait le choix. Monsieur Perrotel, je n'ai pas l'outrecuidance de vous interrompre lorsque vous vous exprimez. Alors, prière de me laisser aller au bout de mon propos. Merci. Monsieur Perrotel, je vous disais donc que nous avons souhaité, dans le cadre de l'élection municipale, annoncer aux Colombiens un projet de redynamisation de ce Conseil communal des jeunes, afin qu'ils puissent prendre enfin la parole de toutes les jeunesses de Colombes. Et fort de l'expertise, de l'expérience de la NACEJ, parce que ce n'est pas une première fois, hein, la ville de Colombes, de 2001 jusqu'en 2015, renouvelait chaque année son adhésion à la NACEJ. C'est qu'il y a eu, un dogme qui a peut-être guidé la précédente majorité municipale et qui a fait que vous avez cessé cette adhésion. Mais en tout cas, nous avons fait le choix, de nous faire accompagner par une association d'éducation populaire afin de redynamiser de façon opportune cet outil de démocratie participative, afin qu'il puisse prendre en compte la parole de toutes les jeunesses de Colombes. Et vous auriez dû vous en réjouir. Je vais vous répondre. Monsieur Perrotel. Non, Monsieur Perrotel, on n'est pas dans du tac au tac. Je voudrais juste vous faire une remarque. Parce que je suis attaqué directement, je ne peux pas répondre. Et à chaque fois, c'est toujours la même histoire. Alors, Monsieur Perrotel, je vous fais une toute petite remarque amicale. Non, si vous n'avez personne, Monsieur Perrotel. Non, je ne vous réponds pas, monsieur le maire, je réponds directement à lui. Écoutez, vous avez été maire adjoint, vous avez été conseiller départemental, vous avez été tête de liste aux élections. Exactement. Moi, ce que j'attendrais de vous, plutôt que d'interrompre sans arrêt, de faire des remarques par-ci par-là, c'est une intervention, c'est quelque chose d'un peu construit sur un sujet, sur une délibération, plutôt que de faire quelque chose de temps en temps comme ça. Voilà, il faut quand même que vous renforciez un petit peu dans cette démarche-là. Je pense que vous méritez mieux, Monsieur Perrotel. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Don, moi je vous ferai une... Je suis un petit peu étonné de votre raisonnement aussi, parce que vous avez utilisé tout à l'heure le mot de réseau d'influence. On n'est pas du tout dans des réseaux d'influence, on est dans des réseaux de coopération. Et donc, il y a un renforcement des projets, des objectifs et du partage. Donc ça, et votre intervention, elle montre que vous n'avez pas, vous avez complètement abandonné cette politique-là de travailler avec d'autres communes, avec des collectifs qui peuvent travailler sur tel ou tel sujet, des associations qui peuvent travailler sur différents sujets. Je pense que là, vous avez un train de retard sur ces questions-là. Je voudrais aussi vous dire que on ne vous a pas attendu pour faire appel à des associations qui travaillent au bien vivre et au mieux-être des habitants. Voilà, parce que vous ne l'avez pas fait, donc on n'a pas pu vous attendre parce que vous ne l'avez pas fait. Et je voudrais, pour conclure, rappeler quand même que vous avez versé 3 800 € à l'époque, je crois que c'est une association aussi, pour les villes où il fait bon vivre. C'est-à-dire que pour être en haut du classement, vous avez payé pour être en haut d'un classement comme ça. Ça, si c'est pas de l'argent gâché, eh ben voilà. On va passer au vote. Donc, monsieur, au vote de la délibération présentée. Monsieur, vous voulez intervenir? Je n'ai pas répondu à... Allez-y, répondez. Donc, si vous avez un problème de ressources internes, d'agents qui sont plus capables ou qui ne sont plus là pour gérer le CCJ, ça, c'est votre problème. Parlez bien dans le micro. Arrêtez aussi de dire que j'ai mis la jeunesse, parce que si je fais le bilan de vos 24 mois, j'ai rien vu venir. Donc, arrêtez. Moi, j'ai monté, parce que j'ai retrouvé une situation du service jeunesse
à la suite de la mandature de M. Sarr, et je peux vous dire qu'on a bien galéré et on a bien travaillé, donc arrêtez d'être toujours dans la provocation. D'autre part, je ne sais pas, vous n'avez rien monté depuis 24 mois, nous on a monté hors les murs par exemple, d'accord? Voilà, donc à part vous faire prendre M. Narbonnet en photo sur des dispositifs, je peux vous dire que les agents du service jeunesse, je les vois, je les côtoie, et vous n'êtes pas souvent sur zone comme moi je l'étais. Merci. Merci, M. Ferrotel. M. Narbonnet, une réponse? Non? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'opposition? Entendu. Merci. La délibération un peu récurrente, Mme Nicolas, sur les fourrières. Donc, dans le cadre de la DSP, le délégataire doit fournir chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes, retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Madame Nicolas, parlez mieux dans le micro. Oui, c'est pas grave. Donc, quelques remarques. Augmentation du CA de 14,19%. Pour un CA sur Colombe de 200 000 euros, 030,92 et un résultat net corrigé de 18 711,34. Interdépannage reverse à la ville de Colombe une redevance d'exploitation de 8 euros forfaitaire unitaire par véhicule récupéré par les propriétaires, soit 9 432 en 2020. Les tarifs appliqués sont 20% inférieurs aux tarifs maxima. Et la société a proposé de verser la somme de 20 euros par véhicule épave parti à la destruction, soit environ 350 épaves par an, donc une recette supplémentaire d'environ 7 000 euros. Les prestations de la société Interdépannage étant satisfaisantes dans leur ensemble, je vous demande donc de prendre acte de ce rapport. Merci. Une remarque sur la fourrière? Non, on prend acte. Si, pardon, Monsieur Butet, vous êtes fait enlever votre voiture. Non, juste une petite remarque. Je suis toujours un petit peu étonné de voir des sociétés qui réalisent un meilleur chiffre en 2020, alors qu'on était en plein confinement, par rapport à 2019. Et je suis encore plus étonné que ce soit la fourrière qui réalise donc une hausse de son chiffre d'affaires de plus de 14% par rapport à 2019. Je trouve que justement, là, en la matière, elle aurait pu faire preuve d'un petit peu de retenue. Voilà. Ça s'explique par les enlèvements qui ont été plus nombreux que l'année. Merci. On prend acte, donc. Merci. Madame Barthélémy-Ruiz. La délibération numéro 30. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc il s'agit également d'une prise d'acte, celle du rapport d'activité 2020 du cinéma L'Hélios. Vous le savez, ce cinéma est géré par la société Le Palace, qui en a la délégation de service public. Nous l'avions voté en septembre 2020. Donc, il y en a la DSP de novembre 2020 à novembre 2026. Alors, avant de passer évidemment cette délibération en conseil municipal, ce rapport est étudié très précisément dans le cadre de la commission des services publics locaux, commission consultative, à laquelle participe aussi un élu de l'opposition, ce qui permet qu'on étudie dans les détails tout ce qui a été indiqué dans ce rapport. Donc je ne vais pas m'appesantir très longtemps sur les différents aspects, simplement noter qu'il s'agit effectivement du bilan annuel 2020 et que, comme vous l'imaginez, en période de confinement, eh bien, le cinéma a connu une forte baisse de fréquentation, un peu moins que la moyenne nationale. Il y a 65% de séances en moins et donc de rentrées financières en moins par rapport à la baisse nationale qui est de 70%. Le cinéma a été ouvert 203 jours sur les 355 habituels, mais
ce qui a permis au cinéma de conserver quand même un équilibre financier pas trop mauvais, on va dire, c'est qu'évidemment, il y a eu des aides de l'État pour notamment le personnel et un certain nombre de choses. Rappelons que ce délégataire a des films à la fois grand public et des films art et essai, et on a vu pendant cette période 2020 une très grande fréquentation par rapport aux films tout public, une très grande fréquentation des séances d'art et d'essai, et ce qui est très encourageant et qui perdure d'ailleurs parce qu'ils font un très beau travail sur ce sujet. La ville a profité de la fermeture de l'équipement pour raison de confinement pour réaliser des travaux qu'ils attendaient depuis 2014. Donc, étanchéité, insonorisation de la terrasse, espace extérieur qui posait un certain nombre de problèmes. Donc, aujourd'hui, l'Hélios, non seulement c'est un équipement très important de la vie culturelle de la ville, mais il a aussi profité de ces moments difficiles pour installer de la vente de billets à distance, pour rentrer dans les sociétés qui permettent que les jeunes utilisent leur passe culture pour payer leurs séances de cinéma. Et il y a un nouveau projecteur laser qui va être installé dans la salle de 213 places. Et donc, je crois que l'ensemble de la commission des services publics locaux s'est félicité, comme je me félicite moi-même, de la façon dont ce délégataire mène son travail. Il y a donc, sur le plan financier, je voudrais juste dire une chose, c'est qu'il y a dans le contrat donc un montant maximum d'aide que la ville peut apporter suivant les années. Alors effectivement, pour l'année 2020, c'est les 50 000 € qu'on pouvait apporter qui le sont entièrement parce que ils ont quand même subi beaucoup de difficultés. Mais on a l'impression, c'est ce qu'on se disait l'autre jour en commission quand on en parlait avec mon collègue Aïssa Benbraham qui connaît bien le lieu, c'est que probablement dans les années à venir, s'il n'y a pas de conditions extérieures de pandémie, on arrivera à ce qu'il y ait un assez bon équilibre pour ce cinéma, meilleur que ce que connaissent les cinémas alentours. Donc je vous remercie de bien vouloir prendre acte de ce rapport. Merci Madame Barthélémy. Monsieur Pic. Oui, Monsieur le maire, juste une petite observation. C'est un peu immoral de constater qu'en 2019, ils ont fait un résultat de 42 000 € et en 2020, grâce aux subventions, ils font un résultat de 85 000 €. Oui, Monsieur Pic, vous avez déjà dit exactement la même chose en commission des services publics. On vous a déjà répondu, autant que je me souvienne. Donc, je ne sais pas si on va reprendre ça ce soir. Peut-être, Monsieur Benbraham, puisque vous présidez cette commission, voulez-vous éclairer l'ensemble de l'assistance, puisque Monsieur Pic pose une question dont il connaît parfaitement la réponse. Remarque, excusez-moi, Monsieur Pic. Excusez-moi. Oui. Moi, si c'est une remarque, je n'ai pas besoin d'expliquer. Moi, juste un petit commentaire, et merci Madame Barthélémy-Ruiz de cette présentation. J'ai pu rencontrer le délégataire il n'y a pas longtemps lors d'une séance au cinéma avec le réalisateur d'un film. Franchement, il est tout à fait content d'être à Colombes, d'être moins dispersé aussi avec un autre site où il rencontrait moins d'aide, de soutien et de facilité aussi, et de coopération avec la collectivité. Et il avait un enthousiasme très fort sur la situation colombienne, et on peut s'en réjouir parce que il y a des assistances, il y a du public, il y a beaucoup d'activités. Et encore merci au choix qui a été fait antérieurement pour la désignation de ce délégataire. Monsieur le maire, j'en profite pour dire une petite phrase de complément.
Je pense que ce délégataire a très bien compris ce qu'il fallait faire à la sortie du confinement. On s'est rendu compte que dans le domaine culturel, les personnes reprenaient beaucoup plus difficilement leurs habitudes de sortie, et il a organisé beaucoup de séances dans lesquelles il y avait un plus. Et on se rend compte que ce sont les équipements culturels dans lesquels on a pris la peine de se dire, eh bien, les personnes ne vont pas venir seulement au cinéma, mais il va y avoir un débat. En général, les acteurs culturels qui ont réfléchi de cette façon à apporter un petit supplément dans le service qu'ils offraient jusque-là ont beaucoup mieux résisté que les autres. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi. Merci. Nous prenons acte de ce rapport et nous passons à la délibération numéro 31. Alors, je vais vous présenter, si vous le permettez, ensemble la 31 et la 32, car elles sont exactement du même ordre, et puis on les votera bien sûr séparément. Donc, le département, qui a un assez fort soutien à la vie culturelle, a publié récemment son nouveau schéma départemental des enseignements artistiques, qui porte sur de l'année 2022 à la fin de l'année 2024. Précédemment, il avait eu un souci d'essayer de développer des thématiques dans lesquelles un certain nombre de structures dans les villes du 92 étaient un peu tête de réseau et finalement pouvaient aider à faire évoluer la vie culturelle dans le domaine de l'enseignement artistique. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le département a su évaluer la façon dont ça avait fonctionné et a essayé d'améliorer. Et je dois dire que c'est vraiment très apprécié, notamment par le conservatoire qui est concerné, ainsi que le CAFMUS. Et aujourd'hui, l'aide qui est apportée à des têtes de réseau qui vont aider à la structuration du territoire. Ainsi, le conservatoire de Colombes devient le centre et la tête de réseau vraiment d'un ensemble de structures qui se trouvent dans toutes les villes alentours. Et ça commence déjà à donner des résultats. Et bon, c'est vraiment un schéma qui est extrêmement intéressant. Et donc là, ce que nous souhaitons avec cette délibération 31, c'est d'approuver le fait que nous demandions une labellisation dans ce cadre-là pour le CAFMUS et qui souhaite aussi donc se positionner comme le conservatoire sur un rôle majeur en termes d'aide à la structuration, par exemple dans le domaine des musiques actuelles. La 32, c'est la même demande, mais pour le conservatoire, qui jouait déjà ce rôle-là sur un autre plan au niveau du département et qui, là, est appelé à vraiment rayonner sur toute la boucle nord de Seine. Voilà, donc les deux délibérations sont l'approbation de demandes de labellisation auprès du conseil départemental et des subventions afférentes, évidemment. Merci. Des observations, des questions? Non, nous allons passer au vote pour la 31, qui est pour? Oui, c'est demande de subvention, oui. Vous êtes pour? La 32, pareil, qui est pour? Merci. Unanimité également. La troisième la 33, Madame Berthet. Oui. Alors la 33, c'est toujours une demande de labellisation, mais cette fois auprès de Paris 2024 et une demande de subvention auprès de la région Île-de-France. C'est très très bien engagé. Nous avons eu beaucoup d'échanges avec les spécialistes de la région qui gèrent cet aspect. Et donc, on nous a même demandé, à vrai dire, par rapport au premier dossier que nous avons envoyé, on nous a engagé à mettre davantage d'éléments pour obtenir une subvention plus importante. Alors, ce n'est pas tous les jours. Donc, il s'agit, c'est vrai que la ville de Colombes se distingue avec l'Olympiade culturelle que nous avons mis en place. Vous le savez, donc,
entre la fin des derniers Jeux olympiques et paralympiques et ceux qui auront lieu à Paris en 2024, nous avons essayé de faire qu'un maximum de Colombiens se sentent concernés par cet événement majeur. Et donc, nous avons entamé, avec plusieurs tranches, on va dire, une Olympiade culturelle dans laquelle il y a un rapprochement qui s'opère entre des acteurs culturels et des acteurs sportifs. Donc là, sur cette année, peut-être certains d'entre vous sont-ils venus à la piscine l'autre jour, voir toutes dans le même bain qui concernait l'équipe de natation artistique et la compagnie théâtrale La Tête ailleurs. D'autres sont peut-être venus au conservatoire où il y avait l'escrime et la chorale. Bon, il y a eu déjà donc plusieurs réalisations qui continuent, et donc les associations colombiennes ont vraiment joué le jeu. Et du coup, la région a trouvé que c'était une démarche extrêmement intéressante et nous a demandé de rassembler dans une demande pour répondre à un appel d'offres, de rassembler toutes les idées qu'on avait et tous les partenaires associatifs qu'on aurait jusqu'en 2024. Et donc là, c'est ce label que l'on demande et la subvention qui va avec. Et donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est prévu parce qu'il est déjà tard, mais j'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler. Et puis, je pense qu'on aura prochainement dans le magazine un angle qui sera autour de ça. Mais nous, on se réjouit vraiment à la culture que les associations sportives et culturelles se découvrent mutuellement et qu'elles se trouvent des parentés qu'elles n'avaient peut-être pas imaginées au début. Merci. Commentaires? Questions? Non. On passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Benbra, la délibération numéro 34. Alors, la 34, je vais essayer d'être bref parce que je crois que beaucoup d'entre vous connaissent la place du souvenir. En tout cas, ceux qui participent aux cérémonies la connaissent bien et voient bien qu'elle est dans un état particulièrement dégradé. Donc, il s'agit d'un projet de réaménagement avec beaucoup plus de végétalisation. Et donc, en même temps, on piétonnisera ce bout de la rue de la Reine-Henriette qui va jusqu'à la rue Saint-Denis, parce qu'effectivement, c'est une voie sans issue. Voilà. Vous avez les plans. Il s'agit quand même de demander une subvention sur un total estimé qui est de 1 441 830, et donc on sollicite le département pour avoir une subvention de 20%. Monsieur Butey. Monsieur Don aussi. Alors, Monsieur Butey, Monsieur Don. Oui, très vite. En fait, moi, je ne vais pas voter pour, même si j'adore la place du souvenir, que je connais très très bien. C'est simplement parce qu'on est exactement comme dans le cadre de la rue de la Fraternité sur un aménagement qui me paraît complètement à la fois inutile et dispendieux. On a vu que nos ressources étaient très limitées, donc il faut véritablement prioriser les aménagements. Ça coûte très cher, donc 1,6 million, 1,7 million, c'est quand même pas rien. La rue de la Fraternité, d'ailleurs, le montant n'est pas indiqué, ce qui est assez étonnant, c'est assez usuel de le faire. Donc peut-être que vous nous éclairez là-dessus. Donc on est sur des aménagements qui ne sont pas prioritaires. Qu'est-ce qui est prioritaire en réalité? C'est d'abord les lignes qui sont aériennes et qui posent véritablement des problèmes. On l'a vu lors des coups de vent, qui pourraient effectivement par la suite devenir un véritable danger. C'est ça la priorité en termes de voirie. C'est pas d'installer. Attendez, je termine avant de vous énerver. C'est pas d'installer rue de la Reine-Henriette, des bacs végétaux le long des murs qui sont souvent anciens et qui vont ensuite générer un certain nombre de problèmes d'humidité sur ces bâtis anciens. C'est ce qu'on a déjà vu d'ailleurs dans le cadre de l'îlot 19, mais c'est un détail technique. Ce que je veux vous dire par là, c'est que tout aménagement, vous le savez bien, coûte extrêmement cher et il y a des priorités à faire. Là, je crains que ça soit très dispendieux pour un résultat assez pauvre. Ça a été fait il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il y a longtemps que vous n'êtes pas allé sur la place du souvenir.
Je crois qu'il y a vraiment longtemps que vous n'êtes pas allé sur la place du Souvenir, Monsieur Butet. Voilà. On va... Il y a une deuxième question. Oui, monsieur le maire, j'avais juste 2 questions. Est-ce que les arbres existants sont maintenus? Deuxième question. C'est important, non? Mais je sais pas, ça fait rire certaines personnes, mais moi, ça me fait pas rire. Et est-ce que le monument en lui-même sera rénové? Est-ce que le monument? Alors, sur le monument, effectivement, il sera un peu nettoyé, mais on ne va pas le rénover complètement. Et puis, sur la question des arbres, je voudrais quand même vous dire qu'à chaque fois qu'on abat des arbres ou qu'on enlève des arbres, c'est particulièrement pour des raisons phytosanitaires. Et si vous voulez, à chaque fois qu'on va abattre un arbre, bien effectivement, on vous donnera peut-être le compte-rendu réel de l'état de l'arbre. Voilà. Ce qu'on va faire là, il y a effectivement 2 ou 3 arbres qui sont en très mauvais état. On va les modifier et puis on va végétaliser encore plus. On va replanter. Oui, on va replanter et à chaque fois on le fait. Oui. Mais oui, rue de la Fraternité, allez-y. Comment? On fera le compte à la fin de l'opération. Parce que pour l'instant, je pense que vous n'êtes pas en capacité de me dire où vont être les arbres et comment on a végétalisé. Moi, je voudrais juste apporter un complément d'information à l'honorable Assemblée. C'est que quand même, on travaille de manière très étroite avec les services du département, enfin nos services avec ceux du département, parce qu'il va y avoir le reformatage de la place par le département, et donc on en profite, et avec le prolongement de la piste cyclable qui descendra jusqu'à au-delà d'Yves du Manoir, jusqu'à la 86. Ça veut dire qu'il faut qu'à la fois on travaille le périmètre de la place, et du coup la végétalisation et la mise en valeur du monument qui aujourd'hui est un petit peu pas mise en valeur, quoi. Voilà. Voilà. Mais ce qui manque peut-être ici, mais peut-être c'est le plan comparatif avec la situation actuelle dans le document, pour voir comment le périmètre va changer, mais il y aura une grande différence entre la situation actuelle et à partir du moment où le département aura réalisé ses aménagements, ça aura changé les choses, y compris sur la contrevoie qui disparaît, la contrevoie bus qui disparaît à cet endroit-là, au profit de l'espace piéton. On va passer au vote qui est pour. Merci. Qui s'abstient? Merci. Monsieur Benbraham, la 35. Alors la 35, c'est donc une convention avec la ville de Bois-Colombes sur les travaux d'aménagement de la rue Victor Hugo sur la section qui est commune. Ah, si c'est Bois-Marine, ça va aller encore plus vite, théoriquement. Pardon? Oui, donc c'est pas un vote, c'est une prise d'acte. Donc c'est la délégation de service public sur la chaufferie biomasse. Hein. Donc on a vu le rapport en commission. Monsieur Pic avait 1 ou 2 questions. Je crois que à la réunion de commission, je lui ai donné les éléments de réponse. Voilà, donc il s'agit de prendre acte de ce rapport. Merci. Une observation, une question, Monsieur Pic, bien sûr. Allez-y. Merci. Oui, Monsieur le maire, je voulais simplement rappeler que j'ai la procuration de Monsieur Perrotel depuis qu'il est parti. Oui, j'avais noté. Merci. J'avais noté. Mais sur le rapport, rien? Non? D'accord. Donc on prend acte de ce rapport. Il n'est pas tard, hein, là. Il n'est pas tard, il est seulement 10h30. Hein. Allez-y, monsieur Buteil. La 36. Moi, je peux tenir jusqu'à 2 ou 3 heures. Hein. Alors, la 36.
Donc je reviens sur la 36. Il s'agit donc des travaux d'aménagement de la rue Victor Hugo dans sa proportion intercommunale, donc entre la rue Cuny et la rue Le Malheur, je crois. Hein, vous avez là aussi le plan. Je crois qu'on vous a mis un petit plan. Alors c'est vrai que sur papier, on voit mal, mais quand on est sur son écran, on peut zoomer et donc voir tout l'aménagement, en sachant que donc la ville de Bois-Colombes, elle aura un coût de 1 700 000 € pour sa partie, et pour la ville de Colombes, ça coûtera 233 425 € sur la partie commune. Bien entendu, là aussi, puisqu'on fait ce projet-là, on est aussi sur un projet qui va continuer après, qui sera donc de la rue Le Malheur quasiment jusqu'à la gare du centre, puisque là, dans cette portion-là, c'est une partie colombienne. On en avait discuté avec le maire de Bois-Colombes il y a très longtemps, mais ça a été très long du côté de Bois-Colombes pour avancer sur ce dossier-là, mais on y arrive quand même, quoi. Des questions, des observations, Monsieur Butet? Oui, juste rapide pour expliquer pourquoi je m'abstiendrai. C'est exactement la même chose que pour la place du Souvenir. Ça me paraît être des aménagements tout à fait dispendieux, délirants par rapport à l'objectif et à l'efficacité qui est recherchée. On est sur des choses extrêmement coûteuses, en termes d'ailleurs de CO2, de tout ce que vous voulez. Je pense que là, le bilan carbone doit être terrible pour ce type d'opération, des engins, etc., pour finalement aboutir à un résultat qui, en fait, vise à gêner les automobilistes dans leur passage, on est bien d'accord, mais on est déjà en zone 30. Je ne sais pas ce que vous voulez, peut-être qu'on soit en zone 5 ou en zone 2 ou je ne sais quoi. Là, on est véritablement sur quelque chose qui me paraît, encore une fois, pas du tout prioritaire. Si vous voulez, on ira faire un tour dans la zone pavillonnaire. Je vous montrerai le nombre de voies qu'il y a avec des nids de poules terribles et des fils qui pendent. Je vous assure que c'est bien plus prioritaire que ça, hein. Moi, en tout cas, sur ce dossier-là, en tout cas sur la zone commune, je ne vais quand même pas laisser la moitié de la rue dans l'état, alors que l'autre moitié de la rue sera faite. Parce que, ben oui, on est dans un secteur où, à gauche de la rue, c'est Colombes, à droite de la rue, c'est Bois-Colombes. Bois-Colombes fait des travaux, donc je ne vais pas profiter des travaux qui sont en cours pour économiser aussi de l'argent pour la ville. Je trouve que c'est un peu surprenant. Oui, en fait, vous avez des priorités, mais c'est surtout pas la voirie, ou alors la voirie qui vous intéresse, vous. Voilà. Merci beaucoup. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Monsieur Butet. Merci. Monsieur Conté, vous allez nous parler de budget participatif. Je vous remercie, Monsieur le maire. Chers collègues, dans notre souhait de repenser le modèle de la démocratie locale dans son ensemble et d'ancrer la participation citoyenne à Colombes, nous avons lancé en mars 2021 la toute première édition de son budget participatif, dont l'enveloppe globale était de 1 million d'euros. Ce dispositif à tous les citoyens colombiens et colombiennes, habitants de Colombes, et âgés de plus de 16 ans de proposer des projets et de décider par leur vote la façon d'investir une partie du budget de la ville. En 2021, les dispositifs sont articulés en 5 étapes. Étape 1, le dépôt des idées de mars à avril 2021, 171 projets qui ont reçu 2085 soutiens ont été déposés par les habitants par le biais de la plateforme participons.colombes.fr ou sous format papier. Étape 2, l'étude de faisabilité technique, financière et légale de chaque proposition entre avril et septembre 2021. Le comité technique mis en place avec les services concernés ayant validé 42 projets. Parmi les projets non éligibles, 39,2% sont déjà en place ou prévus au cours du mandat et 33,6% n'entrent pas dans le cadre car ils représentent une dépense d'investissement ou engendrant des frais de fonctionnement récurrents. La phase 3, la phase des votes a eu lieu tout le mois d'octobre 2021 par le biais de la plateforme ou par format papier.
Il y avait également 7 urnes à disposition, dont dans les maisons de France service, les mairies de quartier, l'hôtel de ville, les 3 CSC et également les médiathèques. Il y a eu 1322 habitants qui se sont exprimés. Quatrième étape, il y a eu également l'annonce des 10 projets lauréats en novembre, que je peux vous rappeler si vous souhaitez. Il y a l'installation des dispositifs anti-moustiques. Alors ça, c'est un projet transversal, un projet ville. Il y a également le terrain de basket public à l'Arc sportif. Mon quartier a besoin d'un arbre, quartier Grève Petit Colombe. Installer un nichoir à faucons pèlerins au quartier Fossé-Jean. Végétaliser et fluir la cité Gabriel Péry, Petite Garenne. Terrain de foot synthétique au quartier Europe. Colombe Street Museum sous la voie ferrée, quartier Jansard. Le carrier potager aux musiciens au centre. La rénovation du terrain de foot et l'ajout d'une structure sportive au quartier Victor Bache. Et la fresque murale dans la coulée verte au quartier des Vallées. 5e étape, le mois de décembre a permis d'identifier les services municipaux pilotes pour chacun des projets et lancer leur mise en œuvre jusqu'à 2023. Le comité de suivi composé d'habitants de chaque instance participative, le conseil de quartier, le conseil des sages, puis un élu de l'opposition qui est M. Don, que je remercie également de pouvoir participer à nos différentes commissions, et 2 élus de la majorité, dont moi-même et Mme Tricard, à la veille à la bonne mise en place du dispositif. Il y a notamment été consulté en septembre pour prendre des actes de décision du comité technique, et il a aussi participé au dépouillement des urnes et à l'annonce des résultats des votes. Cette démarche de la vie participative de Colombe a permis à la ville d'être récompensée lors des trophées de la participation et de la concertation. Je tiens également à remercier ici les services et particulièrement ceux qui se sont impliqués dans ce budget participatif, notamment le service juridique, le service technique, le service des espaces verts, le service à la culture et celui de la communication. Et bien sûr, ceux de la démocratie locale et de la politique de la ville. À l'issue de ce premier budget participatif, une évaluation a été faite par le service de la démocratie locale auprès des habitants, par le biais d'un questionnaire ainsi qu'un comité de suivi et un comité technique. Des pistes d'amélioration ont été mises en avant, notamment sur les points suivants. Poursuivre la pédagogie tant qu'au champ des possibles de ce dispositif, renforcer l'accompagnement des habitants qui déposent des idées, revoir les règles de vote et de sélection des lauréats, continuer la communication déjà en place poursuivant le travail de rencontre des habitants sur le terrain et mobiliser davantage les habitants lors de la phase de vote. Au regard des propositions émises, le comité de pilotage composé de Mme Tricard, de M. Benbram et de M. Charret et moi-même a approuvé les préconisations émises qui modifient donc la charte à sa avoir. Un porteur ou une porteuse pourra déposer 2 idées maximum par édition, permettre aux habitants de voter 1 à 3 projets maximum. Donc, auparavant, en 2021, le fait de ne pas voter pour 3 projets rendait le vote nul. Maintenir le fait de retenir un projet par quartier et un projet transversal à l'issue du vote. Définir un seuil de 50 voix minimum pour qu'un projet lauréat soit mis en œuvre par les services municipaux afin de garantir la légitimité du projet. De plus, le calendrier du budget participatif 2022 va prendre en compte la demande des habitants qui souhaitaient qu'il y ait moins de délai entre la période de dépôt et la phase de vote. Il est donc ainsi défini au mois de mai 2022 le dépôt des idées sur la plateforme participons.colombe.fr ou bien dans les urnes qui seront à disposition dans les maisons de France Service, à l'hôtel de ville, dans les médiathèques et dans les CSC. De juin à septembre 2022, l'étude de recevabilité par les services techniques de la ville. En octobre, les annonces des idées illégibles et bien sûr le vote. Et je pense d'ici novembre, entre novembre et décembre,
l'annonce des lauréats, puis, bien sûr, cela sera en discuté en comité de pilotage. Il vous est donc demandé de prendre acte du premier bilan de la première édition du budget participatif et d'approuver la charte du fonctionnement du budget participatif. Je vous remercie. Merci, Monsieur Conté. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Monsieur Don. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, Monsieur Don. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce premier budget participatif lors du conseil. Parlez mieux dans le micro, s'il vous plaît. J'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce premier budget participatif lors du conseil de novembre. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce que j'avais dit à l'époque. En tant qu'élu et en tant que membre du comité de suivi de ce budget, je félicite, et moi aussi, les agents des services techniques et du service démocratie locale pour leur travail tout au long des différentes phases qui ont été rappelées ce soir. Donc ce premier budget participatif a offert aux Colombiens de bonnes opportunités d'être acteurs de leur quartier. Mais malheureusement, force est de constater qu'alors qu'ils étaient motivés pour soumettre ou soutenir des projets, les Colombiens ont boudé le vote des propositions, puisqu'il y a seulement eu 1091 bulletins reconnus valables. Donc il y a bien 1322 Colombiens qui sont exprimés, mais il y a eu 231 blancs ou nuls. Donc en fait, il y a eu seulement 1091 vrais participants. Il faut savoir qu'il y a environ 67 000 Colombiens de plus de 16 ans et donc pouvant participer à cette consultation. Seul 1,5% ont participé, soit un Colombien sur 60. Alors, sur les propositions d'amendement, sur la proposition que les habitants pourront voter pour 1 à 3 projets au lieu de 3 votes obligatoires. C'est vrai que l'an dernier, on a compté en blanc et nul un certain nombre de bulletins où il y avait moins de 3 cases cochées. Sur la proposition de limiter à 2 projets maximum par porteur de projet, il n'en a pas été question dans le comité de suivi. Je suppose que cela a été discuté en comité de pilotage. Donc je ne sais pas en fait combien de personnes avaient proposé plus de 2 projets l'an dernier. Sur le seuil de 50 voix minimum exigé pour qu'un projet lauréat soit mis en œuvre, j'avais déjà souligné l'an dernier que toute personne censée comprendra qu'il est impossible de donner du crédit à un projet qui recueille seulement 32 voix. Et surtout, valider un projet pouvant coûter jusqu'à 90 000 € sur une telle base, comme sur le projet d'œuvre murale du quartier des Vallées qui est devenu une fresque murale dans la coulée verte. Vous introduisez cette année un minimum de 50 voix pour qu'un projet, je cite, soit reconnu et mis en œuvre par la ville. 50 votes, ça représente 4% si l'on s'en tient au vote de l'an dernier. Mais sur 67 000 Colombiens pouvant voter, ça fait un pourcentage de 0,075%. Ça reste très bas. J'avais proposé un pourcentage minimum de voix par rapport au pourcentage moyen obtenu par les projets retenus, parce que là, on va en fait revenir tous les ans sur ce seuil minimum, car je suppose que vous ne doutez pas que la participation des Colombiens va s'améliorer. Lors du vote, on a donc eu 1091 suffrages exprimés en 2021. Mais depuis une semaine, ce sont déjà 1700 Colombiens qui ont signé une pétition en ligne, celle pour le maintien de la patinoire. Puisque vous avez déclaré ce soir aimer les sports de glace, je propose que l'on affecte cette année l'enveloppe budgétaire de 1 million € du budget participatif aux premières dépenses de rénovation de notre patinoire Philippe Candeloro. Nous prenons acte du bilan, mais nous nous abstenons sur la révision de la charte de fonctionnement. Je vous remercie. Monsieur Conté. Et puis, c'est pas bien, c'est le sien. Simplement, je sais que Mme Tricard complétera, mais Monsieur Don quand même. Rappelez-vous juste une chose quand même, que quand vous êtes en comité de suivi, vous savez bien, c'est une instance de la démocratie participative, donc on fait participer quand même les Colombiens et les Colombiennes à participer dans cette instance.
Donc, cette instance, nous ne sommes pas décisionnaires, nous laissons la possibilité aux habitantes et aux habitants de choisir et de prendre acte quand même à cette instance. Mais par contre, Monsieur Don, quand vous avez des questions, parce que là je pense que vous interpellez quand même, vous nous interpellez, mais pourquoi vous ne les posez pas réellement quand on en discute tous ensemble en comité de suivi? Non, vous ne les avez pas posées, Monsieur Don. On a fait plusieurs comités de suivi, vous avez été toujours au sens des habitants, sans poser de problème, et là, pour le coup, devant les Colombiens, vous dites en gros que vous n'êtes pas d'accord sur ce qui a été proposé, si je comprends bien par rapport au seuil. Le seuil, justement, on a eu un long débat, justement, où vous avez été plutôt d'accord, justement, et en disant que vous donnez même une possibilité d'ajouter votre plume, et là, pour le coup, je vois que vous revenez en arrière en disant que c'est peut-être pas la bonne solution. Peut-être revoir un peu ce que vous dites, mais la prochaine fois, vaut mieux vous poser vos questions soit en commission, ou bien vous les posez lors du comité technique, le comité de suivi, excusez-moi. Merci, Madame Tricard. Oui, alors je vais revenir sur deux choses. D'abord, la première année, c'était une expérimentation. Nous avons démarré le budget participatif alors que nous étions en pleine pandémie. Et point de vue communication, ça a été un peu compliqué. La mise en route a été un peu compliquée pour rencontrer les Colombiens. J'espère que cette année, nous rencontrerons donc plus de Colombiens. La deuxième chose, concernant les 50 voix, justement, ça a été une discussion au sein du comité de suivi et on a voté. Donc, il y avait 9 habitants et vous, Monsieur Conté et moi. Et c'est donc à la majorité que les 50 voix ont été décidées. Enfin, vous parlez effectivement de votre pétition. Qu'est-ce qui vous garantit que les 1600 personnes qui ont signé la pétition sont colombiens? Moi, j'attends de voir. Enfin, j'espère vraiment que la deuxième année, lors du comité de suivi du BP numéro 2, vous pourrez exprimer... Peut-être qu'on vous bâillonne, je ne sais pas, mais vous pourrez exprimer vos mécontentements ou vos doutes et on pourra tous en discuter. Voilà, merci. Merci. Alors, pour cette délibération, d'une part, on prend acte du rapport et d'autre part, on doit délibérer sur la révision de la charte de fonctionnement, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, je vous propose de prendre acte du rapport et de voter la révision de la charte. Qui est pour? Qui s'abstient? L'opposition? Merci. Délibération suivante, Madame Mestre, c'est la délibération 38. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous allons parler politique de la ville et de l'attribution des subventions concernant l'appel à projet 2022. Donc, les orientations de la politique de la ville sont fixées par la loi du 21 février 2014 et nous sommes à l'aboutissement du contrat de ville. Donc, nous travaillons actuellement sur l'évaluation de la période 2015-2022 pour préparer les nouveaux contrats de ville en lien avec l'État et l'EPT. Il y a un certain nombre de groupes de travail qui se réunissent pour essayer de faire une évaluation pour juin. Alors, les contrats de ville s'appuient sur la mobilisation des crédits de droit commun et sur des crédits spécifiques destinés aux quartiers prioritaires, nos 3 quartiers, Petit-Colombe-Grève, Fossé-Jean-Bouvier-Stade et Musicien-Paul-Bert. Ces financements spécifiques sont alloués sous forme d'appel à projet dans le cadre des 3 piliers du contrat de ville, l'économie, la cohésion sociale et le cadre de vie. Soucieuse de la situation des habitants des quartiers prioritaires, soucieuse aussi de consolider les actions mises en place au titre de la politique de la ville et de soutenir les acteurs structurants de ces projets, dans un contexte budgétaire contraint, nous avons fait le choix de maintenir les subventions accordées aux partenaires associatifs dans le cadre de cet appel à projet pour un montant de 185 916 €. L'appel à projet a été lancé le 3 septembre 2021. Les dépositaires de projets ont été reçus par les services en présence pour la grande majorité de l'élu et du délégué au préfet afin de présenter leurs actions et leurs objectifs. Il leur a été demandé, toujours bien évidemment dans le cadre des 3 piliers, de réfléchir dans leurs propositions à la parité des publics, à l'intégration de personnes en situation de handicap et au aller vers les publics éloignés pour arriver à toucher ces publics qu'on n'arrive justement pas à toucher dans les quartiers difficiles et qui peuvent être en grande difficulté.
Des collectifs de partenaires sont organisés sur les thématiques ciblées avec les porteurs de projets. Il ne s'agit pas d'être juste une chambre d'enregistrement et de distribution de subventions pour réfléchir ensemble, faire des synergies et faire évoluer les projets. Il y a eu 3 comités techniques thématiques réunissant les services de la ville et le comité politique d'arbitrage s'est tenu le 7 décembre avec les services et les élus concernés de façon complètement transversale. La proposition de programmation 2022 a été arrêtée. Il y a eu 68 projets déposés. Il y en avait 61 l'année dernière. 51 ont été retenus pour des financements villes, dont 7 nouveaux projets et 6 nouveaux porteurs de projets. Les projets pour lesquels nous ne proposons pas de financement ne paraissaient pas relever de la politique de la ville. C'était essentiellement des projets de droit commun dans lesquels les porteurs proposaient d'intégrer quelques personnes des quartiers prioritaires. Ça ne répondait pas du tout aux critères politiques de la ville où il faut qu'on ait des actions spécifiques pour les quartiers prioritaires. Donc dans le pilier économie, on a eu 17 projets associatifs qui seront proposés au financement pour un montant de 62 500 €. Je vous cite en exemple les 3 projets de la mission locale, dont un est en direction des publics féminins. C'est un nouveau projet. On avait annoncé au dernier conseil municipal qu'on serait attentif à la situation des femmes dans les quartiers prioritaires. En voilà un exemple. Vous avez le détail, bien entendu, dans le rapport. Dans le cadre du pilier cohésion sociale, il y a 30 projets associatifs pour un montant de 93 800 €. Un nouveau projet que je tiens à citer, c'est une action pour les 0-3 ans. On a très peu de propositions sur cette tranche d'âge, donc ça valait le coup de souligner le projet de l'action Théâtre Enfance. Et dans le pilier cadre de vie, nous avons 7 projets pour un total de 29 616 €, un projet municipal cet été à Colombes et 6 projets associatifs. Et là, je souligne un nouveau porteur de projet qui s'appelle Dans mon hall, avec Laucine Grimiche, qui est un réalisateur originaire de Colombes assez connu, qui va faire un travail en immersion totale au Petit Colombe pendant l'été, jour et nuit. Donc c'est assez rare qu'on ait des porteurs de projets qui soient vraiment en immersion dans les quartiers. Donc on insiste beaucoup là-dessus. Et on fait aussi le pari de soutenir 2 porteurs de projets sur le secteur des musiciens, qui est un secteur pour lequel on manque vraiment de vie et de porteurs de projets. Il y en a quelques-uns, mais si on peut en avoir d'autres. Donc voilà, on soutient 2 nouvelles associations dans ce cadre-là. Il est donc demandé au conseil municipal de mettre en œuvre les actions portées par les services municipaux sur les crédits politiques de la ville ouverts au budget 2022, de décider le versement des subventions citées aux associations sur les crédits politiques de la ville, d'autoriser monsieur le maire ou l'élu délégué à signer tout acte relatif à l'exécution de la programmation annuelle 2022 en politique de la ville. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Madame Delattre. Oui, je voulais savoir si on pouvait obtenir les rapports d'activité des associations qui sont éligibles aux subventions. Merci. Comme n'importe quelles associations, elles ont des assemblées générales. Certaines sont... pour celles qui ont des conventions d'objectifs, il y a des commissions de suivi, les rapports d'activité des associations. La vie associative en est destinataire. Et vous pouvez, effectivement, ce n'est pas des documents secrets. Hein, donc, vous pouvez venir les consulter ou les demander directement aux associations. Merci. Donc on vote sur les 2 délibérations 38 et 39. Hein. Dans ces cas-là, il faut que je parle de la 39, monsieur le maire. On va peut-être voter la 38 d'abord. Vu que c'est un rapport commun. On peut voter. Non, mais vas-y. Alors, la délibération 39, c'est assez classique aussi. Hein, c'est la demande de subvention pour les financements politiques de la ville dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et l'intégration et l'accès à la nationalité française. Donc on est toujours dans le cadre du contrat de ville et des actions spécifiques destinées aux quartiers prioritaires en lien avec la stratégie territoriale de prévention de la délinquance. La ville peut donc solliciter des financements provenant de l'État, du conseil départemental, du conseil régional, et ces crédits viendront compléter les subventions politiques de la ville dans le cadre de la programmation annuelle. Donc nous allons solliciter les enveloppes les plus élevées possibles. On ne connaît pas encore les montants disponibles, donc je ne peux pas vous les donner, mais ils seront précisés bien évidemment au cours de l'année. Et donc dans ce sens, le conseil municipal devra autoriser que soient sollicitées auprès de l'État les subventions dans le cadre de ces financements politiques de la ville, Fonds interministériel prévention de la délinquance, et le BOP 104, intégration et accès à la nationalité française. Auprès du conseil départemental et du conseil régional, les subventions
dans le cadre des programmes de soutien aux politiques locales de prévention de la délinquance et des financements dédiés à la politique de la ville, et auprès des différents partenaires du contrat de ville, les subventions dans le cadre de leur financement dédié politique de la ville ou de droit commun qui seraient fléchés en direction des quartiers prioritaires. Et enfin, le conseil municipal devra autoriser monsieur le maire ou l'élu délégué à signer les actes relatifs aux demandes de ces subventions. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une question, une observation sur cette délibération-là? Non. On va voter la 38, qui est pour? Unanimité, merci. La 39, qui est pour? Unanimité à nouveau, merci. La 40, Madame Mestre. Oui, c'est l'approbation et la signature d'une convention de partenariat avec le pôle ressources relative au vieillissement dans les quartiers prioritaires à Argenteuil, Colombes et Gennevilliers. Donc en 2017, l'Observatoire national de la politique de la ville a mis en évidence le vieillissement de la population dans les territoires prioritaires. Ce phénomène se retrouve dans la sociologie de nos quartiers et notamment sur le secteur des Fossés-Jean. Les questions qui sont relatives à l'isolement, la santé, la mobilité des personnes âgées nous appellent en tant que collectivité à nous intéresser à cette population qui peut être très en difficulté et la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier le phénomène. Le pôle ressources et développement social a décidé d'approfondir le sujet et de s'intéresser plus particulièrement à un territoire afin de mieux appréhender les phénomènes de vieillissement, d'identifier et d'analyser l'action publique à l'œuvre et de formuler des préconisations en matière d'articulation entre les acteurs de droit commun, les acteurs de la politique de la ville, voire les acteurs du secteur privé, les acteurs de la santé notamment, les assurances, les mutuelles. L'enquête devrait nous permettre de réaliser un focus sur une partie du territoire Boucle Nord de Seine, d'analyser l'évolution du vieillissement et les offres de services concernant les quartiers prioritaires des communes d'Argenteuil, Colombes et Gennevilliers à travers 3 thématiques, santé, cadre de vie et lien social. Les collectivités signataires, les villes concernées et le PT Boucle Nord de Seine s'engagent donc à créer les conditions d'échange avec le pôle ressources. Et je tiens à préciser, suite aux remarques de tout à l'heure, qu'il n'y aura aucun impact financier pour la ville et que ça pourra être un outil majeur d'adaptation de nos politiques publiques dans les quartiers prioritaires. Sur la base de tous ces éléments, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat avec le pôle ressources et développement social relative au vieillissement dans les quartiers prioritaires sur les communes d'Argenteuil, Colombes et Gennevilliers. Je vous remercie. Merci, Madame Mestre. Des questions ou des observations? Non. On passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci beaucoup. Madame Choquet, la délibération numéro 41, les subventions aux associations. Bonsoir. Chaque année, le conseil municipal est invité à statuer sur les subventions attribuées par la ville aux associations, vectrices de cohésion sociale sur le territoire et, à ce titre, partenaires de l'action publique. Les demandes de subventions pour l'exercice 2022, déposées sur le portail extranet dédié aux associations et consultables auprès du service de la vie associative, ont été étudiées au regard de critères objectifs, qualité de la gestion financière, impact quantitatif et qualitatif sur le territoire, nombre d'adhérents des associations et de l'enveloppe budgétaire dédiée. Il est proposé au conseil municipal de voter les subventions mentionnées en annexe à la présente délibération. Merci. Des questions, des observations, Monsieur Don. Ah, ça y est. Ah oui, voilà. Monsieur le maire, chers collègues, on observe depuis votre premier budget et donc avec celui de cette année un maintien de l'enveloppe des subventions municipales en fonctionnement et projet. En 2021, l'enveloppe s'élevait à 3 300 000 euros. En 2022, elle s'élève à 3 430 000 euros. Je vous rappelle qu'elle était de 3 420 000 euros en 2020. Nous augmenterons le budget global des associations, tel était votre engagement de campagne. Vous l'avez augmenté de 10 000 euros cette année par rapport à 2020. On observe cette année une baisse de 2% de la subvention de l'avant-scène. La MJC voit même sa subvention diminuer de plus de 2%, passant de 613 000 à 600 000 euros. Vous êtes donc encore loin de revenir sur notre décision de 2015, malgré vos protestations et promesses de l'époque. Pour les interventions sociales, nous notons également le maintien au centime près des subventions destinées à nos 3 centres socioculturels.
On aurait pu s'attendre à un coup de pouce de votre part. Pour les associations sportives, on constate un maintien ou une légère augmentation. Pour le LSOC, le boxing club, l'escrime, le badminton, le tennis de table, c'est un maintien. Quant à la Colombienne Football, elle voit une augmentation de 10 000 €. Le handball de 1 500 €, l'Athletic Club plus 400 €. Toutefois, certaines subventions attribuées cette année nous interrogent. Pour le Racing Club Foot, il y a une baisse importante de 62 500 €. Est-ce que c'est lié aux travaux sur le stade Yves du Manoir? Pour Colombe Natation, certes, vous augmentez de 10 000 €, mais c'est sans doute pour participer aux conséquences de l'arrêt d'activité du club et à la fête du club le 24 avril prochain. Je vous rappelle votre engagement. Nous maintiendrons un bassin pendant les travaux de la piscine. Mais promesses non tenues. Pas de bassin provisoire, même si le ministère des Sports était prêt à y participer largement. De fait, l'apprentissage de la nage pour tous n'est plus garanti à Colombes. Pour Colombes-sur-Glace, il y a une subvention de projet de 1 500 €. Là aussi, est-ce que c'est pour le pot de départ? J'espère que vous ferez un effort supplémentaire l'année prochaine, puisque vous aimez les sports de glace. Vous diminuez la subvention de la mission locale de 20 000 €, soit une baisse de 5%. Est-ce qu'il y a une explication? Pour finir, j'ai une question sur le contrat d'engagement républicain. Le décret pour la mise en place de ce contrat est paru le 1er janvier dernier. Ainsi, pour chaque demande de subvention, le représentant légal de l'association doit attester sur l'honneur un certain nombre d'engagements. Je suppose que cela sera demandé aux associations à l'occasion de la prochaine demande de subvention en 2022, ou bien comptez-vous leur demander dès qu'elles seront informées de la subvention accordée? Et est-ce que vous pourriez revenir sur le versement de la subvention de cette année si l'association ne fournissait pas un tel document? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur Don. Madame Choquet. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Don, je vais vous répondre pour le Racing, puisqu'ils n'ont pas encore signé la convention d'objectifs. Donc, on ne pouvait pas leur donner plus de 23 000 €. Voilà. Mais on compte bien signer prochainement cette convention d'objectifs avec eux. Pour le contrat d'engagement, oui. D'abord, c'est la loi, c'est le préfet qui nous a demandé. Et toutes les associations recevront ce courrier en même temps que le fait qu'ils ont une subvention. Et effectivement, s'ils ne signent pas ce contrat, on pourra effectivement peut-être revoir cette subvention. Mais c'est la loi, donc on est obligé d'y passer. Et pour les autres associations, alors, ce que je peux rajouter, c'est que depuis qu'on est arrivé, 60 associations se sont inscrites à la vie associative. Et comme je l'ai dit, il y a aussi des critères d'impact quantitatif, qualitatif sur le territoire, le nombre d'adhérents et des associations, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc il a fallu aussi faire un effort financier puisqu'on nous a demandé... on avait un budget qui était moindre par rapport au nombre d'associations. Et pour la mission locale, je laisserai peut-être Samia répondre. Mais... Madame Gasmi. Non, peut-être juste compléter le propos d'Elisabeth. C'est vrai que le budget participatif est aussi un budget dont les associations peuvent se saisir. Alors c'est vrai que c'est une nouveauté. Aujourd'hui, on a plus eu de propositions des habitants que d'associations et je pense qu'on va devoir faire un travail aussi pour accompagner les associations à aussi se saisir de cette belle opportunité sur notre territoire qui leur permettrait aussi de voir naître des projets qui rencontreraient aussi la volonté de voir naître des choses aussi par les habitants. Donc voilà, même si c'est une subvention qui n'est pas une subvention directe aux associations, c'est une subvention qui peut être allouée dans le cadre de ce budget participatif sur la base de projets qui pourraient correspondre à des attentes des participants. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est ce qu'on se disait avec Perrine, qu'aujourd'hui, c'est vrai que les associations n'ont pas encore ce réflexe-là, mais je pense peut-être qu'on aura un travail à faire pour les amener peut-être à s'en saisir davantage. Merci. On va passer au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Qui est pour? Vous ne prenez pas part au vote? À part au vote, je fais partie du conseil d'administration du... Ah d'accord. Mais le reste de l'opposition, du coup, je n'ai pas vu. Ils ont voté pour. D'accord, merci beaucoup. Madame Choquet, le pacte de coopération, délibération numéro 42. La municipalité porte la volonté de contribuer significativement aux projets sociaux des centres sociaux et culturels afin de répondre plus efficacement aux besoins sur leur territoire d'intervention. Le pacte de coopération consiste à mettre en œuvre une démarche de la construction d'une dynamique partenariale entre les centres sociaux et les acteurs publics, État, ville, caisse d'allocation familiale. Il prend appui sur la reconnaissance du projet social, de sa mise en œuvre sur les valeurs que partagent les centres sociaux et leurs partenaires. Au-delà des projets sociaux des CSC, le pacte de coopération porte différents objectifs de reconnaissance partagée et un partenariat d'ambition entre les CSC, leurs partenaires, caisse d'allocation familiale, État, ville, fédération des CSC, pour aller au-delà de superposition de dispositifs à une intervention globale via des engagements de tous les signataires. On peut préciser aussi que le CSC des Fosséjean s'engage lui aussi dans une démarche de pacte de coopération dans la lignée de l'adoption de son projet social 2022-2026 et il sera soumis au conseil municipal dans les prochains mois. Aussi, il est proposé d'autoriser le maire à signer les pactes de coopération pour les CSC du Petit Colombe et Europe, préalablement signés par le CSC, la Fédération des CSC et la Caisse d'allocation familiale. Merci. Des questions, observations? Non, on passe au vote. Qui est pour? Merci, unanimité. Madame Matougui, la DSP multi-accueil, les Alouettes. Peut-être que vous enchaînez toutes les 4 DSP. D'accord. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, délégation de service public, rapport d'activité 2020 multi-accueil, les Alouettes. Il faut bien parler dans le micro, ça. Multi-accueil, les Alouettes. Donc, la gestion du multi-accueil des Alouettes, qui est située 7 rue de Fraquental à Colombes. Gestion confiée à la société Les Petits Chaperons Rouges. C'est une crèche qui est agréée pour l'accueil de 60 enfants. Rapport d'activité 2020, multi-accueil, les Mouettes. Cette délibération vise à prendre acte du rapport d'activité transmis par la société La Maison Bleue concernant la gestion du multi-accueil Les Mouettes, situé 145 boulevard Charles de Gaulle à Colombes. Cette crèche est agréée pour l'accueil de 30 enfants. Délibération numéro 45. Cette délibération vise à prendre acte du rapport d'activité transmis par la société Les Petits Chaperons Rouges concernant la gestion du multi-accueil Les Poussins, situé 13 rue du 8 mai 1945. Cette crèche est agréée pour l'accueil de 43 enfants. Et enfin, délibération numéro 46, rapport d'activité 2020 multi-accueil Les Koalas, délibération qui vise à prendre acte du rapport d'activité transmis par la société La Maison Bleue concernant la gestion du multi-accueil Les Koalas, situé 13 rue du 8 mai 45, une crèche agréée pour l'accueil de 55 enfants. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, observations? Donc on prend acte pour les 4 délibérations. La 47. Alors, la rénovation de la crèche Les Passereaux. C'est une demande de subvention auprès de la CAF 92. La ville de Colombes sollicite une aide à la rénovation de la crèche Les Passereaux auprès de la CAF dans le cadre du plan de rebond. Dès 2021, les CAF ont lancé un vaste plan de rebond de 200 millions d'euros destiné aux établissements d'accueil du jeune enfant. Il constitue un appui afin de répondre aux enjeux de pérennisation que connaissent particulièrement les gestionnaires des établissements d'accueil du jeune enfant, les plus anciens. Il permet aux caisses d'allocation familiale d'apporter un soutien financier aux gestionnaires qui se trouvent dans la nécessité de rénover leur établissement
ou qui souhaitent réaliser des achats ou aménager les locaux dans l'objectif de fournir un meilleur service aux familles. Sont prioritaires les structures dont les bâtiments ont plus de 10 ans, celles-ci ayant le plus de probabilité de fermeture et la plus grande nécessité de modernisation de leurs services. Concernant la crèche des Passereaux, des travaux importants, huisserie, peinture, réfection des sols, ont débuté en été 2021 et se poursuivront sur la période estivale 2022. Une prédemande a été validée en mars 2021 afin de démarrer les travaux dont le montant prévu était de 300 000 €. Afin de poursuivre les opérations de rénovation de cette structure ouverte en 1977, mise aux normes, travaux de sécurisation, remplacement de matériel obsolète, considérés comme nécessaires afin de maintenir l'attractivité de l'équipement pour les familles et préserver la capacité d'accueil, il est important de pouvoir profiter d'une enveloppe de 240 000 € de la CAF, 4 000 € par place. Des questions? Non. Donc pour la demande de subvention auprès de la CAF, qui est pour? Unanimité. Merci beaucoup. La 48, Madame Atougi. Alors, il est demandé l'approbation du principe de délégation de service public pour le multi-accueil situé avenue Audras. Donc c'est le nouvel établissement dans le quartier de l'Arc sportif d'une capacité de 28 berceaux. Alors ce choix de DSP est avant tout dicté par une recherche d'efficacité dans un secteur en forte tension. On assiste depuis plusieurs années dans le secteur de la petite enfance à une crise structurelle de recrutement qui va en s'amplifiant d'année en année. Cette crise s'explique par une pénurie de diplômés de catégorie 1. La demande de places en crèche augmente, cependant que le nombre de places dans les institutions dans les instituts de formation n'augmente pas. C'est pour ces motifs que nous avons décidé de confier cette crèche à un gestionnaire privé. Merci. Observation? Non, on passe au vote. Qui est pour? Merci beaucoup, Madame Atougi. Monsieur Michalet, 49. Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit de la prise d'acte du rapport d'activité de Q-Park 2020. Le chiffre d'affaires à Colombes est constitué principalement par les recettes de la voirie qui représentent 46,8% des recettes du contrat en 2020. Les recettes abonnées et horaires et assimilées représentent respectivement 29,2 et 14,9% du chiffre d'affaires. Enfin, l'indemnisation au titre offerte par la ville correspond à 9,1%, tandis que les autres recettes sont marginales et représentent moins de 1% du chiffre d'affaires. On note par la même occasion que la ville finance à presque 10%, contribue à presque 10% au chiffre d'affaires de Q-Park via l'heure gratuite. C'est un petit point à noter quand même, c'est pas négligeable. Par rapport à l'exercice 2019 est constatée en 2020 une perte importante de chiffre d'affaires pour un total de 192 000 €, soit une baisse de 17%. Cette évolution s'explique par la crise sanitaire de la Covid-19 qui a eu des répercussions à partir du mois de mars 2020. Dans le détail des recettes horaires et assimilées, affiche une forte baisse de 20%, soit 34 000 € hors taxes par rapport à l'exercice précédent. Les mesures de confinement et de couvre-feu, ainsi que la fermeture des commerces non essentiels, a fortement impacté la fréquentation. Dans le même temps, on observe une progression des recettes abonnées de plus 4%, soit plus 10 000 €. Cette évolution pourrait s'expliquer par l'augmentation du nombre d'abonnements à compter du second semestre en lien avec le recours accru au télétravail. Je vous demande donc de prendre acte de ce rapport. Merci. Des observations? Monsieur Guelicelli. Je vais m'exprimer à la fois sur la 49 et la 50, si ça ne vous dérange pas. Monsieur le maire. Alors, attendez. Peut-être qu'on va d'abord présenter la 50. Si vous voulez. Bah oui. Donc on prend acte du rapport. Est-ce qu'on peut prendre acte c'est une prise d'acte, on le fera après. Allez. On le fera après.
Air Paris a dévoilé les résultats d'une campagne inédite en Île-de-France sur la surveillance des particules fines et ultra-fines. Les premières observations, menées en hiver, montrent que les particules ultra-fines sont présentes partout et sont 2 à 3 fois plus élevées dans l'agglomération parisienne que dans la zone rurale. Des particules ultra-fines émises par le trafic routier ont été mesurées dans l'air, même à distance des zones de trafic routier. En agglomération, bien que les points de mesure soient éloignés du trafic, la contribution du trafic routier à la pollution des particules fines est prépondérante. À Colombes, la qualité de l'air est parmi l'une des moins bonnes d'Île-de-France. Les analyses sur les chiffres d'entrée-sortie du parking en ouvrage hôtel de ville, Aragon et village montrent que la fréquentation se concentre en majorité sur les périodes courtes, allant de 1/4 d'heure à 3/4 d'heure. Cela indique une forte prédominance des trajets courts et donc une utilisation intensive de la voiture localement qui se traduit par des émissions de particules fines et ultra-fines supplémentaires dans un contexte de transport en commun fortement développé. Le dispositif de la gratuité de la première heure de stationnement dans les parkings en ouvrage hôtel de ville, village et Aragon, décidé par délibération du conseil municipal du 30 juin 2016, arrivé à son terme, représentait une dépense forfaitaire annuelle de 102 000 € pour la ville de Colombes. Dans le contexte de la qualité de l'air dégradée et de budget contraint, la ville de Colombes n'a pas souhaité renouveler ce dispositif et la dépense afférente. Cependant, la grille tarifaire applicable sans le dispositif de gratuité et validée lors du conseil municipal de 30 juin 2016 n'était pas satisfaisante, notamment pour sa première heure. La ville de Colombes et la société Q-Park se sont donc rapprochés afin de convenir d'une nouvelle grille tarifaire plus favorable pour les usagers, sans compensation financière de la part de la ville et dans le respect de l'équilibre budgétaire du contrat de délégation du service public. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la nouvelle grille tarifaire et l'avenant numéro 7 qui sont joints en annexe pour une entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs le 1er avril 2022. Je vous remercie. Merci, Monsieur Michalet. Monsieur Gudicelli, donc. Monsieur le maire, vous êtes en retard, un retard de 9 mois. En effet, vous aviez jusqu'au 30 juin 2021 pour présenter le rapport d'activité de la délégation de service public pour le stationnement public souterrain et sur voirie, dont le délégataire est la société Q-Park, selon l'article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales. Vous êtes toujours en retard quand au 1er janvier 2022, Q-Park rétablit de manière brutale et unilatérale le paiement de la première heure dans les parkings souterrains de la ville. En effet, soit vous ne générez pas vos dossiers, soit vous méprisez les Colombiennes et les Colombiens. À 1,10 € le premier quart d'heure, la punition est lourde et antisociale. Aujourd'hui, la colère des habitants et des commerçants reste forte. Nous en voulons pour preuve la pétition que nous avons initiée et qui a recueilli plus de 1000 signatures. Nous vous demandons expressément de rétablir la gratuité de cette première heure offerte par la ville aux Colombiennes et aux Colombiens, et nous voterons donc contre cette délibération sur la modification de cette grille tarifaire. Je vous remercie. Merci. Une autre intervention, Monsieur Bachelet. Oui, juste 2 mots rapidement. Un premier mot pour dire que c'est vrai que vous avez raison, Monsieur Gudicelli, le rapport aurait dû être présenté plus tôt, mais je veux rappeler quand même que c'est arrivé à l'époque où vous étiez conseiller municipal dans la majorité, qu'on réclame aussi le rapport Q-Park qui est arrivé plus d'1 an et demi après l'exercice écoulé. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait mieux que vous sur ce rapport. J'espère qu'on fera mieux la prochaine fois, mais reconnaissez, d'ailleurs vous le reconnaissez en creux finalement, que la relation avec Q-Park, qui nous a effectivement imposé une tarification non validée au 1er janvier 2022, est une relation à la fois ancienne, le contrat a été signé en 2005, tumultueuse, elle a traversé diverses alternances et avec toujours les mêmes difficultés relationnelles, quelle que soit la couleur et l'étiquette du maire, je pense que vous en conviendrez avec moi, et au final, on se trouve encore lié à ce contrat pour plus d'une dizaine d'années, et on considère effectivement que même si on a réfléchi à l'évaluation coût-avantage d'une sortie, aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on essaye de renégocier autant que faire se peut les mesures contenues dans ce contrat
au mieux de l'intérêt des Colombiens et de la municipalité. Et là où je voudrais quand même vous reprendre, c'est quand vous dites que la ville offrait 1 heure gratuite aux Colombiens. La ville, qu'est-ce que c'est, monsieur Guidicelli? C'est un budget financé par qui? Par tous les Colombiens. Par tous les Colombiens. Donc quand on avait une mesure qui coûtait 85 000 euros, puis plus de 100 000 euros d'ailleurs, avec l'extension sur le parking de la place Aragon, en fait, c'est les Colombiens qui offraient à d'autres Colombiens cette heure gratuite. Il faut quand même rétablir les choses telles qu'elles sont. Sauf à penser effectivement que les gens qui payent des impôts et ne profitent pas de ces parkings ne sont pas des Colombiens comme les autres. Moi, je ne suis pas d'accord, je pense que c'est aussi des Colombiens. Et je pense même, pour être honnête, que parmi les Colombiens qui payent des impôts, il y a probablement plus de gens qui ne bénéficiaient pas de cette heure gratuite que de gens qui en bénéficiaient. Pour autant, et ce sera mon dernier mot, je tiens quand même à remercier mon collègue Léopold Michalet, parce que dès qu'il s'est rendu compte que Q-Park avait pris une décision unilatérale, il a immédiatement repris contact avec sa société, fait notifier l'illégalité de la décision prise par Q-Park au 1er janvier 2022 et renégocier les termes de la grille tarifaire, qui du coup est complètement réadaptée par rapport à la version du 1er janvier 2022, avec le rétablissement d'une gratuité d'1 quart d'heure, une baisse substantielle de la suite du tarif horaire, et même si je vois que ça fait rire Monsieur Don et Pic un peu grassement, moi ça me fait pas rire, parce que vous avez signé ce contrat à l'époque avec Madame Guetta, nous en héritons et nous devons encore, plus de 20 ans après, continuer à renégocier des points avec la société Q-Park, dont vous savez pertinemment, parce que vous l'avez pratiqué, après l'avoir fait venir sur la commune, que c'est un partenaire qui n'est pas toujours docile et pas facile à manœuvrer. Merci. Merci, Monsieur Bachelet. Monsieur Michalet. Oui, merci. Alors, je vais revenir sur un des éléments que vous avez souligné, donc le 1,10 € le premier quart d'heure, qui était en vigueur là. Alors, il faut savoir que ce 1,10 €, en fait, il a été mis en place par la précédente municipalité. C'est pas à nous, c'est que il a été voté là, lors de l'amendement numéro 4, il y a écrit: les tarifs applicables depuis le 1er juillet 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 ont été modifiés par délibération du conseil municipal et figurent à l'annexe 1, bref. Ils seront remplacés à compter du 1er janvier 2017. Donc en fait, ce premier quart d'heure-là, il est écrit que, enfin, toujours dans cet avenant, il est écrit que quand la gratuité prendrait fin, c'est 1,10 € le quart d'heure qui serait mis en place. Ah, mais peu importe. Non, mais ce que je veux. Alors, et en fait, cette grille-là, elle a été augmentée, c'est-à-dire que les tarifs ont été augmentés lors de la précédente municipalité. Parce que je pense qu'il devait y avoir une sorte d'équilibre, donc Q-Park, il y a dû y avoir une négociation, et en contrepartie des 85 000 € qui devaient sembler un petit peu limite pour l'équilibre du contrat de Q-Park, eh bien il y a eu des négociations et on a augmenté les tarifs de la deuxième heure. Et donc c'est de là que vient le 1,10 € le quart d'heure. C'est important de le préciser parce qu'on a l'impression qu'il sort de nulle part, mais non, il a été négocié quand même. Voilà. Merci. On va donc prendre acte du rapport Q-Park et on va voter la délibération numéro 50 sur l'approbation de l'avenant numéro 7. Qui est contre? Deux voix? Bon, deux voix. Non, je ne sais pas, ils n'ont pas levé la main. Il faut lever la main. Hein. On peut vraiment, voilà, bah oui, lever la main quand même. Je sais qu'il est tard, c'est dur de lever la main, mais quand même. Qui s'abstient? D'accord, merci. Qui est pour? Merci beaucoup. La délibération numéro 51, Madame Gasmi. Voilà, ça va être un sujet un petit peu moins polémique. Alors, il s'agit de l'adhésion à la charte partenariale de mutualisation de l'information géographique dans les Hauts-de-Seine. Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis en place une opération de mutualisation de l'information géographique entre les systèmes d'information géographique du département. Il s'agit de partager des données géographiques ainsi que d'échanger des savoirs et savoir-faire
pour permettre de réaliser des économies d'échelle, d'améliorer la fiabilité et l'exhaustivité de la connaissance du territoire. Une nouvelle charte a été validée par le Conseil départemental le 17 décembre dernier. Cette charte constitue le document de référence des partenaires adhérents. Elle précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du dispositif, définit l'engagement de ses partenaires et détermine les conditions de mise en œuvre de l'utilisation des données. La mise à disposition des données par les partenaires n'implique aucun engagement financier lors du transfert des données. La présente charte prend effet à partir du 1er janvier 2022 pour une durée de 5 ans. Il est donc demandé au Conseil municipal, d'une part, d'approuver la nouvelle charte partenariale relative à la mutualisation de l'information géographique dans les Hauts-de-Seine, et d'autre part, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents concernant le renouvellement de l'adhésion de la ville à ce dispositif. Merci. Des observations, questions? Non? On passe au vote. Qui est pour? Merci. Unanimité. Monsieur Bécouche, la dernière délibération. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, vous connaissez tous la situation, ou vous la suivez de manière attentive en ce qui concerne l'Ukraine. Et donc, ce qu'il faudrait rappeler, peut-être par rapport à ce qui est écrit dans le rapport, c'est que ce soir, aujourd'hui, on a atteint, selon les chiffres de l'ONU, 4 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur foyer. Et ils sont réfugiés, surtout, dans les pays limitrophes de l'Ukraine. Donc, cette tragédie du peuple ukrainien nous affecte profondément, tous, par sa proximité, mais aussi car nous pensions à tort, hélas, que nous nous sommes débarrassés de la guerre en Europe. Le 24 février dernier, l'agression de la Russie contre le peuple ukrainien nous a tous surpris, bien sûr, mais surtout, c'est une atteinte très importante et grave à l'intégrité territoriale et au peuple ukrainien, ce que nous condamnons, parce que c'est une atteinte également au droit international qui est le garant de la paix dans le monde et qui n'est pas suivi par tous les États, particulièrement les États forts contre des États faibles. Aujourd'hui, donc, nous proposons à ce qu'une aide exceptionnelle de 5 000 € soit versée pour l'Ukraine dans un acte de solidarité, conformément à ce que nous avons fait en termes de soutien jusqu'à maintenant, par des manifestations de solidarité, par des communiqués et des déclarations, mais également par la mobilisation des associations. Et donc cette association, elle intervient pour apporter une aide, certes modeste, mais à la hauteur de nos moyens en tout cas, ou selon nos moyens. Et cette association, nous allons la confier à une organisation ou à des organisations qui ont l'habitude d'intervenir dans ce cadre-là. Aussi, nous l'accorderons, enfin nous l'attribuerons à Cités Unies France, organisation à laquelle nous sommes membres, pour la confier à des organisations, et particulièrement aux pays et aux organisations qui sont limitrophes de l'Ukraine et qui accueillent donc des réfugiés ukrainiens. Les actions proposées seront donc décidées en fonction des besoins, en coordination avec les élus locaux des territoires concernés, particulièrement ukrainiens et limitrophes, mais également en lien avec le comité français des communes et régions d'Europe, qui est un comité européen, comme vous le savez, et avec cités et gouvernements locaux unis, qui est CGLU, qui est l'Organisation internationale des collectivités territoriales. Donc, il est demandé au Conseil municipal d'approuver la subvention de 5 000 € à Cités Unies France pour la mettre donc, dans le mouvement de solidarité pour les Ukrainiens. Merci. Merci, Monsieur Bécouche. Des questions, des observations? Monsieur Pic.
Oui, monsieur le maire, c'est une explication de vote. Lorsque j'ai découvert qu'une délibération était prévue pour donner une subvention d'aide aux Ukrainiens, cela m'a réjoui que notre ville participe à cet élan national, d'autant que la France a eu un long passé historique de relations avec l'Ukraine. Alors que cet État démocratique subit depuis le 24 février des bombardements incessants, détruisant habitations, écoles, hôpitaux, bâtiments publics, infrastructures, obligeant ses habitants soit à l'exode, soit à vivre dans la misère, sans eau, sans électricité, sans chauffage et souvent sans nourriture. Vous l'aurez compris, le besoin est immense et nos aides doivent être à la hauteur de l'ampleur du sinistre en apportant une subvention significative à une population qui a tout perdu et en situation de survie. À cette situation terrifiante, la ville propose, je cite, « une aide exceptionnelle de 5 000 euros. » Mais quelle honte, quelle indécence! C'est indigne pour une ville de 86 000 habitants que de proposer un montant dérisoire représentant 1,5 cent millième du budget de la ville. Aussi, monsieur le maire, ne voulant pas être complice de cette mascarade pour se donner bonne conscience, je m'abstiendrai et je ferai un don personnel substantiel à un organisme ukrainien. Monsieur Môme. J'ai une petite question à poser. Ces 5 000 euros qu'on va donner à une association... Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Ces 5 000 euros qu'on va donner à une association qui va aider les pays limitrophes à l'Ukraine pour absorber tous ces réfugiés qui vont arriver chez eux. Je veux dire, c'est quoi? C'est une ouverture de compte? Est-ce qu'on compte donner un peu plus ensuite auprès de cette association? Ou bien est-ce que c'est définitif, on donne 5 000 et on est content comme ça? Alors évidemment, je rejoins un peu mon collègue, c'est pas beaucoup, 5 000 euros, au regard de ce qui se passe. Et au regard aussi des communes alentours qui sont de la même taille et qui ont donné beaucoup plus. Alors maintenant, 5 000 euros, évidemment, je voterai pour. Une subvention, je voterai pour, parce que ça va aider, certainement. Mais je trouve ça, franchement, dérisoire. Merci. Monsieur Bécouche. Oui, je vais répondre. En fait, la question ou l'interpellation de M. Pic et de M. Môme se rejoignent. Il est vrai que 5 000 euros, ce n'est pas beaucoup. Donc ça, on le sait bien. Et nous aurions aimé donner un peu plus, effectivement. Cependant, nous intervenons aujourd'hui, ce qui n'exclut pas d'intervenir plus tard s'il y a lieu. Donc voilà, et en fonction de nos moyens aussi. Et aujourd'hui, nous intervenons auprès de Cities Unifrance, association qui, elle, intervient dans ce cadre-là auprès d'autres collectivités locales. Et cette association, dès le 8 mars, a créé un fonds de solidarité Ukraine qui vient s'ajouter à d'autres moyens, à d'autres subventions des autres villes qui font partie de cette association. Donc il est vrai que si on prend que la contribution de Colombes, elle est minime. Donc, mais nous intervenons dans un cadre mutualisé avec d'autres collectivités qui interviennent au sein de cette association pour atteindre un seuil raisonnable, si je puis dire, d'aide. Donc voilà ce qu'on peut dire à ce stade-là, sachant qu'il n'y a pas que la contribution de la ville de Colombes, il y a aussi une mobilisation des associations, aujourd'hui au niveau de Colombes, des citoyens, et nous essayons de contribuer
et à accompagner ce mouvement de solidarité pour Colombes. À titre d'exemple, donc, nous avons encouragé les associations à procéder à des collectes. Comme vous le savez, il y a la protection civile qui est très dynamique aujourd'hui dans ce cadre-là, mais il y a également des associations ou des collectifs. Par exemple, le Big Band a pu collecter 650 € qu'il a donnés à la Croix-Rouge. 1200 € ont été collectés également par plusieurs associations, 3 en l'occurrence, Pupitre 92, la Note d'Alceste et le CAFMUSE. Donc, il y a la ville, bien sûr, mais il y a également le mouvement de solidarité des associations et des citoyens colombiens. Donc, c'est beaucoup plus participer à cette dynamique ou l'encourager qui nous importe, encore une fois, mais je crains que la situation en Ukraine ne va pas s'arranger prochainement et que nous essayons en tout cas de mobiliser les citoyens et les associations pour venir en aide. Mais on insiste surtout une chose, c'est que nous intervenons, nous, pour que les collectivités territoriales qui le peuvent, que ce soit limitrophes ou également les collectivités territoriales ukrainiennes, puissent être aidées. Merci, Monsieur Bécouche. Si je peux apporter un petit complément, Monsieur Bécouche a bien parlé de la mobilisation des acteurs locaux, des associations, des collectifs, des organisations de solidarité sur la question ukrainienne. Je dois rajouter qu'on a des relations très régulières avec les maires du 92, les villes du 92, avec la préfecture et le préfet, pour organiser aussi au mieux possible les hébergements. Au-delà des personnes qui peuvent accueillir individuellement des familles ou des personnes isolées ukrainiennes, il y a aussi toute une logistique qui se met en place. Et nous allons y contribuer également avec Colombes Habitat Public en mettant à disposition quelques logements sur la ville. Et donc la subvention, c'est vrai que dans votre vœu, on va y revenir tout à l'heure, vous proposez ou vous demandez une subvention de 100 000 €, c'est-à-dire c'est le montant que met le département, qui est quand même un département extrêmement riche. Et on pourrait considérer que 100 000 €, c'est peut-être pas beaucoup au regard des moyens du département, mais c'est bien quand même qu'ils mettent 100 000 €. Voilà. Mais demander à Colombes de mettre une telle somme dans votre vœu, je pense que ce n'était pas raisonnable quand même. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Avec M. Perrotel. D'accord, oui. OK, qui est pour? On l'a fait? Oui. Ben voilà, c'est adopté. Je passe aux décisions. Est-ce qu'il y a des remarques sur les quelques décisions qui vous sont soumises? Il n'y en a pas beaucoup, mais... Non? OK. On passe au vœu, avec d'abord le vœu de la majorité municipale et ensuite le vœu du groupe Notre Parti, c'est Colombes. Où il va? Non. Ah, c'est Cady, pardon, Cady. Même si là. Alors, bonsoir à tous. Il faut bien parler dans le micro, Madame Silla. Il faut l'approcher. Ouais. C'est mieux. Bonsoir à tous. Alors, l'Ukraine, État souverain depuis 1991, voit depuis le 24 février son intégrité territoriale et son peuple attaqué illégalement et illégitimement par les forces armées de la Fédération de Russie. Aucune raison ne peut expliquer et encore moins justifier une telle agression d'un pays libre. D'autant que la Fédération de Russie n'en est pas à sa première tentative de déstabilisation d'un régime démocratique après la guerre en Géorgie en 2008 et l'annexion de la Crimée en 2014. Cette agression militaire bafoue la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Celles-ci sont piétinées par la Russie dans une guerre meurtrière. Par son comportement et ses décisions, le président Vladimir Poutine est le principal responsable de cette guerre. À la lumière de ces événements tragiques, notre indignation est encore plus grande suite au bombardement de populations civiles avec les millions de réfugiés qui en découlent. Vladimir Poutine et son régime sont condamnés par de nombreuses instances internationales et seraient même auteurs de crimes de guerre et passibles d'être jugés par la Cour pénale internationale. Dans la continuité du rassemblement organisé par la municipalité le 28 février dernier, Monsieur le maire et le conseil municipal de Colombes assurent de leur soutien plein et entier à l'Ukraine et au peuple ukrainien face à cette invasion russe. Dans ce contexte, la municipalité appelle de ses vœux à un règlement rapide et pacifique du conflit par la voie diplomatique, le dialogue entre les deux États et l'action des instances internationales, une condamnation unanime par tous les démocrates, femmes et hommes, libres et citoyens du monde des actes de guerre et de destruction de l'Ukraine commis par Vladimir Poutine. Une Union européenne forte et unie qui préserve la paix, la liberté et l'amitié entre les peuples, nos biens les plus précieux. Un État français qui apporte toutes les formes de soutien et de solidarité possibles au peuple ukrainien, comme il devrait les apporter au peuple qui souffre. À Colombes, nous sommes prêts, dans la mesure de nos moyens, à accueillir des réfugiés ukrainiens qui aujourd'hui fuient les bombes en quête de liberté, comme nous l'avions fait pour les Syriens ou les Afghans et comme nous le ferons pour toute personne chassée de son pays en raison de ses convictions ou de ses opinions. Nous soutenons toutes les initiatives associatives, d'ONG et citoyennes afin de fournir l'aide humanitaire et le secours à la population ukrainienne et la soutenir dans sa résistance à l'agresseur. Afin de répondre au mieux à cette exigence morale, nous demandons à l'État d'apporter un soutien matériel et logistique à notre collectivité, ainsi qu'à toutes celles qui participent à cet élan de solidarité. Merci. Je tiens à rappeler à la fin de la présentation de ce vœu et avant la présentation du vœu suivant que nous avions proposé à l'opposition de faire un vœu commun, proposé par l'Assemblée municipale, parce que ça nous semblait important qu'il puisse y avoir une forme d'unanimité sur ce sujet-là. Ensuite, il pouvait y avoir des nuances qu'on pouvait travailler. L'opposition a refusé ce vœu commun et a préféré faire un vœu, enfin c'est même pas l'opposition, c'est une partie de l'opposition, qui est le groupe Notre Parti C'est Colombes, qui a préféré faire un vœu un peu identitaire. Donc je peux que le regretter parce que je pense ça aurait été bien qu'on fasse un vœu commun, mais voilà, c'est aussi une explication qu'on doit donner aux Colombiens. Et vous allez maintenant présenter votre vœu. Et on va d'abord voter le vœu. On va d'abord le premier vœu. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre, d'accord. Également, pour les procurations également. Donc, Madame Taton... Oui, de toute façon, vous avez des pouvoirs, voilà. Qui est pour? Merci. Et donc, le vœu du groupe Notre Parti C'est Colombes. Les Français, comme l'ensemble des citoyens européens, ont assisté avec effroi, jeudi 24 février 2022, au déclenchement d'une guerre sur leur continent. Le coup de force militaire lancé par la Russie contre l'Ukraine entraîne une crise que l'on n'aurait jamais cru à nouveau possible en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit engendre des milliers de victimes civiles et militaires, des destructions massives, l'exode et la privation des moyens de subsistance pour le peuple ukrainien.
Les élus de notre parti C'est Colombe condamnent avec la plus grande fermeté l'envahissement du territoire ukrainien et l'atteinte à la souveraineté d'un État indépendant en violation du droit international. Attachés à la préservation de la paix et au respect des droits humains, nous exprimons notre soutien total et notre solidarité avec la population ukrainienne, victime des opérations militaires et des bombardements. Nous réaffirmons notre engagement pour défendre la liberté, la paix et les valeurs démocratiques du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Face à la tragédie humanitaire qui frappe l'Ukraine, de nombreuses collectivités françaises et européennes ont pris spontanément de nombreuses initiatives sur le plan local pour aider les Ukrainiens. Très sensibles à la situation en Ukraine, les Colombiens se sont également mobilisés dans un grand élan de générosité. Pour éviter que leurs efforts ne soient vains et afin de rendre les initiatives citoyennes les plus efficaces possibles, nous souhaitons que la ville de Colombe s'inscrive dans l'effort déjà déployé dans de nombreuses collectivités. Par ce vœu, nous demandons que les initiatives de solidarité en faveur du peuple ukrainien soient soutenues par la ville de Colombe et que notre ville prenne part concrètement à cet élan de solidarité. Nous demandons que la ville de Colombe se mobilise en lien avec les services de l'État pour coordonner les initiatives de solidarité. Nous demandons la mise en place d'une cellule permanente et d'un référent au sein de la commune afin d'assurer le recensement des initiatives locales et le suivi des actions, ainsi que la mise à disposition d'un local dédié. À l'heure où en Ukraine, il s'agit de sauver des vies, de mettre des personnes à l'abri, de les soigner et de leur apporter les moyens de survie, l'aide financière apportée à des institutions ou à des organisations reconnues et rompues à ce type d'assistance semble devoir être privilégiée. Par ce vœu, nous souhaitons que la ville de Colombe vote une délibération pour une aide exceptionnelle d'urgence humanitaire en faveur de l'Ukraine d'un montant de 100 000 € à destination, par exemple, de l'UNICEF Urgence Ukraine, de la Croix-Rouge Urgence Ukraine ou de la Protection civile. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bécouche, pour une explication de vote. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, c'est vraiment regrettable que nous ne puissions pas voter un même vœu parce que tout ce que vous demandez là, nous le faisons. Donc voilà. La seule différence, c'est le montant de la subvention. Et nous nous sommes expliqués. Mais j'en prends quelques exemples seulement par rapport à ce que vous demandez. Donc vous dites que de nombreuses initiatives ont été prises dans d'autres collectivités. C'est ce que nous faisons, ce que nous avons fait. On essaie de mobiliser les associations, les services de l'État, en essayant d'être en coopération le plus possible. Vous demandez aussi, pour éviter que les efforts ne soient vains et afin de rendre les initiatives citoyennes les plus efficaces, dès le 23 février, nous avons été à l'origine de nombreuses initiatives. Vous demandez à ce que les initiatives de solidarité en faveur du peuple ukrainien soient soutenues par la ville, les mobilisations des élus, des services de la ville. C'est vrai que nous avons été tous surpris, nous n'avons pas été très réactifs à la hauteur de la tragédie du peuple ukrainien, mais nous nous sommes petit à petit quand même ressaisis, assez rapidement d'ailleurs, pour que nous puissions répondre. Concernant la ville de Colombe qui doit se mobiliser en lien avec les services de l'État, c'est fait. Dès le 4 mars, on a été en réunion avec les services de la préfecture et la semaine, tout de suite la semaine d'après, le mardi d'après, vendredi et puis après mardi, on a été en réunion avec le préfet des Hauts-de-Seine, avec les membres du cabinet et puis avec les services et les associations. Donc, concernant la mise en place d'une cellule permanente et d'un référent au sein de la commune, ça aussi c'est fait. Dès le départ, il y a eu la mobilisation du service de la vie associative et de l'action internationale. Il y a 2 ou 3 semaines, il y a eu la désignation d'un agent référent au CCAS. Donc vous voyez bien que tout ça est fait, toujours
à la hauteur de nos moyens. Voilà. À l'heure où, vous dites aussi à l'heure où l'Ukraine vit cette stratégie, il s'agit de sauver des vies, et donc il fallait demander ou agir avec des organisations, des associations qui sont rompues à cet exercice. Le fait d'accorder cette association Cités Unies France, c'est tout à fait l'objet de notre démarche. Enfin, vous demandez est-ce qu'il y ait une subvention de 100 000 €. Cette subvention, donc, nous aurions bien aimé la donner, mais ce n'est pas à la hauteur de nos moyens. C'est une subvention qui est accordée par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Le Conseil départemental dit le plus riche de France. Vous nous voyez bien qu'on ne peut pas le faire. Donc cette subvention, et c'est très bien, c'est dans notre territoire, si je puis dire, nous dépendons ou nous faisons partie du même territoire que le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, il accorde une subvention de 100 000 €. Très bien, nous nous en réjouissons. Et donc, voilà, c'est une contribution aussi, en partie, de Colombes, si je puis dire. Voilà. Encore une fois, sur le fond, on est dans un accord complet. La seule différence, c'est le montant de l'association. Nous ne sommes pas en mesure, vu nos moyens, d'accorder une subvention à cette hauteur-là. Dommage que vous ne votiez pas avec nous le vœu. Merci. Merci, M. Bécouche. On va passer au vote. À M. Benbrahim. Oui, mais il y a quand même, il n'y a pas que la somme qui me gêne. Il y a quand même dans ce vœu un peu une volonté de dire que la ville ne fait rien. Parce que quand on écrit pour éviter que leurs efforts soient vains, afin de rendre les initiatives citoyennes les plus efficaces possibles, vous souhaitez que la ville de Colombes s'inscrive dans l'effort. Mais elle est inscrite dans l'effort. Et on est aussi en mobilisé. Et la façon dont c'est écrit, c'est, en gros, on reprocherait à la municipalité de ne pas s'inscrire dans l'action et de ne pas soutenir ce qui se passe en Ukraine. Voilà. Moi, je crois que c'est plus ça qui me gêne dans le vœu que, effectivement, dire 100 000 €, on peut dire 1 million aussi, on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a même pas de symbolique. Une symbolique qui aurait été... je crois qu'à un moment, il y a quelques années, on avait réfléchi à un moment à dire on va donner 1 € par habitant. Là, il y a une symbolique, c'est la ville de Colombes, 87 000 habitants, on donne 87 000 €. Mais là, c'est un chiffre sorti du chapeau pour on ne sait pas quoi. Merci, M. Benbrahim. Je partage totalement cette intervention. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Le vœu est rejeté. Nous avons terminé le conseil municipal. La prochaine séance se tiendra le 25 mai. Bonne nuit à tout le monde.